Back to the second day of ATU Pausa Congress, and welcome for who joined us today. In this session, we'll focus on early detection of prostate cancer. The PSA-based screening of prostate cancer will look at the leading trial, and the results are only 20, and the difference of PSA is 20%. And in HPC European study, the difference of PSA between the two arms is 49%. And if you look at the results in PSO, the curves are never split. And in CAP trial, the curves split after 10 years. The best results are the European study, and the European studies, and the curves split around 7 years. So imagine if this number is 100%, the perfect situation. The curves would split earlier. So the PSA is a good marker of early detection of prostate cancer. But how to make it great? To test the men who need to be treated to avoid overdiagnosis. And we have to consider reflex test if the PSA abnormal, and do, of course, a quality biopsy, and obviously avoid an overtreatment. In other words, who needs to be diagnosed? So you have to find new tools to diagnose prostate cancer that needs to be treated, diagnosed and treated. And in other words, how to separate the wheat from the chaff. So we need the stratification tools to adapt our strategy and select patients for biopsy. We have the MRI, of course, but have limitations, false positive, false negative, and anti-reader variability. So tools are risk calculators, biomarkers. The majority has not yet approved. And we rely here in Tunisia on PSA density. It's really a cost-effective tool to take the decision and for a biopsy. These are the different tools, the risk calculators, the old ones, the new ones. The MRI, of course, is considered as a clinical biomarkers, and we rely really here on MRI. We don't use biomarkers. And many combination of these tools, upfront risk calculators, upfront biomarkers, or upfront MRI. Another issue is the PSA-based screening. And in the real-life practice, we are not in the guidelines, or maybe we are beyond the guidelines. PSA was performed in aged patients more than 75 years old. And opportunistic screening recommended by guidelines is not favorable for low socioeconomic status patients. And we go in our practice for shared decision-making. This needs extra time for physicians. And also patients in this situation feel to be abandoned. If we discuss organized versus opportunistic screening, look at the SPC, the whole results show a reduction of 20%. And if you look at Göteborg trial, for example, and Rotterdam trial, these trials are very organized, and the reduction of mortality is much higher. So that's why we have to look at a new directions to early detection of prostate cancer. So this is the European project, how to be organized PSA-based screening and early detection. And this is a European model. They go from PSA, baseline PSA, and they adapt their strategy according to risk stratification tools. And this year, it's in the European Commission, they are going to, towards the extended organized screening. We'll talk also about data. And prostate cancer is really an untapped potential in Africa. This is a common disease. We are looking to epidemiology in Africa. Mostly our estimations.
we are looking to current situation in West Africa, and then we go to South Africa with Professor Mutamburia to look at their South African prostate cancer study. And also we focus on European experience of big data, and we try to explain how the data is poor and lead us from genetic epidemiology, prediction medicine to the precision medicine and personalized treatment. Now we are going to the second talk. It's of Professor Monique Robol. She is from University of Erasmus. She is expert and behind the largest European study of prostate cancer screening. So she's not with us, unfortunately, because he has a meeting in the ATU board office. So we'll watch his talk, and you go forward, and then we get in touch with her, and we discuss and ask questions. Though the second pre-recorded talk of Monique Robol. Hello, good morning to you all. I would like to thank the organizers for inviting me to give this lecture. I am very sorry not to be able to give a live presentation, but I am confident that this recording will get the message across. This morning I would like to talk about risk stratification tools for the early detection of prostate cancer. The conclusions we can draw so far, having done all the research on the early detection of prostate cancer, which started in 1993 already with the ERSBC. Traditional PSA-based screening reduces prostate cancer mortality and metastatic disease, and this is proven by level 1 evidence. However, it also coincides with harmful overdiagnosis and potentially overtreatment. What is currently ongoing is called opportunistic screening. That is screening not within a defined protocol or program, but is happening on the patient or physician demands. This is ongoing, and we know now from data that it does not reduce prostate cancer mortality. In fact, it comes with even more overdiagnosis as the traditional regulated screening programs which we have performed in studies. So the question is, how can we achieve the balance between harms and benefit of early detection and make a program that results in less dying and suffering of prostate cancer and avoiding the harms that coincide with early detection? For this, we have a lot of research done over the past 20 years or even 30 years, and we now have developed new risk stratification tools. They are available in the form of risk calculators, and what they do is they calculate the individual risk of a man having a biopsy detectable clinical significant prostate cancer. In general, risk calculators use more than just the PSA level to determine the risk. If they are applied in a screening setting or in a clinical setting, they tend to reduce the number of unnecessary biopsy procedures, they decrease the number of prostate cancer diagnosed that are in principle insignificant and only can bring harm when diagnosed. And in addition, we now have the MRI as a risk stratification tool. They can also reduce unnecessary prostate biopsies and in addition can increase the detection of clinically significant prostate cancer. And moreover, they can also help in reducing overdiagnosis again. So the question is now, how can we apply all these new tools? When do we apply them? Which risk calculator we use? Can we use the MRI, or do we have a short MRI, the biparametric MRI? And then in addition, which biopsy technique can we use? I hope to give you somewhat more insight in the upcoming slides of my presentation. I will base my presentation on a review that has just been appeared in European Urology, and it's called the ATU Precision Paper, and it gives recommendations on the early detection of prostate cancer. There's a first start with prostate cancer risk stratification, and that is all about the PSA level.
The ERSPC, the European Screening Study, and other population-based prostate cancer trials showed that the baseline PSA is related to the future risk of prostate cancer. Therefore, the testing interval can be adjusted to the baseline PSA level to reduce unnecessary testing. And in this graph, you can see the different recommending tested interval per age group. The main difference between the two groups is that for men with a very low PSA level, a less frequent testing interval can be maintained in younger men. And in older men, future testing is not beneficial because of the competing risk of other cause mortality. The proposed risk stratification strategy continues obviously after this baseline PSA. So if your PSA level is elevated and the risk stratification step indicates that further assessment is needed, we can start with applying a risk calculator or a risk prediction model. Why do we choose for that? Because they are in general easy to accessible for a clinician, they are easy to use, they are inexpensive, and they are non-invasive. And offering an immediate MRI to men, for instance, with a PSA level of 3 or higher, will result in more than 3/4 of negative MRI scan. This is impossible due to the limited availability of high-quality MRIs and expert readers, and it is a misuse of the financial resources that we have within the healthcare industry. So, taking this step, first risk stratification, before we even think about MRI and or biopsy, we can prevent more than a third of prostate MRIs and biopsies. And this is important if we think about large population-based trials. The question always is which risk calculator can we then use to get an individual risk assessment of a man? The commonly used variables in a risk calculator are age, family history, PSA and PSA derivatives, prostate volume, an important one, MRI result, and of course the traditional risk calculators we now have that do not include MRI data are listed here. They come from Germany, the US, and of course the ERSPC risk calculator, which is based on the ERSPC trial. There is now also a new generation of risk calculator which includes the results of an MRI, and you see 4 ones listed here. And again, and you see this popping up in this slide, is the area under the curve. So how well can they predict the outcome being cancer detection on biopsy? And I want to show you that these risk calculators all has a very acceptable area under the curves. That means they have predictive power, and including MRI you see an increase in the predictive power. But I want to focus on the upper part of this slide. Having PSA density as a very simple risk stratification tool, and that is PSA and an indication of prostate volume, either assessed by simply a digital rectal examination or a TRUS ultrasound, gives you an increase in predictive capability that is enormous. You can see here the area under the curve of PSA alone of 0.64, while the area under the curve for PSA density is 0.78. And you see below the area under the curve from the risk stratification tool, and I think you can immediately grasp that the basis is PSA density in all these tools. So having used a risk stratification tool depending on resources or what you have available in your setting, the next step is performing an MRI, if it is available. Otherwise, you can skip this part, obviously, and go to prostate biopsy. But the important thing is we have done a risk stratification step.
An MRI after risk stratification and before biopsy is to be advised because, like I said, it will reduce biopsy procedures and provide a better detection of clinically significant prostate cancer. This has all been listed in a Cochrane review that was published in 2019. So if we do an MRI, the next question obviously, and this especially accounts for the Western world, I guess, which MRI we should use. We have the multi-parametric MRI, which is the gold standard. It has high quality. The limitations are obviously also in Europe and in the US, the limited availability and the contrast medium that needs to be given before the MRI. Therefore, there is now also data on the B-parametric MRI, and the question obviously is this sufficient for a proper risk stratification step? Prostate cancer detection is also almost equal to multiparametric MRI. There are fewer false positive lesions, the examination time is less, and the costs are obviously lower. And there's no need for the contrast medium, which is all good. Again, with all MRIs, experienced readers are needed to get this step into the risk stratification algorithm. And they are prone to artifacts, obviously, the imaging that has always this problem. So more research is obviously needed to get more ideas about the usefulness of MRI, but that it can reduce unnecessary biopsy is a certain fact. So let me now go back to our algorithm. When the MRI is performed, again applying a risk calculator can be considered, because on the one hand, not all lesions are visible on MRI. The systematic biopsy should be considered in men who have a persistent suspicion of having significant prostate cancer, for example, because of a high PSA density or a suspicious DRE. On the other hand, PIRATE 3 lesions are officially scored as MRI positive, but they are in fact equivocal. Unnecessary biopsy procedures can be avoided by applying a risk calculator or again, simple a PSA density threshold. This will help in reducing less negative biopsy result and also in less detection of potentially insignificant prostate cancer. So, previous research showed that applying a risk stratification step after the MRI result can result in 16% reduction of biopsy procedures, 15% less insignificant prostate cancer diagnosis, and 4%, that's something to keep in mind, clinically significant prostate cancers can potentially be missed by doing this. But we have to be aware that an algorithm also has a safety net. So all men that are having had a negative biopsy will flow back into our algorithm and will have clinical follow-up. So that is our safety net in case something is missed. But the most important step here is that we will apply another risk stratification step to make sure that we do not unnecessary testing and biopsies. So back to our algorithm again, the systematic or the targeted biopsy, and there is an ongoing debate on the added value of systematic biopsies. On the one hand, systematic biopsy do detect clinically significant prostate cancer that is missed by targeted biopsy. It provides extra information for pre-operative planning. However, the systematic biopsy does detect more insignificant cancer. So a proper risk stratification, again, might be indicated here. And a targeted biopsy only might be sufficient if the biopsy is executed exclusively in experienced centers. So, despite the risk stratification strategy I just discussed with you,
We cannot completely overcome overdiagnosis of insignificant prostate cancer. What we can, however, do is offer these patients an active surveillance strategy to avoid or postpone active treatment with the subsequent side effect. Fortunately, according to long-term data that becomes available, active surveillance appears to be a safe strategy for more than low-risk men only. So, in conclusion, in this presentation, we can conclude that level 1 evidence, PSA-based screening, reduces prostate cancer mortality, but coincides with overdiagnosis. Opportunistic screening is an undesirable alternative. There is hardly any benefit from opportunistic testing, and there is a lot of harm. So regulation of early detection and screening of prostate cancer is a definite need. The presented algorithm, PSA, and several risk stratification steps will limit the harm of screening, will limit the overdiagnosis. Obviously, the algorithm includes many risk calculator options. It includes MRI, but it can also be done on the basis of the most simple risk stratification tool, and that's PSA density, which is actually highly effective. Modern screening trials will reveal the optimal pathway. We need long-term outcomes, but the first indications of the screening trials that are currently ongoing with risk stratification and with MRI are very promising. And the most important message I want to give you in this presentation is that we should disconnect the link between an elevated PSA and an immediate biopsy. That is important. That is bringing so much harm, which we now, with the tools we have, can avoid. I would like to thank you for your attention. I'm looking forward to the questions. Thank you. Good morning again. In this next presentation, Nous allons passer à la prochaine présentation par Dr Noira sur le diagnostic de la fiabilité de l'IRM dans le diagnostic du cancer de la prostate. Merci, Monsieur le Président. Très honoré de participer avec vous à votre congrès et nous allons voir ensemble est-ce que l'IRM est fiable pour le diagnostic du cancer de la prostate. Pointeur, s'il vous plaît. Je vous montre deux cas cliniques. Le premier, là vous allez dire que vous avez fait votre diagnostic. Le diagnostic est simple. Il y a un cancer de la prostate. Un cancer de la prostate. Pointeur, s'il vous plaît. Oui. Là, vous allez être à l'aise. Vous avez... Ça ne marche pas. C'est pas grave. Ça ne marche pas. D'accord.
C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire ça. Donc, le premier cas clinique, vous avez là une lésion tumorale, Pirates 5, sans problème, vous êtes content, vous avez fait votre diagnostic, vous allez faire votre biopsie et vous avez le diagnostic de cancer. Regardez cette présentation. Un Pirates 2, à peine, pas grand-chose, et pourtant, 2 cancers cliniquement significatifs. Et sur le Pirates 2, c'était un cancer bilatéral glixan 7. Donc, on se pose la question, faut-il faire confiance à l'IRM ? L'IRM, oui, c'est un outil incontournable pour le diagnostic du cancer de la prostate. De plus en plus recommandé avant toute biopsie chez tout patient suspect d'avoir un cancer cliniquement significatif. Mais elle a une mauvaise valeur prédictive positive, une reproductibilité intercentre et interobservateur qui est moyenne, d'où l'intérêt de cette classification PIRATS pour harmoniser les protocoles, harmoniser la lecture et diminuer cette variabilité interobservateur. L'IRM, quand vous faites de l'IRM prostatique, c'est comme si vous avez un test de dépistage de la glande, vous allez dépister le cancer, le foyer cancéreux au niveau de la glande prostatique. Donc c'est un test qui va répondre à la définition d'un test de dépistage. C'est l'estime et la probabilité de l'existence de la maladie. Donc il évalue le risque et donne une cartographie intraprostatique du risque. Mais on ne fait pas de diagnostic du cancer de la prostate à l'IRM. Le diagnostic, il est anatomopathologique. Donc l'IRM va vous aider dans votre biopsie, elle va guider la biopsie de la prostate. Donc il faut intégrer l'IRM dans une stratégie globale de diagnostic et ne pas faire confiance qu'à l'IRM pour le diagnostic du cancer de la prostate. Donc l'objectif de cette IRM multiparamétrique est de ne pas manquer une lésion significative, 40% pour les biopsies systématisées, ne pas détecter une lésion non significative, ne pas sous-évaluer l'agressivité de la lésion qui se voit dans 40% en cas de biopsie systématisée. Donc, beaucoup d'objectifs pour cette IRM multiparamétrique. Donc, on est en droit de se poser 3 questions. Est-ce qu'une IRM normale peut nous faire éviter une biopsie? Quelle est la valeur d'une IRM négative avec un PIRATS inférieur à 3? Quelle est la valeur d'une IRM positive pour un PIRATS supérieur ou égal à 3? Là, on va se rabattre sur la littérature. Et dans cette série publiée dans Lancet en 2017, sur 576 patients naïfs avec PSA supérieur à 15 nanogrammes, la biopsie, donc il y avait une biopsie systématisée, comparée par rapport à l'IRM multiparamétrique avec biopsie par guidage, le tout comparé à un test de référence, c'est la biopsie transpérinéale. Le cancer cliniquement significatif a été défini par un glison 7, 4+3 ou une longueur supérieure à 6. Et vous remarquez que si vous allez vous fier seulement sur votre biopsie systématisée, vous allez avoir une sensibilité de 48%. Si vous allez vous fier à l'IRM, vous allez augmenter votre sensibilité à 93% avec une valeur prédictive négative de 89%. Donc l'IRM, oui, elle est performante. L'IRM avant biopsie, elle a permis d'éviter 27% des biopsies inutiles, elle a réduit de 5% du diagnostic de cancer non significatif, elle a augmenté de 18% le diagnostic de cancer cliniquement significatif, avec une valeur prédictive négative qui est excellente. Regardez dans cette série, la sensibilité de l'IRM était de 89% pour tout type de cancer confondu, et la spécificité est de 113%. Là, c'est une méta-analyse Cochrane qui a évalué les patients sans biopsie préalable et les patients avec une première biopsie négative. L'IRM a été comparé par rapport à la biopsie transpérinéale, et vous remarquez que pour les ESUP grade 2 ou plus, la sensibilité de l'IRM était de 91%. Pour les ESUP grade 3 ou plus, la sensibilité est de 95%. Donc l'IRM a une bonne sensibilité pour la détection des cancers ESUP grade 2 ou plus. L'IRM détecte moins de 30% de cancers ESUP grade 1, donc les cancers cliniquement non significatifs qui ont moins de 0,5 cc de volume après prostatectomie radicale. Dans cette étude prospective de 270 patients, l'IRM après biopsie et IRM systématisé plus 2 à 4 biopsies par cible avec fusion d'images, vous remarquez que si on adoptait le cutoff, c'est-à-dire un PIRATS 3 ou plus, le taux de détection du cancer de la prostate était de 56%. Et le taux de détection du cancer cliniquement significatif était de 46% versus 11% par rapport à la biopsie.
Donc l'IRM normal avec un PIRADS inférieur à 2, donc était considéré normal avec un PIRADS inférieur à 2, le cancer de la prostate était présent dans 27% des cas, mais seulement 6% de cancers cliniquement significatifs. Donc ça nous permet d'éviter les cancers non cliniquement significatifs. Dans cette série de 95 patients, l'IRM a augmenté la détection du cancer de la prostate de 10%, avec une détection de plus de 15% des cancers cliniquement significatifs et qui sont de surcroît du siège antérieur dans 117% des cas. C'est normal, c'est sans les limites de la biopsie systématisée. Même les qualités des prélèvements étaient meilleures. Et la majoration du glisone était observée dans 24% des cas. Donc c'est dire l'importance de cette IRM. Maintenant, nous allons voir la distribution du cancer cliniquement significatif en fonction du PIRADS. Donc dans le PIRADS 3, le cancer cliniquement significatif s'observe dans 12% des cas. Et donc, quand on augmente le PIRADS, la proportion du cancer cliniquement significatif augmente. Elle est de 60% pour le PIRADS 4, elle est de 83% pour le PIRADS 5. Il faut remarquer ici que même pour le PIRADS 5, il y a des cancers cliniquement non significatifs, qu'on n'est pas fiable à 100%. Pour un PIRADS supérieur ou égal à 3, l'IRM permet d'éviter 30% des biopsies, mais méconnaît 11% des cancers cliniquement significatifs. Si vous regardez ce diagramme, je n'ai pas de pointeur malheureusement, donc si vous allez biopsier les patients, donc vous regardez le schéma à droite, si vous allez biopsier les patients de plus de PIRADS 3, donc vous allez inclure la grande majorité des cancers cliniquement significatifs, mais vous allez méconnaître le trait rouge et le trait vert. Pour le PIRADS 2, vous allez méconnaître quand même des cancers, une population de cancers cliniquement significatifs. Et si vous allez éviter de faire des biopsies pour les PIRADS moins 2 inférieurs à 3, donc c'est la courbe verte, vous allez méconnaître un grand nombre de cancers cliniquement non significatifs. Donc l'IRM répond à ces objectifs, elle détecte mieux, elle améliore la détection des cancers cliniquement significatifs et elle nous permet d'éviter certaines biopsies et d'éviter les cancers cliniquement non significatifs. Et là, ce cas clinique va nous faire peur. Regardez ici, une prostate, c'est un homme âgé de 68 ans, PSA à 6,5, volume à 35 millilitres, toucher rectal, pas grand-chose. PIRADS 2, à la limite, si on veut être généreux, on dira PIRADS 3. Et pourtant, cancer bilatéral, cliniquement significatif, Gleason 7, 4+3. Et quand on regarde, chez ce patient-là, on avait une PSA densité 0,8. C'est pour ça qu'on est allé faire la biopsie. Et cette notion donc les données cliniques et paracliniques sont fondamentales pour indiquer les biopsies, et même une IRM avec un PIRADS 2 n'élimine pas un cancer cliniquement significatif. Donc l'IRM seule n'est pas suffisante, à elle seule, de faire le dépistage du cancer de la prostate, de faire le diagnostic du cancer de la prostate. Et cette notion de cancer non vu à l'IRM est une notion qui a été publiée depuis 2012. Nous, ce qu'on détecte, on détecte les lésions solides, les cancers solides qui s'organisent en un nodule. Alors qu'il y a des cancers qui sont infiltrants et qui sont mélangés avec de l'épithélium normal, donc on n'a pas de masse tumorale. Donc ces cancers-là, on ne va pas les diagnostiquer sur l'IRM. Donc c'est très important, c'est pour ça qu'on a des PIRADS 2 avec des cancers cliniquement significatifs, voire même des PIRADS 1. Et les deux facteurs très importants qui conditionnent la détection du cancer de la prostate, c'est le solid tumor growth, dans 91% des cas, et la présence d'un stroma desmoplastique. Donc deux éléments qui sont très importants, qui améliorent la détection du cancer. Autrement, le cancer ne sera pas vu sur l'IRM. Regardez par exemple ce dossier-là, un patient, ça c'est un piège diagnostique, c'est un patient qui a des antécédents familiaux de cancer de la prostate avec un PSA à 10. La prostate, elle était ferme. La densité de PSA a été à 0,31 nanogrammes par millilitre. On a fait la biopsie, on croyait avoir un cancer bilobaire. Or, on a eu un cancer cliniquement significatif, mais un tout petit foyer à gauche. Tout le reste qui a été identifié comme étant un PIRADS 5, ou PIRADS 4 à la limite, c'était rien. En fait, ce patient n'a pas été opéré dans l'immédiat parce qu'il y avait le Covid, il y avait le confinement. 3 mois après, on refait l'IRM, tout disparaît, absolument tout, et on ne garde que ce petit foyer bleu
C'est le petit cancer qu'on avait détecté à la biopsie. Donc, d'où l'intérêt de ce risk stratification. On ne peut pas raisonner seulement sur les données de l'IRM. Il faut intégrer l'IRM dans une stratégie globale du diagnostic. Ça, c'est très important. Regardez ici que la valeur de l'IRM pour les cancers résiduels 2 ou plus est de 84%, 72% pour les patients avant toute biopsie et 88% pour les patients après une biopsie négative. Maintenant, si on adoptait ce cutoff de densité de PSA inférieur à 0,15, la valeur prédictive de l'IRM augmente. Elle est de 90%, et elle est de 94% pour les patients après une biopsie négative. Le risque d'un cancer est de 27 à 40% avec une IRM négative et un PSA densité supérieure à 0,15. Ça, c'est un message important. Si vous avez un malade qui a une PIRATS2 avec un 0,15 de densité de la prostate, méfiez-vous. Là, ça a été publié dans cette revue, dans Radiologie, donc récemment dans Radiologie. Ils ont intégré l'IRM dans une stratégie globale de diagnostic. Eux, ils ne biopsient pas les PIRATS 1 et 2, mais ils les surveillent. Et ils ont adopté un cutoff de PSA à 0, densité PSA inférieure à 0,1 pour les PIRATS 3. Ils ne font pas de biopsie pour ces PIRATS 3 avec un PSA densité inférieure à 0,1. Mais pour les PSA supérieurs ou égaux à 0,1, ils faisaient des biopsies. Ça leur a permis d'éviter 30% des biopsies pour les PIRATS 3. Et ça, maintenant, c'est de plus en plus recommandé, c'est dans les recommandations de l'ATU. Vous avez ici, en fonction du risque du cancer, en fonction du PIRATS et les différentes possibilités que vous avez. On va voir le tableau, le petit tableau en bas. Pour les PIRATS 1 et 2, vous allez considérer de faire une biopsie, réfléchir pour faire une biopsie si vous avez une densité de PSA supérieure à 0,20. Pour le PIRATS 3, vous allez commencer à réfléchir à faire une biopsie à partir d'une densité de PSA supérieure à 0,1. Mais pour une densité de PSA entre 0,15 et 0,20, vous êtes amené à faire une biopsie et vous allez réaliser quelle que soit une biopsie si vous avez une densité de PSA supérieure à 0,20. Donc c'est très important de réfléchir et de raisonner en fonction de la densité de PSA. Et c'est de plus en plus recommandé, ce sont les recommandations de l'ATU. Mais attention pour les patients qui sont sous traitement inhibiteur de l'alpha-5 réductase. Il faut multiplier le PSA par 2, sinon vous allez avoir des fausses densités de PSA. Donc si vous avez un malade sous traitement, multipliez par 2 votre PSA pour avoir la vraie valeur de la densité de PSA. Donc oui, l'IRM est un excellent examen de détection du cancer de la prostate. Elle a une valeur prédictive négative qui est bonne. Une IRM normale éviterait des biopsies chez près de 30% des patients dépistés. Mais il faut retenir toujours qu'il y a une possibilité d'un cancer cliniquement significatif pour les PSA 2, voire même 1. Donc, il faut toujours raisonner en fonction du contexte clinique, toujours raisonner en fonction de la densité de PSA. Donc, ce qu'on appelle la stratification du risque. Pour les PSA à 3 avec une densité inférieure à 0,1, c'est permis maintenant, et c'est de plus en plus recommandé, de ne pas faire des biopsies, mais de surveiller votre malade. Je vous remercie. Merci d'être resté dans le temps. Il y a beaucoup d'informations utiles que nous retenons ici. Moi, je retiens en particulier que l'IRM vient à bon appoint par rapport aux outils existants. Mais il y a une particularité que vous avez soulignée, c'est les lésions qui se trouvent au niveau de la partie antérieure de la prostate. Et quand on sait que les biopsies classiques transrectales ont du mal à atteindre cette zone, est-ce à dire que ces découvertes vont nous amener à adopter la biopsie transpérinéale qui, elle, peut permettre de mieux cibler ces zones? Oui, tout à fait. La biopsie transpérinéale permet de cibler les zones antérieures, je suis d'accord. Ça permet également d'éviter l'infection. C'est la biopsie transrectale, le risque de l'infection reste toujours présent. Maintenant, pour les lésions antérieures, c'est de plus en plus recommandé de faire des IRM avant toute biopsie. Donc, quand on fait les IRM avant toute biopsie, on a de fortes chances de détecter ces lésions au niveau de la zone antérieure. Donc, on a un outil en plus pour pouvoir les détecter. Donc, si on fait des biopsies endorectales, mais avec une IRM au préalable, les lésions antérieures, on va pouvoir les biopsier. Mais ça reste effectivement, la biopsie transpérinéale, c'est un test de référence. Hein. C'est l'examen qui permet un meilleur échantillonnage de la glande prostatique. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des questions dans la salle? Questions? J'ai un petit commentaire à propos de la biopsie transrectale et le risque septique en la comparant à la biopsie transpérinéale.
Nous, en notre pays, on a une expérience transrectale, certainement, et on utilise différents protocoles. Le plus couramment utilisé, c'est l'équinolone. Et on a l'impression, on n'a pas fait d'études comparatives, que notre biopsie standard, le risque infectieux, il n'est pas, on va dire, le sepsis sévère, il n'est pas aussi important. Et donc, pour convaincre nos urologues à switcher à la transpérinéale, dans le but d'éviter des infections, ce n'est pas évident, d'une part. D'autre part, à détecter certainement des lésions antérieures, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un vient commencer à faire la biopsie, est-ce qu'il commence à apprendre la transrectale ou d'emblée aller apprendre la transpérinéale? La question, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que... Est-ce qu'il commence d'emblée? Est-ce qu'il commence d'emblée à apprendre la transpérinéale? Il commence à apprendre la biopsie. Est-ce qu'il commence d'emblée à la transpérinéale ou il faut attendre quand même pour voir les choses en clair, pour que les choses doivent avoir un recul très important? Pour le risque infectieux de la biopsie endorectale, c'est un risque qui existe. Mais c'est vrai que il y a des phénomènes de résistance au fluoroquinolone, effectivement. D'ailleurs, le ATU a une fiche très intéressante, une fiche d'information des malades pour les patients et même pour les médecins, pour les biopsies. Et il y a tout un formulaire à remplir et des questionnaires. Un questionnaire. Donc, on choisit en fait les patients qui sont susceptibles ou à risque d'avoir des germes résistants. Les patients qui ont antibiothérapie les 6 derniers mois, les patients qui ont les personnels de la santé, par exemple. Et il ne faut pas hésiter à faire un écouvillonnage rectal. À chaque fois, on suspecte une résistance au fluoroquinolone, à la cipro. Maintenant, si vous faites l'IRM en pré-biopsie, je pense, de par l'expérience que j'ai, puisque nous on ne fait pas de biopsie transpérinéale, on arrive à détecter suffisamment, avec une bonne fiabilité, les cancers antérieurs. Maintenant, est-ce qu'on va switcher vers la biopsie transpérinéale? C'est à vous de me le dire, hein, mais bon, personnellement, je suis à l'aise avec la biopsie endorectale. Pas beaucoup de risques de risques infectieux qui existent, mais pas de risques infectieux importants. Okay. Nous avons une question. Au Maroc, donc, les quinolones sont devenues de plus en plus popularisées, leur coût a baissé, donc elles sont données par les pharmaciens comme ça à tire-larigot, donc on a constaté une augmentation importante des résistances et pas mal de prostatites après biopsie transrectale. Donc aujourd'hui, on fait des biopsies sous prophylaxie avec de la céphalosporine de 3e génération, la ceftriaxone. En ce qui concerne les biopsies transpérinéales vs transrectales, donc, les études ont montré que la transpérinéale donnait moins d'infections, évidemment, mais qu'elle n'apportait pas de surplus dans le dépistage du cancer de prostate. Le cancer de prostate est retrouvé avec la même incidence, que ce soit fait avec des biopsies transrectales ou transpérinéales. En ce qui concerne les lésions de la zone antérieure, quand vous avez fait une première série de biopsies qu'elle est négative, parce que je pense que chez nous tous, l'accès à l'IRM n'est pas aussi simple que ça. Donc souvent, on fait des biopsies standardisées qui ont un très bon rendement, mais si ces biopsies standardisées restent négatives, vous faites une IRM, peut-être que vous verrez une lésion de la zone antérieure et il suffit de pousser votre aiguille un peu plus à l'intérieur de votre prostate avant de tirer et vous avez votre lésion antérieure. Donc je vous remercie. Merci. Une dernière question ici. Remarque, pas de question. Quand on compare les deux techniques, il n'y a pas uniquement l'infection aussi. Il y a le coût du traitement, parce qu'on n'utilise pas le même matériel. Il y a les grilles pour la biopsie par voie transpérinéale. Il y a la douleur. Souvent, la biopsie transpérinéale, c'est sous anesthésie générale. Il faut prendre ça en considération aussi. Et les résultats, c'est-à-dire carcinologiques, les résultats anatomo-pathologiques, il n'y a pas une grande différence. Surtout ceux qui veulent faire la biopsie périnéale dans les équipes où on pourra faire la curithérapie après. Donc, on utilise presque le même matériel. Mais ça reste la technique de référence quand on évalue tous les papiers qui évaluent l'IRM, la sensibilité ou la valeur prédictive de l'IRM sont évalués par rapport à la biopsie transpérinéale à cause de cette zone antérieure, en fait, à cause de l'échantillonnage de la zone antérieure. Maintenant, moi je pense que quand on fait le couple IRM avant biopsie, ensuite biopsie transrectale, on est suffisamment fiable même pour les lésions antérieures.
Et c'est recommandé, hein, c'est des recommandations fortes de faire des IRM avant une biopsie. Une dernière question, dernier commentaire. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la micro-ultrasonographie, qui a donc un taux de détection qui est beaucoup plus sensible que l'échographie standard. Vous en pensez quoi? Parce que beaucoup de gens couplent la micro-ultrasonographie à l'IRM, surtout dans la surveillance active des patients, et ça semble donner de meilleurs résultats que l'échographie normale. Vous en dites quoi? C'est pas encore des recommandations. Hein. Je suis pas toujours avec les recommandations, parce que les recommandations ont toujours un temps de retard par rapport à notre activité. Oui, les recommandations sont publiées tous les 2 ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Donc la médecine avance un peu plus rapidement que ça. Aujourd'hui, on a des papiers qui paraissent sur la micro-ultrasonographie. Donc est-ce que vous avez une expérience de cela? Non, on n'a pas d'expérience, on l'a pas en Tunisie. De toute façon, ça c'est pour les centres experts. Mais effectivement, elle a des résultats qui sont a priori prometteurs. On attendra la validation. Le thème est très important. Malheureusement, on est un peu rattrapé par le temps. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Nous allons passer à la prochaine présentation avec Dr Mitambiroa, qui va parler de la gestion du cancer de la prostate en Afrique du Sud, études sud-africaines, cancer de la prostate. Bonjour. Très bon de Tunisie. It's beautiful here. Thank you so much for the invitation. I'd like to thank the organizing committee, Ahmed Said, Alexander Norforth, and Mohamed Jaleh for the invitation. And it's been beautiful. The only problem I have with Tunisia, you're driving. It's scary. Some of the driving is scary. Now, America, I've got this accent. Ahmed Said asked me where I got this accent. It's Canadian. Canadians are the same as Americans. Californians are the same as Texans. French are the same as the Netherlands. That's nonsense. I think we in Africa have got a new paradigm on where we're going to have to change the idea that Africa is just one place where everybody is exactly the same. We're going to base our data on American data rather than our own activities as well. It's nonsense. We know, for example, the data is quite clear that Black Africans have got a higher risk of prostate cancer. But even if you're looking at the age groups, it changes as well. And the thing is that fortunately, we're now changing our paradigm. We're actually improving our life expectancy. We know white men are less likely to die from their prostate cancers, but when you consider Asian, it's even higher. It's even higher. And when we try to compare West Africa, Central Africa, East Africa, South Africa, we are different again. We've got different genetic makeups, and it's important for us to recognize we have to make those changes. And on top of that, it's actually going to impact on our life expectancy, 15 years less for Black American men compared to South African men. We need to start changing our paradigm, and we're doing a good job. We actually have conferences like this where we're actually making changes and we're actually improving our data. So this is where we started. We started with the Southern African prostate cancer study. In 2008, we had some basic funding. We were involved with Australians. We were involved with South Africans. This is one of our mentors. As we know, Rihanna Bornman, she's a leading researcher in South Africa. Vanessa Hayes, who's from the Garmin Institute in Australia. We combined it to actually improve the chances that we can actually get information about our health. I'd like to bring up a past president of Pausa, Alf Sagoni. He passed away a number of years ago, but he was instrumental in starting these genetic trials that we've been involved in. And Bishop Desmond Tutu, who is the patron of the Prostate Cancer Foundation of South Africa and a number of other foundations as well, he was instrumental as well in bringing around the idea that we could actually do some genetic testing for African men. And we started off initially in Limpopo, which is in the southern part of South Africa. We went down to Gauteng, which is the blue dot.
That's where Johannesburg and Pretoria are. And we were starting to compare different Bantu tribes. I always like to bring up the idea that, throughout Africa, every African country has the same word for meat, nyama, nyama, just mix and match. But we're similar, but we're different. And that's why we had to investigate not only about different parts of Africa, but within even a country which is supposedly congruent, which is South Africa. But the reality is that we found that there's data that there's differences between even different tribes in South Africa. We found some interesting things. We published in Cell, this is in 2010, PSA levels, 83% were more than 20 in South African men. When it comes to controls, which is America, SEER data, only 30%, just less than 30%. Similarly, the Gleason scores, twice the number of high Gleason scores in our South African cohort. And on top of that, we were actually having a 1.6-fold increased risk of aggressive cancers in our population. There were some interesting parts that we came from this. I bring back to the fact that different tribes, the Vendas are in the northern part of South Africa again, higher risk of nasty cancers compared to Sotho and other parts of South Africa. But also, diabetes, erectile dysfunction, and complete balding increase the risk of people having aggressive cancers and dying from their cancers. And unfortunately, we didn't have any good genetic risk factors until we started this data. Again, northern part of South Africa, Vembe district, Capricorn, Mapani, they were different. I think it's important for us to recognize that we need to start improving our negotiations and discussions about data. And getting the community involved was so important for us to get these information. Sorry. I think it's frozen. There we go. Okay. Next slide, please. Yes. So we involved the population, and I think that's so important. We need to start involving our population, our different race groups, our different activities, making sure that we have negotiations, discussions, so that they understand why we're doing this sort of information. We're trying to look for this. Some of my students, actually, my proteges, are now involved deeply in research when it comes to prostate cancer and the interactions of different aspects. One of the parts that we're doing in these trials are not only the genetics, but we're also looking at at congenital abnormalities. We know that we still use DDT a lot for malaria prevention in South Africa. It's increased the risk of hypospadias, undescended testicles, but also prostate cancer. We have to start integrating this so that we can make decisions. 2010, again, Bishop Tutu, he was the first Black African to have his full genome sequenced by our team. We found out differences that are going to happen between Black Africans and the African Americans. For example, when you're looking at the risk of having prostate cancer, different solid indels and I'm getting confused there. But the point is that the tumor mutational burden was almost twice as high in the Black African population compared to our control group was SEER data again. And if you look at this, you can even see how high the rates in our prostate cancer study showed as problems. Similarly, when it comes to other aspects of genetics, because we know that TMPRESS ERG increases the risk of cancer, but we found in our study, again, that the ERG was more likely to get cancers, but they were less likely to have nasty cancers. And even when you look at the different gene makeups, there's other things that we're now picking up which are novel for African American, for South Africa, and general parts of the rest of Africa as well, including FOXBX07, which is actually one of the most interesting parts at the moment. Another aspect which we have probably underscored is that there's other impacts from other things that are going on. For example, bacterial flora. We overuse antibiotics in Africa as a general rule.
the more we use it, the more likely we're going to actually increase our risks of nasty cancers and also cardiovascular disease. It's important when we're looking at these different phylologies. We've been involved with a lot of different discussions on the bacterial makeup, and I think going forward we're going to be involving this more and more in our research. Next slide, please. I think it's probably my last slide. Next slide, there we go. And this is just to show that we've actually published again in Nature again 2022, just the month before last, about the taxonomy. And I think it's important for us to remember that we have to do more research in Africa, North Africa, South Africa, Central Africa. And I'm just grateful that we actually have such a forum where we can actually have a discussion about our future in research. Thank you very much. Thank you very much, Chingai. So, any question in the audience? So I think you mentioned something that is very important and that have implication, and we were discussing yesterday about that, the use of guidelines that come from other countries. Even within Africa, there is a big diversity. I can tell because in the men of African descent carcinoma of the prostate consortium that I belong to, we've seen that there are differences, even in the clinical presentation, between Western African and South Africa. So this diversity is something we need to explore. So would you like to have more comment on that? Yeah, that's such a good question, Mohamed. And I think, again, it comes back to the fact that I think sometimes we don't recognize that we have such good data. We're doing so much good research. We need to publish more. We need to make the information out there, because right now we're basically everything on essentially Western data. And like you're saying, even from West Africa, you guys have, there's so much good data that's coming out of there that we need to incorporate into our discussions. North Africa, here, it's different, but we're very similar as well, and we've got so many interactions that we can involve. And I think maybe one of the biggest expressions before I finish is that I really would be so happy if we could get more interactions between our different parts of Africa, including North Africa, because right now we're actually trying to be on a drive to actually get more data, more genetic samples from other parts of Africa, including North and East and South and West Africa as well. Yes, thank you. In your practice, and really live practice, when you look at the guidelines of European or American, do you use them or you try to develop your own guidelines? For example, the PSA cutoff. Yeah, I think the guidelines, that's again, like Mohammed and you were saying, Ahmed said, is that we are basing most of our guidelines, we use the European or the AUA. AUA is a bit more complicated. I don't think it's as useful as the EAU. I do think that the guidelines are very useful for us as a funnel so we can get our own aspects. But for example, when we looked at some of the little limited data we have with North Africa, your risk of prostate cancer is much less as well. So should we be basing it on the same PSA densities? Should we be basing it on PSA levels? I don't think we have that data yet. But I think currently we have to use EAU, because that's the most relevant for us, because they do have quite a good cohort of African subjects as well. But I think going forward, we need to start changing that paradigm. And I think this is part of what this sort of conference does. It gives us the opportunity to start interacting, making new changes, and making decisions on whether we're going to change the guidelines for ourselves as well. So you need data, more data. Sorry? You need data. Data's, we've got very little data. That's why I'm saying that we really need to start improving. I think we're doing quite well, by the way, because I've seen the publications that are coming out of different parts of Africa. So much good data coming out. And we do have, through the Pausa, Alexander and Mohammed, and that we have the African Journal of Urology, which does give us an opportunity to actually express our own information that's going forward. Yeah. Sure. Thank you. Any question in the audience? Any comment? So one last comment, and coming back to the PSA cutoff, and we're currently pulling out data
thousands of PSA and biopsy, mostly from South Africa, and we're using machine learning to see the trends. And it sounds like the PSA cutoff is higher than what we currently use, what that is being used in the US, and it increases with age as well. So it is possible that things come. And also one last thing to concur to what you said about the genomic diversity. It is highly needed. So whatever genomic data that are available, if we don't have a good diversity can be within the continent here, but somewhere else we will not find the right solution. Completely correct. In fact, we're about to publish, one of my residents is actually doing a project on PSA density. And it looks like we have such a high amount of inflammation in our prostates, which is causing the PSAs to go high. We have to start recognizing that we mustn't just be biopsying. I think Monique mentioned that just biopsying just because of a PSA is not enough. But we need to also just remember that we might have to change our PSA levels and for screening when it comes to our patients as well. Thank you very much. Thank you very much. So we move to the next talk, the pre-recorded talk, please. Good morning. I'd like to start by thanking the organizers of the Pausa 2022 conference, which is holding in Tunisia, for inviting me to give this talk. I apologize for not being able to be with you in person, but this was due to logistic problems that I could simply not overcome. I, however, hope that in the next few minutes I'll be able to give you as much of information as would be necessary on this topic. Prostate cancer is one of the most important diseases in the world. It's the most common male cancer, and definitely is also the most common male cancer in sub-Saharan Africa. I bring you greetings from Ibadan, which is my base and which is where I am giving this talk from. Now, as I said, it's the most commonly diagnosed male cancer worldwide. And the information we have on prostate cancer on black men is mainly from US blacks. And what we know is that there's a high incidence of this disease in black men. They often present later. They have higher clinical indices such as PSA, stage, and volume at presentation. And after treatment, they have higher recurrence rates. The access to treatment is also poorer than in whites due to health disparity issues, and it's not surprising that there is a higher mortality. In sub-Saharan Africa, prostate cancer represents 18% of all prostatic diseases in African men, and in our own institution, it represents about 12.5% of all new cases. It is reported that the incidence of prostate cancer in sub-Saharan Africa is less than in US blacks, but we are quite clear that that is due to poor data collection and reporting. The peak incidence in our population is about the 7th decade, but we are beginning to see increasing incidence in younger patients, probably due to better detection techniques. The commonest cell type, like everywhere else in the world, is adenocarcinoma, and the various differentiation stages are as listed below, and you can see that most of the cases are poorly differentiated. As previously stated, almost 80% of cases in sub-Saharan Africa present in advanced stages, with nearly 2/3 of them being metastatic at the time of presentation. The factors at play in these peculiarities are multiple. Starting from the molecular biology of the disease in sub-Saharan in sub-Saharan Africa. The genetics shows that various genes and the mRNA have been identified as playing a critical role, particularly those listed above. And also the stromal epithelial interactions involving the androgen signaling pathway and the EGFR-V3. Interestingly, immunology is known to play an important role from African American studies, and although we haven't done
specific studies in sub-Saharan men, we can surmise that the higher inflation and immune responses and the lower DNA repair activity reported in African Americans also play a role when we consider the biology of this disease. Other pathological indices that we've noted is a high PSA, and that in sub-Saharan men, and that they often have lower testosterone and higher Gleason scores at presentation. Our studies also show that there is a high incidence of testicular atrophy in these men at presentation when bilateral orchidectomy is done. Peculiarities of our patients is that they are seen in large numbers. Most of them are poor. They often have significant comorbidity, and for them potency can be very important, which plays a role in deciding the kind of treatment they wish to have. At clinical presentation, aside from the late presentation, the disease often has an aggressive phenotype, but we're beginning to note that there is a mixed clinical course, with some patients doing quite well. On the social science aspects, there are cultural and belief system peculiarities which affect the awareness and indeed the treatment options chosen by patients. There is a lack of knowledge and awareness about the prostate, never mind the disease itself, and the inconsistent policies on health by various governments doesn't help. This certainly affects the issue of screening. We also look at the health systems that are really poorly structured in sub-Saharan Africa, which results in poor implementation of the health policies, and the patients themselves have limited acceptability of orthodox care. In terms of disease management, 80% of payments are out of costs, with 65% of most cancer patients having to sell a family heirloom within 3 months of treatment. We continue to do mostly bilateral orchidectomy, although medical treatment is now beginning to gain ground. A few centers are now offering radical prostatectomy and radical radiotherapy, with active surveillance now beginning to come up with a better ability to screen and to follow on with the patients. We do refer a few patients abroad, especially those who have their relatives in foreign countries and who have the financial wherewithal. Otherwise, we know that the response to treatment is variable. There is limited long-term data on radical surgery and radiotherapy, and although the initial response to androgen deprivation is good, we know that within 6 months, within 80%, we know that 80% would have symptomatic improvement immediately, but the prognosis is variable, with survival rates depending on the grade of the disease. We're still running at 60% at 5 years, but those with spinal metastases tend to have a lower survival rate, with 58% being dead in 6 months. The 4-year survival is 80% in well-differentiated disease, whilst moderately differentiated disease do not do quite as well. Going forwards, this is a summary of our limitations to management, summarizing what I've said before. It's important to note that we're still uncertain about the epidemiology and biology of the disease due to limited research and data, although more studies are being done. We cannot mention enough or emphasize enough the poor healthcare system and infrastructure, and the increasing brain drain is beginning to make the limited skilled personnel and interdisciplinary collaboration worse. It is also important to note that most newer drugs and treatment are not available, and industry support is severely lacking. Going forwards, we are now doing a few things differently. Essentially, we're increasing our public enlightenment of prostate cancer, and we are beginning to solicit assistance from corporate bodies and individuals. Importantly, governments are beginning to fund urology centers in sub-Saharan Africa, and also increasing the funding of cancer treatment, which makes it easier for us to treat this disease. We're trying to stimulate more interest in prostate cancer research by government, NGOs, and industry, and also trying to
develop novel ways of increasing prostate cancer detection, notably with antibiotic modulation of PSA. We're trying as much as possible to increase our cost effectiveness and acceptability of our treatment by involving the patients and their families in decision-making processes. We're using all the information gathered from above by presenting these at multiple fora and using it to improve urology care within the subcontinent. We're also trying to design other community-based projects that will go around making sure that the prostate cancer is seen as one of the major diseases on the subcontinent. We're including this in the curriculum of our residents and medical students and inserting the disease in various health reforms and awareness programs in the various countries. The way forward is for us to develop more homegrown policies on the disease. We need more research, particularly of the translational type, to try and improve knowledge of the disease. We must improve our data collection. We must continue to engage government for increased funding and also engage the NGOs and industry to support urology in general, but urologic cancer in particular. It must emphasize the need for availability of drugs at affordable prices and ensure that new drugs are tried in Africa prior to approval by our various bodies. Capacity building in all oncology specialties is important, and we must try as much as possible to retain our health professionals. In the end, we need to increase funding of cancer research and treatment, and we need to know that men also require to be considered as a priority in cancer awareness projects. Finally, we need more of the urology training centers, in addition to those in Ibadan and Dakar, and also to ensure that we can turn out more trained personnel. I'd like to end by acknowledging my co-authors, my other clinical colleagues who provided the information I presented, my co-researchers, and my research staff. I thank you very much. Okay, he's connected, Professor Olapade. He's connected with us. Il est connecté avec nous? Il est connecté? Yeah, Mohammed, I'm connected even though the internet connection is not very good. Okay, you hear me? Do you hear me, Professor Olapade? Yes, I can hear you. Thank you very much for the good presentation. Any question from the audience? No? Okay, so you said that there is a diversity of profile and prostate cancer in Africa, even into South Africa and also in Nigeria. So what is the impact and this diversity on your daily practice? Let me be practical. A patient for you, from which PSA cutoff you go for biopsy, for example, and if you have a patient on the Gleason 6, 3+3, how do you deal with this patient? These real issues. How do where do you go to biopsy? Where you have PSA? What is the cutoff? And if you have a patient, Gleason 6, how do you deal with this patient in your country? Well, thank you. First of all, let me say that as I mentioned in my study, I think prostate cancer is a very heterogeneous disease all over the world, but specifically in blacks. And I think that, as Shingai was saying, even within country, there are very many differences which we should be studying. And that would impact our daily practice. So, for example, for us, I am aware that a Gleason 6 in one patient is not the same as a Gleason 6 in another patient. Of course, you have the problem of determining whether or not your biopsy is representative of the entire disease spectrum, since we do not do radical prostatectomies often. These are biopsies, and therefore you may have missed a higher grade cancer. But if you just take what the pathologist has told you, then even that is heterogeneous. So I tend
to try as much as possible to ensure that I individualize my treatment by reassessing the patient using several parameters, including PSAI, clinical presentation, and most importantly, the other comorbidities. Because as Shingai also mentioned, I've found out that patients with certain comorbidities behave differently. And before I leave that topic, I think the most important thing I've learned is that we should recognize that the treatment of prostate cancer in itself is a disease. And the object of my care of my patients is to make sure that I do not give him a worse disease in the treatment that I am offering him than the disease he came with. And that is actually the raison d'etre of my practice. Thank you. Thank you, Mr. President. Dr. Olapade était past president. So thank you for bringing all this description of what prostate cancer really is in our subregion. And again, you touch on all the important part. And the take-home message is more research, more collaboration, but more adaptation to our local environment. So what last recommendation would you do for us toward, finding our own guidelines, finding our own references for either diagnosis and treatment? Well, as I also mentioned briefly in my short talk, it's important that we develop our own data, such as it's been done in South Africa and indeed in parts of Africa, but largely by studies directed by us so that we can own the data, manipulate the data to suit our own purposes so that we can have a real scientific basis for the decisions we take in clinic. Truly, what we're doing now is what you said, adaptation of what has been done in other populations. And this, of course, can make it very difficult for us when we are trying to make sure that we give that individual patient the best treatment possible. So we really need to design our own homegrown research projects in collaboration with others. That's not my problem. But we must own the data so we can manipulate it ourselves and interpret the results ourselves to suit our own population. Since even our populations are actually heterogeneous genotypically, even if we are homogeneous phenotypically. I would like to end by thanking Professor Olaupa for being so instrumental in shaping the current Pausa by doing a lot of things, including, most of the things we're seeing now. So thank you, Professor. Thank you. Thank you. I hope you have a good conference. I'm sorry I couldn't join you. I will join you at the next Pausa. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you very much. So Bye-bye. now, thank you. So we move to the second talk of Professor Monique Robol about the Pioneer project. In this next presentation, I would like to share with you my experiences in working within a large consortium of scientists in big data in prostate cancer, the Pioneer Network. The Pioneer Network is part of a EU program, IMI, which means Innovative Medicine Initiative, Big Data for Better Outcomes. The Big Data for Better Outcomes mission is to improve health outcomes and healthcare systems in Europe by maximizing the potential of big data. Here you see a picture of the Pioneer Consortium taken a few months ago in Rotterdam, where we finally could have a face-to-face meeting again. Pioneer started in 2018 and has during the pandemic done all the meetings and the research online. In the Pioneer Network are 35 public and private stakeholders.
We collaborate closely with internal and external data providers, and our aim is to build a prostate cancer big data and analytics platform. This is quite a complicated slide, but if we look at the lower part, we can see that within Pioneer, we have identified knowledge gaps and research questions in the detection and treatment of prostate cancer. We have identified and gathered data that can help us to answer these questions we have, and to be able to use data from different sources, we will need to process these data and run analysis. That finally will bring us to our desired outcome, which is improving care for prostate cancers and their family. This is the main goal of the Pioneer Network. To get a comprehensive overview on the research questions that we need to address, we did a so-called Delphi process, where we asked all relevant stakeholders to provide questions and to prioritize those questions. As you can see, also patients played an important role in this process. And interestingly, the top 5 questions were actually similar among clinicians and patients. And these questions related, for instance, to who is suitable for active surveillance and what can be the role of genomics in risk stratification. Data can be provided to Pioneer into 2 ways. The federated setup, meaning that data stays at your clinic and that analyses are run there, and only the results of those analyses are transferred to a central point. The second setup is the centralized setup, where you actually send your data to our data center in Germany. Virtually all analysis done on federated and central data can in the end be combined into one result. Obviously, the option that is chosen, either centralized or federated, has both advantages and drawbacks for the data provider. It may definitely also depend on legal restrictions in your setting. But let me note once more that within Pioneer, both options are possible and the data are very welcome. As said, Pioneer started in 2018, and here you can see what the progress is in data collection and converting all data into one common data model called OMOP mapping, which is actually quite laborious task, but enables us to use one statistical code on all datasets. In the slide you can see that we have far over 3 million data points now collected within Pioneer, and the data collection is constantly going. I would like to know that although Pioneer is an EU-funded project, we are open for data around the globe and have recently included, for instance, data from Hong Kong. Like I said, data from different sources means different variables and different coding of those variables, a bit comparable to plugs of an electrical device when you travel around the world and you have to bring adapters to keep everything going. So what we need to do with the data that we collect around the world, we need to iron them all that they are flat and similar and can be used in one statistical analysis. This requires a lot of cooperation between the consortium and the data providers, IT companies and data scientists. The tool we use to get all the data look alike and so that they can be analyzed at the same time, it is done by the Odyssey OMOP tool, which is actually an open source tool and is used worldwide.
This is the reason why we chose for this tool, because now we can easily combine our big data to other big data initiatives around the globe, also those perhaps on other cancer sites, to learn as much as possible about our disease and cancer in general. So just data providing is not enough. After that, we need to open up the data, bring them all together in analysis, either centralized or federated. The OBOP data is, as said, quite some work, and we need support from centers that provide the data. After all, they know their data best. Data sharing, either central or federated, means a lot of legal arrangement, and that requires time. We are constantly learning within Pioneer, and hopefully this can in the future become much more a standard and thus quicker procedure. Despite these barriers, I hope I have just shown you that many prostate cancer data are now available for research on prostate cancer. And I would like to stress that Pioneer is open for all prostate cancer researchers around the world. And by joining Pioneer, you can work with experts on relevant issues in the detection and treatment of prostate cancer. All contact details are shown on this slide, and I can only stress again that you are very welcome to get into contact with Pioneer and see the possibilities of joining this initiative. Thank you for your attention. Not yet. On attend d'entrer en contact avec 5 minutes. Dans 5 minutes. On profite des 5 minutes pour discuter s'il y a des commentaires en matière de cancer de la prostate, dépistage précoce. Dr. Shingai, I have a question for you. In your real daily practice, let me practical. You have a patient who have a PSA, no, here, not past family history, no cancer, and the South African context, you have a PSA of 3. Digital rectal examination is normal. What do you do for this patient? Yeah, I think that's a great question, and I think this is when we've been discussing about adapting to our own societies here. I think one of the big issues that we have is that even in South Africa, because it's a fee-for-service, people get paid more if they find more prostate cancers. And so active surveillance is not actually being picked up appropriately in Africa, I think. And when it comes to PSAs as a general thing, PSA density is so important, like Monique was talking about. I think we have to base it on PSA density a lot, but also not the first PSA. You must have at least a second PSA, especially if you've got a normal digital rectal examination. And even then, if we've got a 70, 80-year-old guy and he's got a PSA of 10, a normal digital rectal examination, do I really want to be subjecting him to any sort of active treatment? I think not. And I think that's one of the aspects when it comes to the socioeconomic groups that we're doing now, that we have to start basing it more or less on what we're going to get paid for, but more about making sure that the patients are treated appropriately, because I really think it's important for that. And in fact, I always like to bring my father. My father, he's now 85. He was diagnosed with prostate cancer 25 years ago. It was initially a Gleason 3+3. And I told him, even then, I was still in training, that don't do anything. He's still fine now, I think, and he's got my mother's quite strict, so I'm pretty sure there must be some sildenafil involved in the treatments for him as well. But I think it's important. So where do you start the screening of prostate cancer? And you do mass screening or opportunistic screening? Yeah, no, I think I mean, like, even when you consider, I was in talks with people from Tanzania, and because the president of Tanzania got diagnosed with prostate cancer, he wanted global screening for PSAs in Tanzania. We advised, and we had some discussions between our governments as well, that it's not appropriate. And I think, according to the guidelines, from our data from South Africa, because we've got through the Prostate Cancer Foundation in South Africa, we have actually got some data. For a low-risk guy in Black Africans,
we start PSA screening at 40 if they feel that they're worried about dying from prostate cancer. But we're not going to force everybody to do it. But I think we have to lower, at least in sub-Saharan Africa, I think we have to lower it. I think in North Africa, because the genetics are better when it comes to cancer, I think probably 50 would be appropriate. But again, this is not data-based at the moment. So, but I think for sub-Saharan Africa, 40 if the person is worried about prostate cancer, but particularly if they've got prostate cancer family risk as well, although that data for that is not that great as well. And I think hopefully going forward, we're going to get more molecular data about biology and that sort of thing, because right now we're just basing it on a thumbsuck, to be honest. Thank you very much. We have Professor Monique Robol. We hear us? Yes, I can. I hope you can hear me. Thank you very much for being with us. But you are Pleasure. in meeting in EAU. Thank you very much for according us a few minutes. So, any question about the first talk of Professor Monique Robol? While the others are bringing their question, I have a question about the big data. When it comes to being more global, like incorporating data from Africa, and I know there are some push from the EAU to have prostate cancer data from Africa. How about the issue of harmonizing the data, the different way of getting the data? What do you recommend? Are there any tools to still incorporate data if they're collected in a different way? Yes, of course, of course. Well, first of all, thank you for giving me the opportunity to be present at your meeting. I'm sorry that I could not be there in person, obviously. Regarding my presentation about big data, we hope very much that more data contributors will help us to get a big collection of data. And with respect to your question, just contact the consortium and we will have a look at what type of data you can offer to the consortium. And I presented in my presentation that it could be very well so that the data stay in your hospital or in your institution. We don't need to really physically transfer the data if that's not allowed, or that you do not prefer that. So that's very important to realize. But we can have a look at your data, and we have within the consortium the opportunity to help or to even take over if it's possible time-wise, to really, let's say, transform your data to the common data model. So we first have a look at your data, see whether the variables that are obviously of interest are part in your data set. And we know obviously from scratch that each data set is different, so that we need to transfer all the data we include, also from Europe, from everywhere, from the US. We have to transfer those data to this common data model. This is quite a task, I totally admit that, but it will also be possible with your data. And we have several options of getting that done. The most obvious option is obviously that you or some members in your team learn how to do that. There's a course to do so from the Eden Academy, and you can do it yourself, and there can be help given to do it for you. We can support you with it, but the first step is look at your data, get all the legal aspects in place, decide whether you will provide centrally or keep it federated, so at your institution, and then we have to look at the next steps on how to make your data compatible to the data that's already there. And as soon as that is done, you are part and you can work with all the data. You can be part of research questions, and you can put in research questions which are especially interesting for your particular setting. So that is what I would like to add. So yes, if you do not have the capacity or the knowledge to map your data, obviously there's help available. Yes. Thank you very much. Any question? Monique, thank you so much. I think you've already stated this, South Africa.
But just because I know you were intimately involved in the RSPC trial and the PLCO was there, there've always been this argument about with the USPSTF saying that there should be we shouldn't be doing PSA screening. Could you just give us a comment? Do you think we should be doing PSA screening, even with all the caveats about density and that sort of thing? What is your opinion? Well, it's interesting that you ask, because just recently within Europe, the EU recommendation has changed, and it is now so that the EU has opened a way to really get started on, if we want to implement population-based screening, how it best can be done within the different EU member states. So this is a big project that's about to start coming few months and will last for a few years. And I'm part of it, which I'm very grateful for and honored to be so. And I cannot give a definite yes to your answer, obviously. I think men deserve to be helped if the threat is really high and people, and if we can avoid men suffering from metastatic disease and in the end dying from the disease, I will be the last person to say that we should not do so. But as you know, I'm totally aware of the very difficult harm-benefit ratio that coincides with PSA-based screening. So I am not at the moment saying, okay, yes, we should start tomorrow with PSA-based screening because everything is clear, we know how to do it, and yes, let's start tomorrow. I will not say that. But what I want to say is that what is currently ongoing, which is screening in an opportunistic setting, often, way too often, in a wrong man, that is something that needs to stop. And we need to streamline this. And if you want to screen, while there is no official population-based program, you should do it in a very smart way. And that's what I hope to achieve with my presentation. Be aware that just a simple PSA elevation does not mean that you need to do MRIs or need to start biopsying immediately. Just think very carefully and try to select really those men that can benefit from all these screening activities. So in the end, and I am pretty convinced that we will manage so, but in the end, and I hope within a few years, we have proven that on a population-based level, the algorithm that we propose is feasible. And in some countries, it will look slightly different than in other countries, simply due to the resources and the possibilities in a country. And if we can manage that, then I say, okay, yes, we should start screening because we really should stop opportunistic practices and help those men to avoid suffering and dying from the disease. That's my answer. A little bit longer. We have a question from Nigeria on Zoom, Yes. Professor Olapade. Yes? Yes, I'm still here. I just wanted to contribute a little bit to this because I think that similar to what Monique has said, we need to be very careful about introducing mass screening. The infrastructure for taking care of the post-screening effect must be in place. As Shingai said, his father had a diagnosis of Gleason 3+3 almost 3 decades ago now, if I heard him right, about these 20 years, and nothing has happened. But we haven't talked about the burden of having a cancer diagnosis and nothing being done. Not very many people would be able to bear that. And certainly we know that the course of the disease is variable. So I think that, as Monique has said, we need to be smart about this to ensure we do not miss the sharks. But at the same time, we do not want to go after mass trawling salmons and then having a huge cost of not just the screening and all that goes with that, but also the care of these patients who otherwise would have done well in countries where resources are limited. As I said in my presentation, 80% of healthcare costs in Nigeria are borne by the patient. And the question I ask myself all the time is this: should I spend family resources on a disease that has a high chance of not killing the patient?
whilst he has other diseases that may well kill him before prostate cancer does. And measuring that against the risk of having metastatic disease in future, I accept is not easy, but this is the reality. People have to sell their houses, sell their land when treating cancers in Nigeria. Should we be asking them to do that for a disease we are not absolutely certain has a high chance of killing them? I find that to be a serious ethical dilemma, and it's not one that I think we should take lightly. Thank you. Totally agree. I totally agree, and that's and on a totally different level. But this also plays in Europe. There is a huge difference between different countries with respect to possibilities of screening, and that's why we start the coming years to first do a needs assessment in each of the European member states, just to see what is happening and what would be needed to even start such a project. So I totally agree. And it is also, apart from finances, it is also very important to look at life expectancy within a country. And if there is something much more important to increase life expectancy, then obviously that should prevail over this. So I totally agree. But my work is obviously in prostate cancer screening, so I focus on that. And that's why I gave my answer that I would not say, okay, we will start screening tomorrow in every country we know because we've proven that it works. No, we first should do a very good job in getting the message right, getting the algorithm right on a national level perhaps, and be very much aware of the resources and the outcome that we can expect. Okay. Thank you. Any more questions? Short, very short. Just a very quick comment. Bunmi, thanks. Bunmi, I think what your point was so important because even in South African data, we found that 44% of patients who were diagnosed with cancer, they're bankrupt by the time they die. And that impacts on the family. But I think so. What you're saying is so important, but I'm even more disappointed that you're not here, Bunmi, so too bad. Bye-bye. Very well. Sorry. Yes. Okay. So thank you very much, Professor Monique Ruboli. Yes, You hear us? You hear us again? No? You hear me? Okay. Thank you very much for your contribution. I'm there, but good. We don't have the picture. So the speaker just went off and on, so I heard a few words, but not a question. We have a problem of connection. So thank you very much for coordinating this time. Thank you. Despite you are in meeting, join your meeting and enjoy. Thank you very much. Thank you. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye. Have a great meeting, everybody. Goodbye. Thank you. Thank you. See you soon. Have a great meeting. Bye-bye. Bye-bye. Hi, Monica. The next talk is be cancelled because Dr. Hamdi has an incident, so maybe you find the space for the next section of prostate cancer. So it's finished. Thank you very much for your attention and for a short break.
And thank you for the very kind invitation to come here and give this talk. Can we bring up my... putting the patients into either high risk or low risk. And as you'll see, is the role of postoperative installation of intravesical chemotherapy even after kidney sparing management. So if you look in the EAU guidelines, you will see that this is one of the key parts of it, where patients are divided into having low risk or high risk upper tract urothelial cancer. And the focus of this talk will really be on low risk patients because they're the ones that are suitable for kidney sparing treatment. And our guidelines then give some recommendations, which is probably easiest to think of them as recommendations that are relevant to the tumor, and then I'm going to talk about indications that are relevant to the patient's kidney. So the criteria that allow a patient to have nephron-sparing surgery in terms of the tumor is that ideally the tumor has to be unifocal rather than multifocal. Ideally, it should be less than 1 centimeter. Ideally, a low-grade tumor with no evidence of any infiltration on their CTU. And finally, the patient has to accept that their follow-up is going to be quite intensive. If we then look at the indications for nephron-sparing surgery in terms of the kidneys themselves, we now think that it would be reasonable to offer patients with a low-risk tumor kidney-sparing surgery, even if both kidneys are completely normal. So this is a move away from saying that if you have 2 normal kidneys, you can afford to lose one of them with a radical nephro-U. We are feeling that more and more that you should still try and preserve both kidneys if they're working normally. The situation is different in patients with a solitary kidney because obviously you're forced then to try and preserve the kidney because the alternative would be dialysis. And so we think that obviously kidney sparing surgery should be the first option in patients with a solitary kidney, as long as there is no significant risk of compromising the oncological outcome. And then a unique situation in high-risk tumors, even if the patient has 2 kidneys, if the tumor is in the distal ureter, we think that a segmental ureterectomy could be offered to the patient as their first-line option instead of a radical nephroureterectomy. So ureteroscopy is playing an increasing role in the conservative management of upper tract urothelial cancer. Particularly, it should now really be considered the first-line treatment in low-risk cancer. As you all know, there's been huge developments in the optics of flexible ureteroscopy, and you really can get some very good imaging of visualization of the pelvic calyceal tumor. It also allows you to go back and have a look at 3 months in much the same way that you would do with a check cystoscopy. But it is important to bear in mind that it is quite hard work for the patients because obviously you can't do flexible ureteroscopy with the patient awake, and so they are going to be subjected to quite a lot of general anesthetics. And we still don't entirely understand the long-term risk of disease progression by treating these tumors conservatively. Just a quick word on a couple of other scenarios. Percutaneous management, I think now is really somewhat consigned to history. I can only really think of one situation where you cannot get access to a lower pole calyx by flexible ureteroscopy, probably in a solitary kidney. These are scenarios that will come up very, very rarely. Segmental ureteral resection, as I said,
is particularly useful in distal ureteric tumors, even high-risk ones, and particularly these days, if you have access to a robot doing a segmental resection and a Boari flap is relatively straightforward. Obviously, a talk about nephron-sparing management of upper tract urothelial cancer would also include looking at the role of putting installations into the bladder. So if you really are stuck with a tumor, what would the role of putting either chemotherapy or BCG in? This was a meta-analysis of patients who had chemotherapy or BCG, and the conclusion of it was that it didn't make any difference whether you took an antegrade or a retrograde approach, but more importantly, when they compared the results of these installations with patients who were untreated, there was no difference. And so there is a question mark about the role of trying to deal with tumors using either BCG or chemotherapy. The exception to that is this interesting trial which came recently from the United States, in which they used a mitomycin-containing reverse thermal gel. What this means is that the gel is liquid when you put it into the patient, and you have to use a retrograde catheter to get it up to the renal pelvis where the tumor is. And at body temperature, the liquid turns into a gel and so stays in that area. And the publication showed some very good results. 59% complete response of tumors was seen, but the important thing was that there were quite a lot of adverse events, and I want to draw your attention to 44% of the patients developed ureteric stenosis. So there are still quite a lot of question marks about the role of using this mitomycin-containing gel called mitogel as an alternative to, for example, flexible ureteroscopy. One thing that we really want to emphasize is that it's now understood that there is a significant rate of bladder recurrence after radical nephroureterectomy, which, as you can see, is between 22 to 47%. And it's now standard practice to recommend an installation of mitomycin after radical nephroureterectomy. But one of the things that we want to emphasize, and which has been shown, is that when you're doing endoscopic management of these tumors, you should consider in the same way giving an installation of mitomycin. And in particular, one thing which needs to be emphasized is that if you're doing flexible ureteroscopy to make the diagnosis of a tumor, even if you're going to go on and do radical nephrectomy, nephro-U, you should seriously consider giving an installation of mitomycin. And I've certainly seen once or twice when I've gone up with a flexible ureteroscope just to make a diagnosis that you come back a bit later, literally a month later, and the patient's got bladder tumors around the UO where you'd gone up. So that's something new and something to consider. So in the guidelines, we use this stratification between low risk and high risk to develop this algorithm of how you should treat the patients. And you can see really that it is almost entirely low-risk tumors where nephron-sparing management is an option. And I just want to illustrate the talks that I've given by some cases which will hopefully bring out the things that we've talked about. So this was an 86-year-old lady. She had a G3-PT1 bladder tumor diagnosed 2015. CIS was diagnosed in 2016. And she had a very good and long course of BCG. But on a surveillance scan, we found this left lower ureteric upper tract urothelial cancer in her lower ureter. So the options were between endoscopic management, distal ureteral resection, or nephroureterectomy.
And because of this lady's age and she was quite frail, we opted for endoscopic management. This is quite an interesting instrument which I'd certainly recommend to you. We use something called a bigopsy. And one of the problems you have with the ureter is the size of the ureteric biopsy that goes down a scope. The advantage of using a bigopsy is that it's very large, but you have to backload it onto the ureter. So you have to take the handle off, put the bigopsy in from the front end backwards, and then attach the handle. But the advantage is that it allows you to get quite large pieces of biopsy tissue. And we used the bigopsy because it was in the lower ureter and got a diagnosis of G2 PTA, and then cauterized the tumor. She had a repeat ureteroscopy 3 months later, and she's remained clear since then. So what about high-risk upper tract urothelial cancer? Are there any situations where you would use nephron-sparing surgery for upper tract? This was a 73-year-old patient who had a left radical nephrectomy in 2012, and he actually has done remarkably well because he had a metastasis in his frontal lobe, which was excised. He developed hematospermia, and ultrasound showed a mass in his bladder wall. His renal function was reasonably well, so we did a TURBT, and that showed a G2 high-grade PTA. But we went on to do a CT urogram just to complete his investigations, and unfortunately he had quite a large right PUJ filling defect. So we went up, did a right retrograde flexible ureteroscopy, and we found this rather large tumor arising from his upper ureter. And bear in mind, he's already had a nephrectomy on the other side. We were very stuck as to how to deal with him. These were the rather worrying images when we went up with the flexible ureteroscope. And we also did some urine cytology, which showed suspicious cells. On this occasion, the biopsy, we managed to get tissue. That's not always the case, but it showed a G2 high-grade PTA. So his options were to lose that remaining kidney and go on to dialysis, try and do a segmental uretrectomy, but of course it's very high up, so it would have been very difficult. Autotransplantation, I think, is just really in textbooks. It would probably not have been an option with him. Or to try endoscopic management. And again, we went for endoscopic management, went up, went back up, cauterized all the tumor, and when we came back 3 months later, the situation had improved. There may still be a recurrence or some residual tumor there because, of course, you're not sure you've got it all out. But in his particular case, he's managing very well now. We're 2 years down the line with repeated flexible ureteroscopy and no need to go on to dialysis or anything like that. And then the final case is a patient who again had a previous right nephrouretrectomy, and he presented with visible hematuria. He had a distal left ureteric transitional cell carcinoma with an associated lymph node mass. And you can see the lymph nodes there just next to the tumor. So again, the options were endoscopic management, distal ureteral resection, or nephro-U. And because he had this solitary kidney, we opted for distal ureteric resection. And because we have a robot, we did it robotically. This diagram is actually from a paper, but it basically illustrates that pretty much everything that you can do open, you can, if you like, replicate doing the robot. And so we essentially just excised the distal ureteric tumor and then just put the stent in and did a sort of Boari flap type procedure. And he's doing very well as well. What about follow-up for patients with upper tract urothelial cancer? It's worth bearing in mind these patients need much more intensive follow-up.
And that's the point in this evidence table from our guidelines. I just want to draw your attention to the bottom half of this where it says after kidney sparing management. Low-risk tumors need to have a CTU at 3 and 6 months, and then every year for 5 years, and they need to have ureteroscopy at 3 months, and then they can be left to have CTU. The situation is different with high-risk tumors where you need to have CTU and chest CT at 3 and 6 months, but also do ureteroscopy at 3 and 6 months. So in conclusion, kidney sparing surgery is now considered a very reasonable approach for low-risk upper tract urothelial cancer. Please bear in mind about giving intravesical mitomycin even after diagnostic ureteroscopy. And the management of patients that have been treated conservatively really is very similar to the patients with high-risk bladder cancer in that they need quite intensive follow-up afterwards. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, Professor, for such a good presentation, very detailed, and I think I would welcome the audience to give any questions and concerns that you would be having. Hi, great talking to you. Just for cost, mitomycin, when you have to use mitomycin and gemcitabine, docetaxel and intravesical, are they not equivalent, if not better and cheaper? Yeah, I think it's a good point. I think we would be very happy with whatever your standard regime was, whether it was gemcitabine or docetaxel. I think it's just the principle of remembering to give it that's important. Any one question, please? I have one question about the use of laser in the for treating the tumors in the ureter. Is there a risk of stenosis? Yeah, there is a theoretical risk of stenosis, although in practice I haven't seen it, but I guess these are still relatively small number of cases. One thing that we do which to try and avoid that is to put a stent in. So whenever we treat the tumor, we leave a stent in afterwards to prevent any stenosis and then pull it out usually a week or 2 later. But that does also stress the importance of giving intravesical chemotherapy afterwards, because obviously there's a theoretical risk that as you pull the stent out, you may pull some tumor down into the bladder with it. Okay. Also, another question, do you think really that there is a place for percutaneous surgery in the upper tract urinary tumors? I think if you've got access to good flexible ureteroscopy now, I don't think so, because you can access pretty much 90% of the pelvic calyceal system with a flexible ureteroscope. So I think, as I said, with percutaneous surgery, the only situation I can think of is that you either don't have the flexible ureteroscopes, which are very expensive, or if it's a lower calyceal tumor, it's very difficult sometimes to get the flexible ureteroscopy to go around the corner, particularly when there's a laser fiber in it. It makes it much stiffer. So I can only think of that situation really. And the ATU recommendation for that, for percutaneous surgery, is it a weak recommendation or a strong recommendation? It's a weak recommendation. It's a recommendation. Yeah. And do you have an idea about the risk of tract seeding, even in low-grade tumors, low-risk tumors? I can't really think of any figures from seeding. I think from memory the risk of seeding is still relatively low. So I think if you don't have access to, for example, flexible ureteroscopy, and the patient has a solitary kidney and there's a tumor in the pelvic calyceal system, I think it would be perfectly reasonable to go through a percutaneous
approach if the alternative was for that patient to lose the kidney. So I think the risks are relatively low, but if you can go from below and eliminate that risk altogether, that would be the preferred option. Okay, any other questions from the audience? Okay, thank you very much. Merci. Nous allons passer à la deuxième communication sur le tumeur vésicale TA des bas grades qui sont récidivantes. L'auteur s'est contenté de la résection endoscopique et biopsique avec coagulation ou de la surveillance active. J'invite le professeur Hammer à nous donner sa communication. Je tiens d'abord à remercier la Société tunisienne d'urologie pour son invitation. Donc le professeur Hammer s'excuse de son absence. Donc je vais donc présenter sa communication à sa place. Donc on va commencer par un petit cas clinique, une femme de 68 ans qui en 2018 présente une tumeur de vessie bifocale, donc réséquée, c'est un carcinome urothélial PTA de bas grade. En décembre 2020, nouvelle récidive, une première récidive pour une tumeur de 8 mm qui a été à nouveau réséquée. L'histologie montrait que c'était un carcinome urothélial de bas grade. En février 2022, 3 petites localisations de 6, 3 et 2 mm qui sont visibles là sur les images d'endoscopie. Alors, qu'allez-vous proposer à cette patiente-là? Allez-vous refaire une nouvelle résection transurétrale de vessie? Allez-vous faire une fulguration, donc une électrocoagulation, ou allez-vous juste la surveiller? On va essayer de répondre à ces questions-là. Je pense que chacun de vous a son idée quant à la prise en charge de cette patiente. Voilà ce qu'on va vous proposer. Donc juste des petits rappels pour rappeler que la tumeur papillaire TA est une tumeur qui est confinée à l'urothélium, donc c'est une tumeur non invasive selon la définition des anatomopathologistes. Parce que les anatomopathologistes considèrent que la tumeur T1 est une tumeur invasive, puisqu'elle a dépassé, elle a envahi la lamina propria. Sur le plan épidémiologique, les tumeurs de vessie qui n'infiltrent pas le muscle sont, dans la majorité des cas, les plus fréquemment retrouvées. Dans notre centre, il y a un effet centre qui fait qu'il y a un biais de recrutement. On a beaucoup plus de tumeurs infiltrantes de vessie que de tumeurs superficielles, puisqu'on centralise à peu près donc, toutes les tumeurs de vessie d'une région. Donc ces tumeurs PTA sont les plus fréquentes, puisqu'elles représentent 70% environ des tumeurs superficielles, et la sous-catégorie tumeurs de bas grade représente à peu près 65% de ces tumeurs TA. La mortalité spécifique est très faible, c'est extrêmement important, c'est ce qui va conditionner le choix de notre thérapeutique. Cette mortalité spécifique est estimée à moins de 1%, et c'est pour ça qu'on a rejoint un petit peu l'idée du cancer de la prostate de bas risque, d'éventuellement désintensifier le traitement et peut-être pouvoir proposer à ce genre de patient une éventuelle surveillance. Le grade, tout le monde sait ce qu'est le grade. Donc avant 98, on avait 3 grades. Aujourd'hui, on a séparé les grades bas et haut grade, avec le grade 2 qui a été partagé, si vous voulez, entre les deux. Certains anatomopathologistes considèrent que cette nouvelle classification ne permet pas de bien distinguer vraiment les patients qui sont à risque. Le traitement des tumeurs de vessie reste encore à ce jour la résection transurétrale, mais malgré donc, la fréquence de notre pratique de cette technique-là, cette résection transurétrale expose à des complications hémorragiques, perforations ou sténose de l'urtère. On enseigne tous à nos internes, à nos résidents, que quand on fait une résection transurétrale de vessie, il faut avoir du muscle. Ça, c'est le dogme. Sauf, évidemment, pour le TA de bas grade, où on peut ne pas avoir de muscle et dire que c'est quand même une bonne résection. Donc en 2003, Soloway avait dit « First of all, do not harm », d'où le besoin d'éviter un surtraitement et peut-être de devoir surveiller nos patients. La salification, je ne reviens pas dessus, donc la tumeur de vessie PTA de bas grade est classée comme étant une tumeur de faible risque, mais lorsqu'elle récidive, cette tumeur est considérée comme étant un risque intermédiaire. C'est ce qu'on retrouve aussi au niveau des guidelines américains. Quand cette tumeur est de grande taille, supérieure à 3 cm, elle est aussi de risque intermédiaire. Lorsqu'elle est multifocale, elle est également de risque intermédiaire. Donc on stratifie ces tumeurs-là en... Donc dès qu'elles récidivent, soit elles sont de risque intermédiaire, soit elles sont de haut grade, qui, selon la classification de l'EAU, donc elles sont de haut grade quand on a un âge qui est supérieur à 70 ans, quand on a des tumeurs multiples ou quand on a
une tumeur de plus de 3 cm. Quand on a ces 3 facteurs-là, la tumeur PTA de bas grade est considérée comme une tumeur de haut risque et devra être suivie et traitée comme une tumeur de haut risque. Il existe également des logiciels qu'on retrouve sur Internet, des nomogrammes, qui vous permettent d'introduire les données de votre tumeur et ça vous donne donc la probabilité de progression à 5 ans. Donc c'est une aide à la prise en charge de ce genre de patients-là. Alors pourquoi est-ce qu'on peut éviter cette résection transurétrale de vessie? Premièrement, parce que les tumeurs de bas grade qui récidivent fréquemment progressent que très rarement, moins de 3% de progression. Et cette récidive se fait le plus souvent sous forme de petites tumeurs de bas grade et qui ne sont pas invasives. Et il est encore beaucoup plus rare de voir ces patients décédés de leur cancer. Donc c'est une notion extrêmement importante. Donc si les patients ne décèdent pas de leur cancer, pourquoi aller les exposer à un traitement qui est relativement agressif, qui expose à des complications qui sont mineures mais qui peuvent se voir, qui a un coût élevé pour la société, parce que vous savez que la tumeur de vessie coûte beaucoup plus cher que le cancer de prostate à cause des surveillances et des résections itératives que l'on fait, et la diminution de la qualité de vie, puisque ces patients séjournent à l'hôpital si on fait une résection transurétrale de vessie. Donc la résection transurétrale peut être évitée et peut-être qu'on peut proposer à ces patients une surveillance active ou une électrocoagulation dans votre cabinet. Donc on va voir ce que disent les études. Donc, en ce qui concerne la fulguration, en 2024, une étude prospective qui a porté sur 267 patients avec un suivi moyen de 2,6 ans, donc des tumeurs de petite taille, moins de 0,5 cm, moins de 5 tumeurs, qui ont été traitées, donc moins de 5 tumeurs, qui ont été traitées dans le cabinet par une électrocoagulation. Donc 46% ont une récidive ou plus, une ou plusieurs récidives. 60% de ces patients qui ont des récidives ont eu des électrocoagulations donc au cabinet ou en hôpital de jour. Donc, et on n'a pas retrouvé de différence significative en termes de progression et de mortalité par rapport à la résection transurétrale de vessie. Et on n'a retrouvé que 12% de récidives au niveau de la zone qu'on avait électrocoagulée. Une autre étude, donc en 2013, donc, qui a fulguré donc, les tumeurs de vessie au laser avec un fibroscope flexible sous anesthésie locale, 151 patients avec un follow-up de 24 mois. Donc on a uniquement 4% de récidives sur le site de l'électrocoagulation. Donc pour ces gens-là, pour ces auteurs-là, donc la vaporisation au laser est une très bonne technique pour prendre en charge ce genre de patients-là. En ce qui concerne la surveillance active, donc première étude, 28 patients, vous me direz que ce n'est pas un grand nombre. Donc, résection, tumeur de bas grade, pas d'antécédent de tumeur de vessie de haut grade, pas d'antécédent de CIS. Patient asymptomatique, tumeur petite taille, moins de 10 mm, papillaire, cytologie urinaire négative, c'est une notion assez importante. Les auteurs, après 2 ans de suivi, ont repris 81% des patients pour des résections, pour des tumeurs qui étaient supérieures à 10 mm, des tumeurs qui avaient changé d'aspect, ou des patients qui avaient une symptomatologie, donc une hématurie éventuellement, ou parce que le patient ne supportait plus de savoir qu'il avait une tumeur de vessie. Donc, à la demande du patient, ils sont allés les réséquer. Et aucun de ces patients n'a progressé. Donc, un autre papier, donc, publié dans European Urology, donc, qui a porté sur 251 patients, avec un suivi de 95 patients avec un follow-up de 18 mois. Donc, les patients qui ont été suivis pendant 12 mois, il y a 12 mois de surveillance active sans aucune récidive, d'accord, sans aucune progression. Donc la surveillance active peut être une alternative à la chirurgie, c'est des patients qui ont eu une récidive après une tumeur PTA de bas grade. Donc sur une méta-analyse, donc c'est un article de revue, donc la surveillance active est une option raisonnable pour les patients qui ont eu des TA de bas grade qui récidivent, quand la tumeur est pédiculée ou papillaire, qui n'ont pas dans leur histoire de tumeurs de vessie qui n'infiltrent pas le muscle de haut grade ou de CIS, après avoir le consentement du patient, et comme critère optionnel, la tumeur doit avoir moins de 10 mm, le nombre de tumeurs doit être inférieur à 5, et la cytologie urinaire doit être négative. Les patients souvent préfèrent la surveillance active, parce que
Ils sont habitués à avoir des tumeurs, à aller à l'hôpital. Donc, c'est contrairement à la prostate où on peut avoir des craintes. Les patients sont habitués à avoir des cystoscopies, à être réséqués. Donc, ils ont moins peur, moins enclins à vouloir une chirurgie d'emblée. Il y a un bénéfice économique indéniable et cette surveillance active ne met pas en jeu le pronostic vital du patient. La cystoscopie reste le gold standard de diagnostic et du suivi. Elle peut être faite sous anesthésie locale et la fulguration peut être également faite sous anesthésie locale. Qu'en est-il de l'échographie? Sa place reste à déterminer. Donc R a fait un travail assez intéressant sur est-ce que l'urologue peut juste à la cystoscopie reconnaître si la tumeur est de bas grade et non infiltrant. Et donc il montre que dans 93% des cas, l'œil de l'urologue permet de faire la différence entre une tumeur de bas grade, une tumeur de haut grade, une tumeur superficielle et une tumeur infiltrante. Aujourd'hui, avec l'avènement de la télémédecine, donc on s'est amusé à prendre des photos avant une résection, des photos de la tumeur, qu'on a envoyées à 7 urologues qui ne sont pas sur place pour qu'ils analysent ces photos-là et nous disent s'ils peuvent classer uniquement sur la photo si la tumeur est superficielle, infiltrante, de haut grade ou de bas grade. Et ils ont réussi avec une spécificité et une sensibilité qui est relativement importante, qui est aux alentours de 80%. La cytologie urinaire peut apporter quelque chose. Et par contre, si vous avez une cytologie urinaire positive, il vaut mieux faire une résection transurétrale de vessie. Peut-être qu'il y a une nouvelle tumeur de grade plus important. Donc en conclusion, je dirais que la tumeur de bas grade est notre patiente et de pronostic très bon, que le taux de mortalité est faible, que la mortalité spécifique est très faible et qu'on a une très bonne alternative à la résection transurétrale de vessie en faisant donc soit une fulguration, soit une surveillance active. Les protocoles restent à préciser, des études prospectives sont en cours et on aura des réponses bientôt. Je vous remercie. Merci, professeur Amer, pour ces brillants exposés. Nous allons prendre quelques questions de la salle, s'il vous plaît. Merci pour votre exposé, très clair. Alors, j'ai une impression, pour les quelques malades que j'ai fait sous fibroscopie avec un laser derrière, j'ai l'impression les quelques malades que j'ai fait n'ont pas récidivé bizarrement, alors qu'à chaque fois que je réséquais, et ça c'est sur une évolution assez importante sur quelques années, à chaque fois ils récidivaient. Est-ce qu'il n'y a pas eu dans la littérature un papier qui a comparé les deux méthodes, résection versus fulguration, et peut-être versus surveillance active? Non, il n'y a pas de papier qui a comparé ça. Par contre, moi, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est la résection transurétrale de vessie. Donc la résection transurétrale va à l'encontre de tous les dogmes oncologiques où on ne doit pas toucher la tumeur, on ne doit pas couper la tumeur. Donc en résection, donc on coupe la tumeur. Dans la vessie, on voit des morceaux de tumeur qui circulent, des morceaux de cellules qui doivent circuler et probablement qui doivent se déposer quelque part. Oui. Et aujourd'hui, quand on fait des résections monoblocs, quand on les fait, on constate que ces patients récidivent un peu plus tardivement. Je n'ai pas de papier qui confirme cela, mais c'est une impression que j'ai. Donc c'est peut-être ça, et peut-être qu'en vaporisant votre tumeur avec votre laser, vous n'avez peut-être pas découpé la tumeur de la même manière, et peut-être que c'est ce qui explique que ça n'a pas récidivé. D'accord. Est-ce que vous avez une idée sur les paramètres du laser que vous mettez pour la fulguration? Alors pour la fulguration, donc soit vous avez un laser que vous pouvez donc holmium. Moi, sur lequel il y a soft tissu, ou bien donc c'est soit de la fragmentation, soit du soft tissu. Donc quand vous avez du soft tissu, le pulse doit être plus long. D'accord. D'accord. La fréquence peut être élevée, c'est le pulse qui doit être plus long, ça brûle. C'est pour l'holmium. Si vous avez du thulium, ça brûle beaucoup plus facilement. Merci. Je vous en prie. Encore une question au fond de la salle. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette belle présentation. Je voudrais juste faire un petit commentaire par rapport à la surveillance active de ces tumeurs-là. Outre l'impact psychologique que ça peut représenter pour le patient, moi je reste un peu dubitatif sur l'intérêt économique de faire une surveillance active sur des tumeurs de vessie, d'autant plus que dans vos critères de surveillance active, une limite d'âge n'est pas fixée. Ce qui veut dire qu'un patient qui est jeune
devra être surveillé sur un très très long terme. Et donc à long terme, l'impact économique peut faire défaut. C'est mon avis. Alors je vous répondrai que même si vous le réséquez, il faut le resurveiller de la même manière. Donc l'impact, si vous voyez juste la surveillance, l'impact économique est identique. Alors je parle de l'impact économique quant à l'hospitalisation et l'acte chirurgical en lui-même. Et puis des études ont été faites en Europe où l'hospitalisation coûte beaucoup plus cher que chez nous aussi. Les arrêts de travail coûtent cher, donc ça a un impact économique plus important. Oui, je voulais vous poser une question à propos de la terminologie. Comment est-ce qu'on peut appeler ça une surveillance active alors qu'on a fait une fulguration, on a fait une thérapeutique? Il y a deux, c'est soit vous fulgurez, soit vous surveillez. Surveillance active, c'est que vous ne faites rien. Vous avez vu la tumeur, vous la respectez. Vous rentrez avec le cystoscope, vous voyez la tumeur et vous sortez, vous la laissez comme ça. Vous la laissez comme ça. D'accord. Merci. Ça dérange sur le plan intellectuel, mais il y a des petites tumeurs. On retarde juste le traitement, on attend un petit peu, puis on la résèque éventuellement, parce que quand vous avez des patients, la tumeur de vessie, c'est quelque chose qui récidive. Vous voyez les patients très fréquemment. Vous avez des patients que vous suivez depuis 5-6 ans, chaque fois cystoscopie, cystoscopie. Des fois, vous venez de le réséquer il y a peut-être 9 mois, il revient, vous faites une cystoscopie, il y a un petit papillome de 2-3 mm. D'accord? Le remettre au bloc me semble quand même un petit peu inconcevable, quoi. Petite tumeur qui ne met pas en jeu le pronostic vital. Donc, des fois, je mets le compte-rendu, je n'inquiète même pas le patient en lui disant « Attention, vous avez une tumeur de vessie. Hein ». Je lui dis « Vous revenez en 3 mois, il y a une petite inflammation, on recontrôlera ». Et puis on contrôle, et c'est ça ce qu'on appelle la surveillance active dans la tumeur de vessie. Question. C'est vrai que la question, c'est qu'il y a certains patients qui sont vraiment particuliers et qu'on voit souvent et récidivent assez souvent. Et c'est ceux-là, cette catégorie de population qui pose problème dans la prise en charge de la tumeur de vessie. Et la surveillance active, possible qu'elle doit avoir des critères véritablement très rigoureux dans la surveillance active pour essayer de retarder, parce qu'on sait très bien que ces personnes, quand ils font des récidives, on peut arriver à dépasser 5, 6, 7 résections. Donc le fait peut-être de reporter, de reculer un peu le moment opératoire, ça pourrait faire gagner quand même des années aux patients dans la prise en charge de sa tumeur, parce que je pense que la maladie urothéliale existe. Et là, je voudrais un petit coup. Alors, je pense qu'il est très important de bien noter que ici, c'est les tumeurs de vessie de bas grade. Donc, le grade est très important, et ce bas grade, le problème, c'est ce bas grade comporte les T1, les anciens T1, TA, G1 et les anciens TA, G2. Le problème, c'est ce G2. Comment l'anatomopathologiste les a classés? Est-ce que ce G2 peut être classé en haut grade ou en bas grade? C'est faire la discrimination entre ces patients-là. C'est pour ça qu'on peut demander à nos anatomopathologistes de bien préciser peut-être le T1 et parler de l'ancienne nomenclature où c'était un TA de grade 1. Et c'est les meilleurs cas pour la surveillance active. Oui. Merci, je suis docteur Poupa du Cameroun. Alors, je voulais savoir comment vous faites, après avoir fait la cystoscopie et être ressorti, que c'est un bras grade, à l'œil, à vue d'œil. Parce que souvent, nous enseignons en RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire, et c'est difficile de dire à l'anatomopathologiste ou bien à l'oncologue que nous avons fait la cystoscopie, nous avons vu, et nous n'avons pas eu le bas grade. C'est votre patient. Vous n'avez de compte à rendre à personne. D'accord? Alors, en général, la tumeur de vessie, donc les petites récidives, c'est des petites tumeurs qui ont une base d'implantation qui est très fine, qui sont petites. Donc, en général, avec l'expérience, vous savez que ce n'est pas une tumeur infiltrante. D'accord? Vous avez déjà fait une résection. Vous avez une première résection, parce que là, on parle de récidive après résection. Ce n'est pas votre première résection. Donc, vous avez déjà une résection qui a déjà parlé d'une tumeur TA de bas grade. C'est pour ça qu'on se permet de faire ça. S'il vous plaît, je suis très heureux de voir que la salle est très animée parce que ce topic est très intéressant et ça traduit aussi un peu notre embarras, nous, urologues, devant ces genres de tumeurs superficielles qu'on croit
pas dangereuse parce qu'elle n'atteint pas le chorion, elle est débagrade. Mais on oublie quand même que c'est une tumeur qui récidive plusieurs fois. Or, nous savons que la récidive est un facteur de risque, au même titre que le grade. On ne doit pas non plus oublier que plus une tumeur récidive, plus les mutations génétiques ont lieu. Et donc, même si c'est moins de 3%, mais la progression est possible. Et donc, mais en regardant les propositions que vous nous avez faites, vous parlez de la résection, bon, vous n'aimez pas trop parce qu'elle est lourde, la petite fulguration et la surveillance. Mais il n'y a pas de place pour la chimiothérapie endocavitaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, puisque c'est une tumeur de vessie de TA bas grade qui a récidivé, donc selon toutes les recommandations, donc c'est une tumeur de risque intermédiaire. Donc, il faut faire une chimiothérapie intravésicale, en principe, après votre première résection, dans les 2 heures qui ont suivi, si vous voulez diminuer un petit peu de votre taux de récidive éventuellement. On peut même aller, s'il y a échec de la chimiothérapie, faire une BCG-thérapie. Donc il ne faut pas oublier que c'est une tumeur de bas grade, récidivante, donc qui est classée en risque intermédiaire. Et si on respecte les recommandations, donc il faut faire une chimiothérapie intravésicale. Cette chimiothérapie peut être faite au cabinet, peut être faite en hôpital de jour ou en consultation. Vous n'avez pas besoin de passer le patient au bloc. Donc c'était la question qui était posée un petit peu par les organisateurs du congrès. Est-ce que ces patients-là peuvent être pris en charge comme ça en ambulatoire ou ont-ils besoin d'être hospitalisés et réséqués? Donc la question, si on peut les surveiller ou les fulgurer, on peut très bien aussi faire une instillation dans son cabinet. Et il faut faire une instillation chez ces patients-là. Très bien. Très bien. Donc je pense qu'on doit s'arrêter là. C'est un excellent sujet. Un excellent sujet aussi de recherche parce qu'il y a quand même des critères qui doivent être établis. Si on doit transposer ça sur la surveillance active pour le cancer de la prostate, on a des éléments objectifs de surveillance, notamment le PSA et les biopsies répétées et le glycone. Là, on n'a rien du tout, mis à part l'œil du chirurgien, ce n'est pas vraiment efficace. Ce n'est pas assez. Donc c'est un sujet à débattre et à creuser. Il doit y avoir des études de recherche là-dessus. Parce que franchement, il faut qu'il y ait des critères stricts de surveillance et pour dire quand est-ce qu'on intervient. L'œil du chirurgien ne suffit pas. Donc je pense qu'on doit passer à la communication suivante. Merci. Donc nous appelons... Docteur Labidi, BCG thérapie souche tunisienne. Bonjour, merci monsieur. Donc mesdames et messieurs, bonjour. Merci aux organisateurs pour avoir programmé cet événement magnifique. Donc je commence par me présenter. Je suis Nizar Labidi, je suis docteur en pharmacie, chef de service à l'Institut Pasteur de Tunis, où je m'occupe de la direction de la production des vaccins à sérum. Bien sûr, je dois commencer par présenter notre institution. Donc, l'Institut Pasteur de Tunis, c'est un établissement public de la santé, donc qui a principalement 3 missions. La première, c'est la santé publique, ou bien tout ce qu'on entend d'analyse, de diagnostic, de prestations de vaccination, que ce soit pour les étrangers ou bien la vaccination antirabique et tout ça. La mission de recherche, je pense qu'elle est très bien connue. Et la troisième mission, dont on va un peu parler aujourd'hui, c'est la mission de production des produits biologiques ou bien principalement de vaccins et sérums. Donc, bon, voilà. Donc, l'Institut Pasteur de Tunis, l'année prochaine, on va fêter son 130e anniversaire. Donc, il a été construit ou bien fondé en 1893. Et la production de vaccins et sérums, elle a commencé en Tunisie en 1908. Donc, on est très ancien dans ce domaine. Donc, je cite ici, par exemple, on a démarré avec le vaccin antivariolique en 1908. Par la suite, on a fabriqué différents types de produits, y compris le vaccin
gonococcique, le vaccin anti-staphylococcique, le vaccin anti-rabique, soit pour l'usage humain ou bien pour l'usage vétérinaire. Aussi le sérum antidiphtérique. Par la suite, l'année 1928, c'était une année exceptionnelle dans notre historique, puisque c'était l'année où Charles Nicolle, lorsqu'il était directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, il a eu le prix Nobel en médecine, donc suite à ses recherches qu'il les a menées sur la transmission de l'infection chez l'homme, concernant le typhus. Et en cette même année, donc 1928, on a construit le service de fabrication du BCG. Donc on a commencé à fabriquer le BCG en Tunisie juste 7 ans après sa première utilisation à Paris. Donc, n'est-ce pas? Le suivant, bon. Suivant, s'il vous plaît. Donc, c'est pas. Donc, par la suite, aussi en 1952, la production locale du vaccin BCG, donc ici je parle du vaccin BCG, donc classique, qui est utilisé pour la prévention de la tuberculose, qui est administré aux nouveau-nés. Maintenant, donc, dans le programme élargi de vaccination, donc, c'est une seule prise à la naissance. Donc, en 1952, on a été approuvé par l'Organisation mondiale de la santé. Et en 1961, on a remis à niveau donc, tout le laboratoire de production et on a révisé ou bien on a amélioré le processus de fabrication. En 1973, je vais parler ici du changement de la forme liquide ou bien fraîche vers la forme lyophilisée, donc qui nous a permis de passer de 15 jours de validité jusqu'à une année ou bien 12 mois de validité, parce que l'immun BCG frais, qu'on va le voir par la suite, c'est une forme fraîche, donc qui a des avantages et des inconvénients. Donc, principalement, ou bien le principal inconvénient, c'est la validité qui est de 1 mois, donc, et qui pose un peu de difficulté dans le transport ou bien dans l'exportation. Donc, effectivement, donc, en 1990, on a démarré pour la première fois donc, la production du BCG pour immunothérapie. On l'a appelé immun BCG frais parce que c'est la forme fraîche. Bon, malheureusement, en 1999, on a arrêté tout type de fabrication pour améliorer ou bien pour s'aligner aux nouvelles recommandations des bonnes pratiques de fabrication, ou bien JMP. Et donc, la nouvelle unité elle a été construite en 2004. Ici, je ne l'ai pas noté, donc on a repris la fabrication, ou bien la commercialisation de l'immun BCG en 2006. Mais le vaccin, il n'a repris qu'en 2010 parce que c'est une forme lyophilisée qui est encore plus compliquée. Et donc ici, le know-how, c'est très important. En 2012, on a construit notre propre semence de travail, donc qui va nous permettre d'être autonomes pendant des années et pouvoir produire donc, pour les nouvelles générations ces produits qui sont vraiment précieux pour la Tunisie et pour le peuple tunisien. Donc, suivant, s'il te plaît, donc je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ok, donc la production aujourd'hui, donc à part donc l'immun BCG, donc qui est le deuxième ici, on fabrique le vaccin BCG pour la prévention de la tuberculose. On fabrique aussi des produits qui sont nécessaires pour la Tunisie parce que essentiellement les immunosérums, que ce soit antivipérins ou bien antiscorpioniques, sont dirigés contre les espèces locales. Donc ce sont des produits qui sont très difficiles à avoir sur le marché international. Ce sont des produits qui sauvent des vies. Bon, on doit les produire.
malgré les contraintes donc, qui sont reliées essentiellement avec notre aspect public qui n'est pas compatible avec le caractère industriel de cette activité. Donc, aussi, donc, pour l'importation du BCG, il y a le problème de la souche, parce qu'en Tunisie, on a décidé de n'utiliser que la souche Pasteur 1173 P2, et qui est déjà la souche qu'on utilise dans la fabrication de notre production, que ce soit pour le vaccin ou bien pour l'immun BCG. Donc, je partage avec vous donc, très rapidement le processus de fabrication. Donc, c'est juste ces deux cultures de BCG et une amplification de ces cultures jusqu'à avoir donc, une masse suffisante pour construire un vrac final et passer à la répartition. Le problème ici, ou bien la difficulté, c'est que toutes ces étapes doivent être dans l'asepsie totale. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, donc, toutes ces étapes doivent se passer dans des zones à atmosphère contrôlée classée A, c'est-à-dire zéro contamination, et il y a des manipulations, donc c'est un peu difficile de maîtriser ça. Et donc, nos produits sont de haute qualité, ce n'est pas parce qu'on a toute cette gamme de contrôle qui se fait sur les produits, mais parce que notre stratégie, c'est de tout préparer en amont pour avoir le bon résultat à la phase finale. Donc, je vais parler un peu aussi de la libération de notre produit sur l'échelle nationale ou bien sur le plan national. Il y a une libération en interne et un contrôle par les autorités nationales, essentiellement sur les échantillons qui se fait au laboratoire national de contrôle des médicaments ou bien à l'NCM. Le dossier de production, il est évalué à l'Agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits, ou bien l'ANCSEP, qui émettent un avis à la DPM qui va libérer ou bien refuser le produit finalement. Donc, ici, quelques chiffres sur la production, et vous voyez donc les dernières années, l'impact des difficultés qu'on est en train de vivre, en plus un peu le Covid et tout ça. Donc, un peu d'historique, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, l'utilisation du BCG en immunothérapie, c'est un peu, ça a été suite à une observation par Raymond Pearl, qui a mis en évidence un développement moins important de cancer chez les patients tuberculeux. Par la suite, donc, on a établi donc, tout un protocole qui peut-être un peu nécessite un peu de travail pour le standardiser, au moins sur l'échelle nationale. Et on voit ici, il y a différents protocoles qui ont été utilisés. Généralement, toujours une phase d'induction, donc une phase d'induction d'une injection hebdomadaire pendant 6 semaines, puis relativement une phase d'entretien donc, qui dépend selon la prescription de l'urologue ou bien du médecin traitant. Et voilà, merci. C'est fini. Merci pour cette excellente présentation. Donc, je commencerai avec une petite question. C'est vrai que les vaccins sont utilisés chez des sujets sains. Oui. Le problème du BCG, et ça se passe dans pas mal de pays d'Afrique, c'est que le cheminement n'est pas très compréhensible par les autorités. Un vaccin qui est utilisé pour protéger, et c'est les mêmes organismes qui importent ou qui ramènent les vaccins, doivent ramener le BCG, l'immunothérapie. Donc, et c'est là où ça a posé d'énormes problèmes, par exemple chez nous en Algérie, et c'est que par la suite, c'est l'Institut Pasteur maintenant qui les ramène directement. Le problème, c'est qu'on a vu qu'il y avait quand même du retard dans la prise en charge des patients. Est-ce que, voilà, je voulais un petit peu faire sortir cette ordre d'idée pour voir ce qui se passe un peu dans les autres pays.
Merci. Bon, Est-ce qu'il y a nous, des questions? En Tunisie, vu que nous produisons donc, notre produit, on n'a pas de ce type de problème. Mais bien sûr, l'imam BCG frais ou bien la BCG thérapie, c'est un traitement curatif, donc c'est pas vraiment un vaccin au sens classique du terme ou bien au sens propre du terme. Mais bon, peut-être que la solution, elle est facile, donc il faut le considérer comme un médicament classique et qu'il suive donc le chemin de tout médicament. Bon, je pense comme ça. J'ai une question, s'il vous plaît. Bon, tout d'abord, on se félicite et en tant que Tunisien, on est vraiment fiers d'avoir la production de la BCG thérapie. Bon, vous avez parlé de l'autonomie à partir de 2010, je pense. Pour nous, Tunisiens, vous avez dit pour des années à venir. Mais la question maintenant pertinente, on en est où avec l'Afrique, avec nos amis africains qui sont demandeurs, pas seulement africains, dans tout le monde, qui sont demandeurs, qui sont en pénurie de ce BCG. Qu'est-ce qu'il faut pour lancer la lyophilisation et entamer la production à grande échelle? Merci. Bon, concernant la lyophilisation, bien, c'est pas vraiment le facteur limitant de l'exportation parce que vous savez, par exemple, que le vaccin Covid, il a été importé, il a été donc dispatché à travers tout le monde dans des conteneurs à moins 80 et à moins 20 degrés Celsius. Donc la logistique, elle existe pour cette chaîne de froid, donc ce n'est pas vraiment le facteur limitant. Vous avez tout à fait raison parce qu'on reçoit toujours des demandes, que ce soit des pays voisins ou bien même de certains pays européens ou bien, ou bien ailleurs. Malheureusement, la plus grosse problématique, c'est le caractère public de cette activité parce qu'on est obligé à suivre et à s'aligner aux procédures d'achat public, au recrutement à travers le ministère de la Santé. On nous considère exactement comme une activité administrative classique alors qu'on est une industrie. On s'ouvre pour réparer une machine, on s'ouvre pour avoir du personnel qualifié. Et donc maintenant, on est dans une démarche avec le gouvernement et avec le ministère de la Santé pour espérer avoir une solution pour cette problématique. Et par la suite, on pourra satisfaire le besoin donc de nos pays voisins, frères et voisins. Voilà. Oui. Bon, je vais rebondir sur ce qu'a dit mon ami Dr Bouassid. La lyophilisation est un problème très important. Donc il va falloir agir d'une façon énergique. Parce que c'est lésant pour tout le monde. D'abord, c'est pour essayer d'exporter notre produit, d'une part, et surtout pour essayer de publier. Vous avez tout à l'heure parlé d'un protocole tunisien. On a notre propre protocole. Il y a un papier de 99 qui a été publié par l'équipe de Charles Nicolle et qui a instauré son propre protocole par rapport aux Européens. Mais maintenant, on ne peut plus être accepté par rapport à nos publications parce que notre souche n'est pas lyophilisée, elle n'est pas standardisée. C'est-à-dire, quand on donne une instillation sur un produit qui n'est pas lyophilisé, il y a deux problèmes. La conservation, bon, on peut en parler après, mais surtout, c'est la quantité de la bactérie qui est tout le temps aléatoire. Et là, dans la vraie vie, on voit le résultat. Parfois, il n'y a pas de réaction, parfois, il y a une réaction qui est démesurée. Et parfois, on a des lots de patients où ils ont des effets indésirables démesurés par rapport à la dose qu'il fallait donner. Donc la lyophilisation est un problème important qu'il va falloir résoudre. Donc il faut faire le maximum pour le résoudre. On ne peut même pas publier nos papiers. Et nous, on est un pays avant-gardiste dans ce domaine-là. Là, on est lésé. Bon, pour tout ce qui est publication, je ne sais pas, j'arrive pas vraiment à saisir vraiment la contrainte. Ils ne nous acceptent pas parce que la souche n'est pas lyophilisée, c'est ça le problème. Mais ça n'a, bon, je ne sais pas quelle est la relation entre la forme et donc l'acceptation du produit. Et concernant l'activité ou bien l'efficacité du produit, donc bien sûr comme n'importe quel médicament. Vous pouvez le vendre en Europe, ce produit. Est-ce qu'il est vendable en Europe?
Non, ce sont des questions réglementaires. Ce n'est pas des questions en rapport avec le produit. Donc, c'est une question d'AMM, c'est une question. Donc, c'est un aspect purement réglementaire. Il n'a aucune relation avec le produit. Donc, concernant l'activité, les effets secondaires, donc, comme tout médicament, notre produit, ou bien l'imam BCG frais, il est titré. Donc, après numération des unités viables, c'est là où on définit vraiment le principe actif, donc, et il est calibré d'un lot à un autre, donc d'une façon continue, et on a des limites d'acceptation, que ce soit les limites inférieures ou bien supérieures de ces unités viables. Donc, le fait d'avoir parfois l'absence de réponse, parfois une réponse exagérée, peut-être qu'ici, il y a d'autres paramètres, d'autres facteurs à revoir aussi. Merci. Okay. Merci. Professeur Ayed. Bien. Concernant le produit lyophilisé, je sais que lui, il est très mal supporté. Et je sais qu'en Europe, souvent, le traitement est arrêté parce qu'il y a une très mauvaise acceptation par les patients et ils passent à l'instillation de mitomycine ou autres produits. Donc, et nous-mêmes, lorsqu'il y a eu l'arrêt de la fabrication de BCG, on a eu beaucoup d'abord du lyophilisé importé et on a eu beaucoup de réactions qui nous ont fait arrêter le produit. Ceci étant, le BCG, c'est connu. Très souvent, il est bien supporté, mais il arrive que dans certains cas, ça arrive même jusqu'à la BCGite. Ok, donc on arrête la discussion. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Donc maintenant, on va passer donc à la cystectomie dans les tumeurs non infiltrant le muscle. C'est une étude algérienne présentée par l'équipe du professeur Youssi. Alors bonjour à tous, honoré d'être parmi vous. Et permettez-moi de vous présenter ce travail intitulé « Le profil évolutif de la cystectomie immédiate dans les tumeurs non infiltrant le muscle, classé T1 de haut grade », à la place du professeur Yousfi. Donc, comme nous connaissons tous, les cystectomies sont une option pour le traitement des tumeurs de vessie non infiltrant le muscle de très haut risque. Actuellement, le challenge des urologues est de détecter le groupe des tumeurs de vessie non infiltrant le muscle de très haut risque et de proposer en temps adéquat une cystectomie radicale. Donc, par une approche pronostique analytique, notre étude avait pour objectif de répondre à deux questions essentielles. Donc, évaluer les survies des tumeurs de vessie non infiltrant le muscle de très haut risque et des tumeurs de vessie infiltrant le muscle comme objectif principal, et secondairement, de préciser les facteurs prédictifs de la survie spécifique. Donc, c'est une étude prospective, pronostique et analytique monocentrique qui a été faite à l'établissement hospitalo-universitaire d'Oran, colligeant tous les patients qui ont eu une cystectomie sur une période de 5 ans, allant du mois de janvier 2012 au mois de décembre 2016. C'est une étude de cohorte qui évalue la survie spécifique, la survie globale, la survie sans métastase, ainsi que la mortalité périopératoire à 3 mois, et les facteurs pronostiques de la survie spécifique. Les critères d'inclusion sont comme suit. Les patients d'un âge supérieur à 18 ans, les deux sexes inclus, les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle classées de T1 de haut grade de très haut risque, qui inclut les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle de très haut risque avec une moyenne de 19 selon le score EORTC, les tumeurs classées T1 de grade 3 ou de haut grade associées à un carcinome in situ, les tumeurs T1 de grade 3 ou de haut grade récidivantes en multifocale, les tumeurs T1 de grade 3 et de grade 3 ou haut grade dans la rerésection, lors de la rerésection ou les tumeurs classées PT1B, les tumeurs avec une invasion lymphovasculaire ou une variante histologique, ainsi que les tumeurs de vessie infiltrant le muscle classées TX10M0. Nous avons exclu de l'étude les tumeurs de faible risque ou de risque intermédiaire lors de la première résection, les tumeurs reléguées à un stade inférieur à la deuxième résection, les patients ayant reçu une chimiothérapie néoadjuvante, ainsi que les patients porteurs de tumeurs classées PTX 1+ ou 1+. Donc, les événements de l'étude qui a porté sur 280 patients, nous notons que 80% des patients sont décédés, dans 50% chez qui le décès a été lié au cancer.
De ces 280 patients, 49 font partie du groupe T1 de haut grade, 51% d'entre eux sont décédés et 10% dont les décès est lié au cancer. Sur cette plaque, on note que sur les 49 patients classés en un stade de tumeur de vessie non infiltrant le muscle, 40 d'entre eux se sont vus basculer vers des stades plus évolués après l'étude anatomopathologique. Donc, les PT2 représentent 44,89%, une évolution vers le PT3 dans 26,53% des cas et un stade PN+, dans 24,48% des cas. La médiane de survie globale était de 38%. La médiane de survie spécifique est de 60%. La survie sans récidive à distance était de 62,1%. La survie à 3 mois de 93,9%. Sur cette plaque, à gauche de l'écran, nous remarquons que le PTNM est vraiment un facteur de pronostic très important. À droite de l'écran, nous remarquons que nous avons deux courbes qui se séparent, avec une différence très significative entre les stades T1 haut grade et les stades supérieurs. Pour les facteurs prédictifs de la mortalité spécifique, nous avons utilisé le modèle de Cox avec une analyse univariée avec un alpha inférieur à 20%. Donc, comme facteur prédictif, nous avons l'âge, le score ASA, l'indice de masse corporelle, ainsi que le délai entre la résection transurétrale de vessie et la réalisation de la cystectomie. Comme facteur prédictif, nous avons aussi le mode de découverte, le curage ganglionnaire, l'existence de variants histologiques, le groupe TNM et le grade. Aussi, comme facteur, nous avons l'existence d'adénopathie, l'existence de métastases, les marges chirurgicales si elles sont positives ou pas, et l'existence d'une invasion lymphovasculaire ainsi que des récidives post-chimiothérapie. Aussi, comme facteur, nous avons le taux d'albumine préopératoire, le taux d'hémoglobine en préopératoire, l'état d'immunonutrition et l'existence de notions de transfusion préopératoire. Pour un petit peu préciser les résultats de cette étude, nous avons procédé à la réalisation d'une étude selon le modèle de Cox avec une analyse multivariée et un alpha inférieur à 5%. Comme facteur, nous avons trouvé l'âge, le groupe TNM, l'existence de notions d'invasion lymphovasculaire et l'existence ou non d'une chimio-récidive. Donc en conclusion, on peut dire que les tumeurs non infiltrant le muscle T1 de haut grade de très haut risque sont une maladie invasive avec une forte prédisposition à la récidive et à la progression. La cystectomie immédiate est associée à une excellente survie et offre la meilleure opportunité pour la guérison. Le stade clinique T1 de haut grade est caractérisé par la notion de sous-estimation, upstaging, qui est un caractère constant. La survie spécifique de la tumeur T1 de haut grade traitée par cystectomie immédiate est de loin la meilleure survie obtenue pour le cancer de la vessie, tous stades confondus. Plusieurs facteurs prédictifs de la survie spécifique ont été identifiés, à savoir le seuil d'âge à 80 ans, le score PTNM, l'existence d'une invasion lymphovasculaire, la récidive après une chimiothérapie et le taux d'albumine en préopératoire. Et je vous remercie. Merci, cher ami, pour ce très bon exposé. On ne dira jamais assez, la tumeur T1G3 est une tumeur très dangereuse. Et en 1994, quand j'avais fait mon travail de fin de spécialisation, j'avais travaillé sur ça, sur les tumeurs T1G3 unifocales. Je me souviens à l'époque, mon patron disait « Mais non, c'est une petite tumeur, vous réséquez, j'ai quelques dossiers, ils vont bien. » Mais vois quand même, j'ai travaillé dessus, je me suis rendu compte que c'est une tumeur très dangereuse. Elle récidive tout le temps, elle progresse tout le temps. Merci pour nous rappeler que nous devons vraiment être vigilants et être agressif d'emblée. Si dans la salle il y a des questions, celui qui veut la poser, qu'il la pose. Hello? Any questions, please?
If there are no questions, I think this would be our last presentation for this morning. And I think we are privileged to have a lecture from EUA by Professor Mostafid on cystectomy versus new drugs in the management of BCG and responsive non-muscle invasive bladder cancer. So, Professor, welcome. Thank you, ladies and gentlemen, and it's a great honor to be asked to give the EAU lecture here, and I bring greetings from Professor Chris Chappell, the Secretary General of the EAU. I'll just wait for my slides. Have you got the other talk that I just uploaded? Okay. The one on the stick. I thought it was. So, giving the EAU lecture, I just wanted to have a few moments to talk about the European Association of Urology. I'm sure you're all familiar with it, but as you know, we draw up EAU guidelines, and I'm very proud to be part of that. European Urology is the foremost paper in journal in Europe and around the world. And now we've increased into several other journals. There's a newspaper, European Urology Today, publications, patient groups, online platforms, research, data innovations, knowledge sharing, residence training, meetings such as this one, and of course you're all invited to the EAU in Milan in March of next year. So to start my talk, these are my disclosures. Probably the most important thing to say is that the term that we use most commonly in this situation is BCG failure. And it's important to really try and emphasize that it's not a single state. So you can see here is a typical treatment regime for patients who have BCG for high-risk disease. And ordinarily, we would use the term BCG failure. Now, believe it or not, there are 5 different separate circumstances which would all previously have come under the term BCG failure. And it's probably not surprising that most people are BCG confused, because it's very difficult to understand what these terms are. The term of my talk was BCG unresponsive, and I'll go on to explain what that is. So this really just illustrates where all these different terms come in. BCG intolerant is probably the easiest one to understand, because it occurs when patients get side effects, particularly during the first 6 weeks of installation.
We then have BCG refractory, which is when patients specifically with papillary disease get a recurrence after their 6 installations of BCG. However, the situation is different if you have carcinoma in situ, because studies have shown that another 3 installations of BCG, i.e. 9 in total, produce a further response rate. And so if you are a patient with CIS, you're only refractory after 9 installations. Then there is the condition of being a BCG relapse, which means that after successfully completing BCG maintenance, you are then clear for a minimum of 12 months, and then your cancer comes back as high grade. So that's defined as relapse. And then the term BCG unresponsive has really come from America and the FDA, which put a group of patients who are BCG refractory and patients who relapse within 6 months or 12 months if it's carcinoma in situ, and put them all together. So the most important information on this slide is the last line, which is that the term BCG unresponsive is specifically, or was originally developed for clinical trial development. And it's not intended to be a term or a clinical state for treatment decisions. And that probably explains some of the confusion around the various different terms. As if those terms were not complicated enough, we also now have the term BCG exposed, which encompasses a group of patients who were exposed to BCG, but where the BCG was inadequate. Particularly this became relevant during the era of COVID, when patients weren't able to receive BCG, and more recently where there are BCG shortages around the world. All of this is relevant, as you'll come to see, when we're looking at the new agents. The FDA said that in patients who have carcinoma in situ, it's acceptable to carry out single-arm studies using the complete response rate and the duration of response as the primary endpoints. But importantly, there was no consensus on what a clinically relevant benchmark for complete response rate was. And to make things more confusing, they then said, well, if it's just papillary disease, then you can do a randomized controlled trial. The reason why this is all important is that when you look at the data for agents that have been used in this area, they're all reporting complete response rates, but their criteria for that are different. And so ultimately, it's very difficult to try and work out which of these agents has a benefit over cystectomy, or indeed the other agents. What I think is important is to try and really decide what these group of patients represents, and so by extension, what endpoints are clinically relevant. Many of these patients, at least in the UK, are very frail, and they're in this situation where radical cystectomy is just simply not an option. Because of their frailty, competing mortality is often as important as their cancer-specific survival. A lot of these patients will often die of something else. And the timescales are important. Many of the papers reported outcomes at, say, 3 months. But I think we'd all agree that 3 months is almost too short to judge these, and it probably should be 12 months or longer. Personally, I think progression to muscle-invasive disease is probably the most important criteria that we all look for. And we're concerned that these patients don't progress to muscle-invasive disease. If we can avoid that, then if they get recurrence, especially if it's a low-risk recurrence, it's not the end of the world. So here's a systematic review that came out recently, looking at all the different options. I'm not going to go through those, but one of the things that I want you to look at on here
is there is a huge number of agents that have been tried in this space. The most common one was gemcitabine here on the left, but many, many different agents. And actually, when you look at the results, the one thing which really comes out more than anything else is that there are distinct differences between papillary high-risk non-muscle invasive bladder cancer, which is refractory, and carcinoma in situ. So the one thing I think to take into day-to-day practice is when a patient fails BCG, have they always been papillary, or has there been carcinoma in situ ever? Because the two results are very different. So these are the options in BCG refractory or relapse. You can see that it goes from what we use currently, device-assisted therapy. There's systemic therapy, which has to be given intravenously, intravesical therapy, and even oral therapy. If we look at current therapy, the options are between a second installation of BCG, gemcitabine, mitomycin, or even endoscopic treatment. One question that's often asked is re-challenging with BCG worthwhile? In other words, if the patient has had one course of BCG, particularly if they're relapsing after 12 months of being clear, is there any benefit to giving them a second course of BCG? This was a randomized trial of gemcitabine versus BCG. Small study, 40 patients in each group, but there was very little difference in progression rate between gemcitabine and giving the patients a second course of BCG, and that difference was not clinically significant. Here's another study which looked at giving patients a second course of BCG if they recurred 1 year or more after treatment with BCG. And you can see on the right-hand side that the longer you have been clear from your first round of BCG, your results are actually very good. And if it's certainly beyond 12 to 24 months, the response rate is similar to a group of patients who were BCG naive. And I think this is data which is sometimes lost when you're listening to these presentations about the new agents. What about mitomycin? I think sometimes it's easy to forget that a lot of these patients have never had mitomycin. They went straight on to BCG. And mitomycin and many other chemotherapy agents are relatively easy to get hold of and cheap. This was a randomized trial looking at gemcitabine versus mitomycin and in BCG refractory patients. And again, you can see there was no difference in patients between the gemcitabine and the mitomycin group. So I think sometimes we forget that mitomycin could be an option in these patients, particularly if it hasn't been used before. And to go on from that, this was a trial of using mitomycin, but with radio-induced thermochemotherapy that we carried out in the UK. And you'll see that quite a lot of these patients had carcinoma in situ, so that probably is one caveat for the results that I'm going to present to you. Quite a few of them had only induction, so even in this day of maintenance being recommended and in a clinical setting of a clinical trial, it's interesting that about a third of the patients only had induction. But what we found with this trial was that if the patients had CIS, the control arm was better, and the control arm was whatever the institutional standard was. If the patient didn't have CIS, then mitomycin-induced hypothermia produced a better result in BCG failures and control. So it comes back to this message about the patients having papillary-only disease versus if there's carcinoma in situ present. This was a trial that was carried out across the world, but particularly in America, using intravenous pembrolizumab in patients who were
unresponsive to BCG. So you can see the term unresponsive was used because it was in a trial. In total, 96 patients were enrolled into this, and about 40% of patients had a complete response, although that was defined at quite a short period of time. But one thing, we were involved in this trial as well. One thing that I think is important to point out is that 95% of the patients enrolled in this study were patients who declined radical cystectomy, and only 5% of patients were enrolled in this study because they were unfit for radical cystectomy. And I think one of the big problems with giving intravenous immunotherapy agents is they come with quite heavy side effect profile, and you need to be fairly fit to tolerate them. And if you're not fit for a cystectomy these days, you're probably not going to benefit much from having intravenous pembrolizumab. On the other hand, this study, which came from Steve Borgian in America, looks much more promising. This is nadofaragene, and the advantage of this is that it's intravesical, and it's only given 4 times, once every 3 months for a year. This showed a 46% complete response rate at 12 months, and I think it goes back to what we said, which is that one big factor in this group of patients is how fit they are, and you need to try and find something that's well tolerated. This is the same drug that we talked about with the upper tract. This is a reverse thermal gel that was this time put into the bladder. It's called the Optima 2 trial. 6 installations, and produced a 65% complete response rate at 3 months. There are many, many drugs that are in the pipeline for non-muscle invasive bladder cancer. These are the current list of drugs that are being investigated by various companies. There are many trials that are in development. But I still think one of the problems we have in this area is that we've yet to clearly define what exactly we think would define a successful outcome with any of these agents. So, for example, the FDA defined that a clinically meaningful response would be a complete response rate of 40 to 50% at 6 months, and a durable response rate of at least 30% for 18 to 24 months. So try and remember those figures. This is a study where I've tried to combine all the different trials that have been published and try and benchmark them against those criteria that we've just discussed. So, for example, how many of these trials actually report their data out to 24 months? You can see that quite a few of these still don't have mature enough data to report it 24 months. And more importantly, given what I think is the importance of progression to muscle-invasive disease as being quite an important endpoint, there is no definition of what should be an acceptable progression rate. Would you accept 5%? Would you accept 10%? Would you accept 20% in this group? There is no definition of what would be acceptable. So to finish off, I just want to touch upon one question which comes up in this area, particularly when it comes to comparing cystectomy, which is the gold standard treatment, with many of these agents. And that question is that, will patients suffer by being trialed with one of these bladder-sparing approaches rather than cystectomy? In other words, is there a window in which if you miss it, the patient's going to do badly? And this paper suggests otherwise, in that they looked at a large group of patients who received BCG and then underwent cystectomy. 62 patients had additional salvage therapy with a range of options. Interestingly, one of them being, the most common one being mitomycin. And salvage therapy with one of these agents was not associated with an increased risk of adverse pathology at cystectomy. So there is some limited data to suggest that in carefully selected patients
using salvage therapy instead of going straight to cystectomy does not worsen oncological outcomes. So I know that there's plans to come out with a trial in BCG naive patients. And I think the other comment in terms of intensity is very relevant. One of the things, it's very interesting comparing groups of patients because in different countries, different groups of patients. Our groups of patients are generally quite elderly and really just the act of coming into hospital 2 or 3 times a week for having even quite intensive intravesical therapy is very the effect they have on the patient. And we found that out when we were giving systemic therapy, that a lot of these elderly patients really didn't tolerate them very well. Any more questions? Professor, I think in the sub-Saharan Africa, the availability of BCG makes it difficult for us at least to come up with some way forward because it's not, we don't use it often. Like in my country, we hardly use it because it is out of our reach, and the few urologists who get it is so expensive for the patients. So I don't know whether it has a future in sub-Saharan Africa, and from what you have told us, does it have a future even in the whole world? What's your comment? So I think you have to adopt your management based on what is available locally, and it's very important to look at these data and not be kind of starstruck by the data, because I think, for example, where in countries where there is a genuine difficulty in obtaining BCG, radical cystectomy for high-risk non-muscle invasive bladder cancer really has got excellent outcomes still, and is a perfectly good alternative to giving BCG. In situations where BCG isn't available and radical cystectomy isn't an option, I think there's reasonable enough data to look at other agents. And I think we often forget that some agents that have been around for a long time, such as gemcitabine or mitomycin, have some efficacy in this area. It's not that they're completely ineffective. And they probably are an option compared to doing nothing. Other questions or comments from the audience? Yes, please. Hello. Okay. Thank you for good presentation. I'm asking if a patient came and I did 2 RBT and 6 sessions for BCG, around 10 months, 1 year free. Then he came with recurrence. And I will do 2 RBT and give for only 6, or I give more course? So that's a very good question. There's no clear data as to whether 3 or 6, but I think most people would say that if they only had 6 and then there was a gap, you would restart with 6. 6 only? Yeah. And if it's small growth, I will do TUR or I give direct BCG? Do you mean do a re-TUR or? I didn't. A small nodule, just around 1 year. Again, the data is fairly clear. If the recurrence is a low-grade recurrence, then Yes. it's perfectly safe to non-muscle invasive from yeah. this biopsy. If it's a low-grade recurrence, then it doesn't change the fact that you just continue. So a patient with a low-grade recurrence has not become BCG refractory. If it's a high-grade recurrence, that's when they become a refractory patient or unresponsive, whichever term you are. Okay, thank you. I have to be very careful which term I use because I get mixed up myself. Okay. Thank you very much. Thank you.
Now we move to the last presentation, funnel-like shaped neobladder, modified Studer technique, description and results, presented by Professor Jaiden. Thank you, Mr. Chairman. Today we'll talk about Sahlul Hospital Modified Studer. It's a new technique with a new concept, neobladder neck reconstruction. This was developed in Sahlul University Hospital in South Tunisia. We know, all of you, that orthotopic neobladder is now the gold standard of urinary diversion after radical cystectomy. There is so many described techniques. Maybe one of the most popular are the Studer technique, but it's not still as functional as a native bladder. There is point of concern and point of improve, mainly voiding and continence. Historically, most research focused on anti-reflux mechanism, but we know now, it's a consensus, there is no need of an anti-reflux mechanism in a low-pressure pouch. Infection, in fact, is mostly related to post-void residual, and therefore to voiding. So what are the key points for voiding and also for continence? There is a lot of literature on that. If you read all this literature, you will take 3.3 key points for voiding. First point, neobladder neck should be at the most caudal part of the reservoir. You must avoid that posterior prolapse. Second point, there must be no angulation and no quinking between urethra and neobladder during voiding. Third point, during voiding, you must obtain an adequate funneling of the neobladder neck during voiding. Your pouch during voiding, you must obtain this funnel shape at the bladder neck. That's very important for a good voiding. And what about continence? For good continence, of course, you need a functional sphincter. You need a sensitive urethra. But also you need no periurethral and no urethral fibrosis. That means no extravasation and no tension. That means a watertight, tension-free anastomosis, urethral anastomosis. And also, there is a strong relationship between continence and voiding. There is, in many studies, a strong correlation between post-voiding residual and continence, and therefore, voiding and continence are intimately related. Maybe one of the most important articles is this one from Mansoura team, which find at logistic regression a very strong correlation between continence and voiding. So, basing on that point, we introduce a new concept, the concept of neobladder neck reconstruction. That's the technique. It begins like a classic Studer, but once you finish the posterior wall, we'll take the most caudal part of this wall and anastomosis to the urethra directly by a runic shooter under direct site control. Once doing that with runic shooter, you will obtain a funnel-shaped neck bladder. And with the same shooter, we will close the anterior wall and the superior wall. Urethral anastomosis, it's an end-to-end fashion. No need for an anti-reflux mechanism. But once you obtain that funnel-shaped neobladder, you could face backward tilt of this neobladder once full. So we fix it. We fix it with non-resorbable shooter to the two Cooper's ligament. And that's the video. Begins like a classic Studer. You dedubilize the 41st centimeter, given the 15 proximal centimeter to tubulize it. You will bend it into a new shape, like a classic Studer. Sew the two medial border together with a runic shooter. That will you obtain the posterior wall. But the difference here, we will take the most caudal part of this posterior wall and bring it to the urethra. And when we do that, we'll begin the anastomosis under direct site control with a runic shooter. You could use the same shooter if you have a double needle shooter. So we begin at the left at 6 o'clock posterior, runic shooter under direct site to 12 o'clock anterior. And we do the same thing on the other side. We begin for another runic shooter under direct site control from 6 o'clock posterior to the 12 o'clock anterior. So you see the anastomosis, and you do it watertight. Once you do that,
we note the two running shooters together at 12 o'clock, and with the same shooter, we will close the anterior wall. When you do that, you will obtain a funnel shape neck of the neobladder. And you see, it's very easy. You control everything. And with the same running shooter, we will close all the anterior wall and all the superior wall. When you do that, you will obtain a Studer, slightly rotated, but with a funnel-shaped form. Of course, for the ureteric anastomosis, we do end-to-end fashion, no need for an anti-reflux mechanism. When you obtain that, your pouch could backward tilt when it's full. So the most important point here is at the end to fix this pouch to the Cooper ligament with two solid non-resorbable shooter. So we fix it. And once it's fixed, it will remain there, and you will have always a good angulation. We have always no angulation between urethra and the pouch. We do the first case in 2006. I still remember this patient. And for first, we do this case in difficult case. When you have challenging anastomosis, when you have short mesentery, you do that, it's easy, you see. But now it becomes our reference technique. And in 2016, we begin a prospective study. We enroll in this prospective study now, 52 patients with clinical, biological, aerodynamic, and imaging follow-up. This is imaging of 4 different patients. All that are per-voiding imaging. We put the patient in a CT scan, and we ask him to void in the CT scan. And we do CT scan reconstruction. And you see, in all cases, during voiding, we obtain a beautiful, full-shaped bladder neck. So this is proven. We have this full shape, this funnel-shaped bladder neck. What are the series for now? Mean age 61 year, 0.5, mean follow-up 28 months. What are the results? At 1 year, 100% of these patients are fully continent at day, no need for any kind of protection. Now, at 1 year also, 92% of these patients are fully continent at night, no need for any kind of protection. What are the aerodynamic parameters? What we find? We find that the full capacity of the urinary bladder, it will be obtained at 1 year. And at 1 year, we have a mean volume of 450 millimeter. And you see that at 12 months, you have a Qmax or 20 milliliter per second and a post-void residual volume of only 40 milliliters. And it remains a low-pressure pouch with very low pressure at Qmax and also at maximal capacity and a good compliance. Complication, only 4 patients, 2 cases of urinary retention due to mucus obstruction. We manage that by catheterization and change in alimentation. 2 cases of acute pyelonephritis, managed by antibiotic. We must emphasize here for this patient on the importance of continuous education, continuous training in voiding. Patient forgot the technique, you learn them to void. You have always to give them continuous education in voiding technique and pelvic floor exercise to maintain their results. What's the advantage of this technique? It's easier to do. You do a watertight, tension-free, direct urethral anastomosis using a runner shooter under direct site control. It's always possible, even if you have a very short mesentery, even if you have short ureter, even if you have narrow pelvis. But also, we introduce a new concept. This reconstruction of the bladder neck, it's similar to the native bladder neck, and we believe that this could, and we prove, I think, with our result, that this will give you better voiding and therefore better continence. So we conclude that for now, the real area of improvement in orthotopic neobladder, it's the continence and the voiding. And this is a new concept. Neobladder
neck reconstruction that should give you better voiding and better continence. And I think it's a promising technique, easier to perform, even in difficult cases, with excellent functional results. And you could do it with one shooter. Thank you. Thank you, Professor Jaiden, for this, for the introduction of this new technique. Are there any questions or comments from the audience? Just one comment. This technique is perfect, but we have also another technique, the Padova ilioneobladder, that we had that gives a funnel-shaped ilioneobladder that we use routinely in the Raptor now, and we have exactly the same aspect you have. We can anastomose with a running suture, and it's easy to do, and it gives also the funnel shape of the triangle. Yes. And in the postoperative CT, you can hardly differentiate it from a patient who did not have any replacement of the blood. So the postoperative aspect is almost normal. So it reminds me but it's a spiral one, a little bit more complicated. Okay. Other questions? Yes? Hello. I saw in this operation you have only drainage suprapubic from the bladder. What about the stent from ureter? It's a stent in the ureter. I saw only one tube came from the bladder. It's a stent. It's outside stent. Yeah, outside from the bladder outside. What about ureter? Just a Foley catheter. Ureter. The ureter, there is two drain in the ureter. It's in the video. What you see, it's not a catheter. It's not an urethral catheter. It's ureteral catheter. We take tracheal catheter, small one, put them in the ureter, direct large anastomosis. Coming out from the No. We just let this little part in the superior wall, open it, so we could fix in the interior. We fix this catheter. I don't know if you can give us the video. When you close the superior wall, we let a little hole, put the anastomosis, put the two ureteral stent, take them outside by puncture of the wall, but we let this little hole to fix this ureteral catheter by a rapid resorption suture. Coming outside from the outside from the bladder. Yes, no, from the bladder. Yes, little puncture, but the bladder is completely. The bladder is fixed on the anterior wall, so you have no problem. I saw here only a stent coming outside from. No, this is for opening. It's just for opening. From opening, yes. This is for opening to have to open on the anti-mesenteric. Yes. At the end, I saw one suprapubic, one coming from the new bladder. Two catheter here. And a Foley catheter. Okay, thank you. Yes, Donc the catheter goes from the ureter through the bladder through the abdominal wall. We just let it open a little to fix it under direct vision. We need to fix this 11 day, 12 day. Yes, sir. Please, sir. You mentioned some complications. Sorry. Yeah, you mentioned some complications. You talk about pyelonephritis. Yes. Do those patients has reflux? Did you check that? All your patients, when you do orthotopic neobladder, you will have reflux when you have augmented pressure. The principle, if you see the aerodynamic result, it's in all detubulized neobladder. Your pressure is around 30 centimeter H2U. So it's a low pressure bladder. The low pressure bladder and the good voiding, you will not have reflux. You will have reflux if you do a cystography, because you inject with pressure. But it's in normal condition, you'll have no reflux. It's like Lee Gregoire in renal transplantation. If you see,
you have a lot of, of reflux in imaging, but no clinical reflux. It depends on the pressure on the bladder. It's a very low pressure pouch, so no reflux. It's a consensus. Now there is a consensus which is published. It was in the presentation, I take it out for the 10 minutes limit. And now it's a consensus of all the big name in the orthotopic neobladder, no need for an anti-reflux technique in detubularized low pressure pouch. It's a pouch. So you must have 16 centimeter pressure to have reflux. Pour ça, peut-être je vais m'exprimer en français. Oui, peut-être c'est... Alors comment expliquez-vous la pyélonéphrite s'il n'y a pas de reflux? Ben, il y a toujours des pyélonéphrites. Mais 2 sur 52, ça je ne peux pas vous répondre. Mais des pyélonéphrites, ce n'est pas parfait. Quand on fait néo-vessie, on exclut les mécanismes de reflux. Donc, on dit toujours vessie à basse pression, mais il y a toujours... Je pense que c'est des patients qui étaient dysynergiques. Le problème de ces patients, c'est l'apprentissage de nouvelles techniques, de nouvelles manières d'uriner. Ces patients-là, on doit leur apprendre à pousser et à relâcher le sphincter. Souvent, nous avons des patients qui ont une dysynergie cervico-sphinctérienne. Il faut du temps pour leur apprendre à relâcher le sphincter pour vider la vessie. On leur apprend, on se contracte, on relâche, on pousse. Contracte, on relâche, on pousse. C'est pour ça que ces patients, les bons résultats sont aussi expliqués par une formation continue dans cette technique de vidange. Ces patients-là qui avaient des pyélonéphrites, je pense que c'est des patients qui étaient fortement dysynergiques dès le départ. Et on a galéré pour pouvoir leur apprendre à relâcher le sphincter tout en poussant l'abdomen. C'est un réflexe. Si vous toussez, si vous poussez, votre sphincter se contracte. Donc il faut inverser un réflexe inné. Et ça, c'est pas facile. Oh, voilà. La question en français, s'il vous plaît. Est-ce que vous ne pensez pas que la pyélonéphrite et les retentions que vous enregistrez sont favorisées par le fait que vous fixez la néovessie sur la symphyse, alors que si vous la fixez sur le SWAPS, et vous pouvez non seulement réduire la stase, et s'il y a une incontinence, pourquoi ne pas mettre une bandelette sous-urétrale? Alors, le mucus, les obstructions par mucus, ça existe dans toutes les néovessies. Ce n'est pas de l'urothélium, c'est de l'intestin. Et l'intestin, ça produit du mucus. Et souvent, c'est un problème par rapport à l'alimentation. Il faut attendre une année pour que la production de mucus diminue ou disparaisse au niveau du néovessie. Ça, c'est connu, c'est dans la littérature. Tous ceux qui font des remplacements des entérocytoplasties connaissent ce problème. Il faut juste dépasser le cap d'1 à 2 années, vous n'aurez plus de mucus. Par contre, il faut faire attention à l'alimentation. L'alimentation riche en graisse entraîne systématiquement une surproduction de mucus au niveau de l'intestin. C'est de l'intestin. Et il faut faire un changement dans l'alimentation. Pas de viande, pas de graisse, très peu de viande. Et la production de mucus, un régime végétarien, et la production de mucus diminue. Mais ça, c'est juste la première année. Après, on n'a plus de mucus. Ça, c'est pour le mucus. L'autre question, c'était? C'est le gris. Le problème, ces gens-là, c'est une poche acontractile. Lui, toute sa vie, à chaque fois qu'il a poussé, qu'il a toussé, le sphincter se contracte. C'est un réflexe. Nous devons lui apprendre à pousser et relâcher son sphincter pour obtenir des pressions per voiding aux alentours de 30 cm H2O. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que vous leur demandez de pousser et de relâcher le sphincter. C'est antinaturel. Et il faut un apprentissage. Ça peut prendre des années pour qu'ils maîtrisent ça. Ils sont dysynergiques, ces patients. Dès le départ, ils ont une dysynergie cervico-sphinctérienne. C'est inné. Parce qu'ils n'urinent pas par contraction de la néovessie, ils urinent par pression abdominale. Et chacun d'entre vous, si vous toussez, votre sphincter se contracte, c'est normal, sinon vous aurez des fuites d'urine. Professeur Le Begni. Merci pour cette très belle présentation. Je voudrais quand même nuancer quelque chose. Ça n'est pas une chirurgie aussi simple.
Oui. C'est quand même une chirurgie un peu plus compliquée que ça en a l'air sur cette présentation. Et quand ça arrive après une cystectomie qui a déjà duré 2 ou 3 heures, toutes ces astuces sont parfaites, vraiment. Sauf que c'est quand même compliqué aussi. Et on ne ressent pas derrière cette présentation. 2 minutes, j'avais 2 minutes pour la vidéo, donc c'est comme ça. Il y a d'autres questions? Oui, je voudrais poser une question. Merci pour cette superbe présentation. Moi, ma question, c'est par rapport à votre série. Est-ce qu'il y a eu des femmes, vu certaines spécificités anatomiques, est-ce que vous avez aussi des feedbacks par rapport à la femme? Pas encore. On n'a pas encore osé aller vers la femme, parce qu'au niveau de la femme, il faut laisser un peu de colle, de toute façon. Ce n'est pas une anastomose directement au niveau de l'urètre, malheureusement. Donc pour le moment, on n'a pas encore osé. On va peut-être oser le faire. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup, professeur Jaïden, et on lève la séance. On lève la séance. Excusez-moi, en fait, le symposium, c'est dans 5 minutes, avec le professeur de la taille. Je vous remercie.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, chers collègues, on va démarrer ce symposium de Pierre Fabre et on va commencer par... on invite M. Alexandre Delataille qui va nous partager son expérience dans la prise en charge des troubles urinaires, particulièrement la nicturie, le traitement médical de la nicturie, donc chez des patients qui consultent pour des troubles urinaires de bas appareil. Allez, monsieur. Bien, chers amis, chers collègues, un grand merci pour me donner la possibilité de discuter avec vous un sujet important dans notre pratique quotidienne qui est le traitement de la nicturie. Et je tiens aussi à remercier le laboratoire Pierre Fabre Médicaments pour nous avoir aidés à nous réunir aujourd'hui et à discuter de ce sujet. Voici mes liens d'intérêt concernant cette présentation. Et je vais commencer finalement par la fin. C'est peu commun de commencer une introduction par une conclusion, mais je vais commencer par ce mot et ce message clé qui est qu'il faut qu'on s'intéresse à la nicturie, parce que la nicturie est associée à un risque plus élevé de décéder précocement par rapport à une population générale. Et vraiment, il y a un lien, je vais essayer de vous démontrer que plus on se lève la nuit, malheureusement, plus notre espérance de vie est courte. Et quand on commence à se lever la nuit, nous les hommes, on va voir qui? On va voir l'urologue. Et finalement, nous sommes en première ligne pour gérer ce type de problème. Et on va voir comment on peut le discuter. Donc on va parler de différents points, la fréquence, quelle évaluation il faut faire, quel est l'impact de cette nicturie sur la qualité de vie de nos patients, sur la genèse d'une dépression, voire d'une anxiété générée par cette nicturie, l'impact aussi sur le partenaire qui est de plus en plus mécontent de voir son partenaire se lever la nuit puisque ça le réveille et que finalement, eh bien, il y a les deux qui ont des nuits plus courtes et moins réparatrices. On va voir un petit peu quels sont les impacts des traitements médicaux, des traitements chirurgicaux, et puis voir un petit peu ce qu'on peut faire lorsqu'on a persistance de ces problèmes de nicturie après le traitement chirurgical. Alors pour venir sur l'incidence, on sait que bien sûr les troubles mictionnels c'est un sujet extrêmement important, que ces troubles sont très présents avec l'âge et que parmi ces troubles les plus gênants, on a bien sûr l'urgenturie, qui est vraiment identifié par les patients comme étant vraiment un des symptômes les plus gênants pour leur vie quotidienne, mais la nicturie aussi est très fréquente et est associée à des chutes chez l'homme âgé la nuit, quand il se déplace pour aller aux toilettes. C'est associé à un endormissement nocturne, une fatigue, une dépression, et on va le voir un petit peu dans les diapos suivantes. Si on regarde la partie de droite, on voit que la nicturie, avec l'âge, augmente. Elle augmente chez l'homme, et vous voyez que si on prend les hommes de plus de 70 ans, il y a à peu près 80% des hommes qui vont se lever au moins une fois la nuit. Et si on remonte un petit peu en arrière, eh bien même à partir de 40 ans, vous voyez qu'il y a à peu près 40% des hommes qui commencent à se lever la nuit. Et ce symptôme est beaucoup plus fréquent que les autres. L'urgenturie, la dysurie, vous voyez, sont présents, mais de façon moindre, 20% des hommes de 70 ans, alors que la nicturie, je vous ai dit, c'était quasiment 80%. On sait que ces syndromes de remplissage sont plus importants que la vidange et ils vont gêner plus le patient. On avait, au comité des troubles mictionnels de l'homme, fait une courte étude chez les patients en leur demandant, en reprenant le score IPSS, mais au lieu de demander la question globale de est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas, la fameuse dernière question de l'IPSS sur la qualité de vie, est-ce que c'est acceptable ou pas acceptable, on avait demandé aux patients de coter chacun des symptômes en termes de gêne. Et on avait regardé ce que ça donnait. Et on s'aperçoit que finalement, lorsque le patient a des difficultés pour uriner, ça ne le gêne pas. Quand il a une miction fractionnée, vous voyez, ça ne le gêne pas, l'impact est faible sur l'échelle que vous avez de 0 à 7. Lorsqu'il a une diminution de la force du jet, ce n'est pas très important. Mais par contre, ce qui vraiment va impacter sa qualité de vie et sa gêne, c'est l'impériosité. Et vous voyez, la polyalkylie nocturne qui est tout en haut et qui est très gênante dans la majorité des cas. Comment évaluer cette nicturie? L'examen clinique, bien sûr, le toucher rectal, indispensable. On va évaluer la sexualité. On va demander, bien sûr, une analyse d'urine pour avoir un diagnostic différentiel par rapport à une éventuelle infection. Une débimétrie, important, et puis l'évaluation du résidu post-mictionnel par une échographie ou un bladder scan.
Qu'est-ce qu'il faut faire de plus en cas de nicturie? Et j'avais repris cette diapositive qui résume les recommandations. Eh bien, on voit que dans le cadre de la nicturie, un élément important à demander aux patients, c'est le catalogue mictionnel. On peut aussi demander une urétroscopie, un PSA pour éliminer un cancer de la prostate, la créatininémie si on a un résidu post-mictionnaire important, et puis bien sûr l'échographie pour évaluer le volume prostatique et rechercher éventuels signes de complications de cet adénome de prostate, dont la lithiase urinaire, dont le résidu post-mictionnel, dont la dilatation du haut appareil. Et ce calendrier mictionnel est indispensable lorsque vous avez un patient qui a une nocturie prédominante. Qu'est-ce qu'il va falloir et qu'est-ce qui va nous permettre de diagnostiquer et en tout cas d'évoquer? Eh bien, face à cette nicturie, on va regarder si le patient a une polyurie des 24 heures. À ce moment-là, il faudra évoquer le diabète mal contrôlé, un diabète insipide, non connu, une hypercalcémie ou une potomanie. On regardera aussi la polyurie nocturne, qui peut être liée au mode de vie. C'est le patient qui classiquement prend le potage le soir, puis après le thé, et après il va se coucher. Forcément, si on remplit la citerne, il va falloir la vider la nuit, et le patient va se lever la nuit. Et donc, c'est bien sûr à évoquer avec le patient, en leur disant, après 17 heures, vous commencez à fermer le robinet pour éviter de trop boire, parce que forcément, tout ce que vous allez boire, il va falloir le produire, et ça sera malheureusement la nuit. Il faudra faire la liste des médicaments, rechercher en particulier les diurétiques, qui sont à prendre le matin et pas en fin de journée, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle, les œdèmes des membres inférieurs et un point important, l'apnée du sommeil. Il faut demander est-ce qu'il ronfle ou il ne ronfle et est-ce que, avec ces ronflements, est associé des pauses. Alors souvent, quand le patient vient avec son partenaire, c'est assez facile parce qu'on dit bon, alors il vous dirige la nuit parce qu'il se lève, mais est-ce qu'il ronfle? Est-ce qu'il fait des pauses? Et là, on est parfois surpris de voir les partenaires dire oui, bien sûr, tu fais des pauses, et le patient, il ne se rendait pas compte. Et donc, à ce moment-là, rechercher l'apnée du sommeil est importante parce que de la traiter, ça va transformer leur vie, non seulement en termes d'espérance de vie, mais en termes de nocturie. On a vraiment des rémissions complètes avec le traitement correct de l'apnée du sommeil. Ensuite, par ce calendrier mictionnel, on recherchera la réduction de la capacité vésicale, qui peut être liée à l'obstruction sous-vésicale, d'accord, mais aussi parfois une cystite interstitielle, un cancer de vessie ou une hyperactivité des trésoriennes. L'apnée du sommeil, c'est important. Vous voyez que dans la population générale, c'est entre 5 et 15% de la population adulte qui est concernée. On sait qu'il y a certains facteurs de risque associés, en particulier les risques cardiovasculaires et le risque d'endormissement diurne. Et puis, il y a un test assez simple de dépistage avec des seuils bien définis. Et il faut encourager le patient à aller voir à ce moment-là un pneumologue et être appareillé. Alors, c'est vrai que l'appareillage, ce n'est pas très sexy, ça fait du bruit, ça gêne là encore le partenaire. Mais en tout cas, ça va franchement améliorer, comme je vous l'ai dit, la qualité de vie du patient et surtout son espérance de vie. Quel est l'impact de cette nocturie sur la qualité de vie? Plusieurs études ont été faites qui montrent, vous voyez par exemple sur celle-ci, que le fait de se lever la nuit est associé à un risque plus important de décéder précocement par rapport à une population plus générale. Le risque, le hazard ratio est de 1,38, donc vraiment significatif. Et donc il faut absolument, dans notre population, rechercher cette nocturie pour pouvoir la traiter. L'impact de la qualité de vie est complètement associé au nombre de levées qu'a le patient dans la nuit. Si on se lève une fois, on va avoir un faible impact sur la fatigue, sur comment je suis dans la journée. Est-ce que je vais avoir tendance à faire une petite sieste en début d'après-midi? Vous voyez que c'est peu fréquent si on se lève une fois. Par contre, si on se lève plus de 3 fois, eh bien, on va avoir tous les paramètres qui commencent à aller dans le mauvais sens avec la fatigue qui devient prédominante. Et là, c'est clairement, on l'a encore vu dans cette étude scandinave, avec le nombre de levées qui, lorsqu'il atteint plus de 3 levées la nuit, est associé à 40% de patients fatigués dans la journée. L'impact sur le partenaire, on en parlait tout à l'heure. Bien sûr, le partenaire est inquiet par rapport à l'évolution de cet adénome de prostate. Est-ce que son partenaire va avoir besoin d'une intervention chirurgicale? Est-ce qu'il n'a pas un cancer de la prostate? Parce que bien sûr, dès qu'on commence à parler de prostate, on pose cancer de la prostate. Mais vous voyez que l'impact de la nicturie du partenaire impacte aussi la nicturie de la personne avec qui on vit et qui va devoir à ce moment-là au moins se lever une fois la nuit en fonction de l'importance de la nicturie chez le patient. On avait aussi regardé l'impact des levées nocturnes avec
l'anxiété et la dépression. Donc c'était assez simple, il y a des échelles bien définies, anxiété, dépression, qui sont validées, donc c'est des questionnaires que remplissaient les patients. Et ce qu'on observait, c'est que vous voyez que plus le patient se lève la nuit, donc la nocturie, s'il s'est levé une seule fois, eh bien le risque de trouver une anxiété ou une dépression dans les questionnaires était à peu près de 1 sur 5, alors que si le patient se levait 4 à 5 fois la nuit, vous voyez qu'il y en avait plus d'1 sur 2 qui était déprimé ou anxieux dans sa vie de tous les jours. Alors qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients lorsqu'on a une nicturie? La première des choses, c'est de revenir assez simple, c'est-à-dire qu'on peut rappeler les principes et les règles hygiéno-diététiques. On ferme le robinet après 17 heures, on fait une sieste avec les jambes surélevées, on peut porter des bas de contention, on a une activité physique régulière et on modifie bien sûr la prise des diurétiques si ce n'était pas correctement prescrit par souvent les cardiologues. On a recherché l'apnée du sommeil. Eh bien, à ce moment-là, on fait appareiller le patient, soit avec le système de ventilation, qui fait, comme je vous dis, beaucoup de bruit, mais il y a aussi maintenant des avancées mandibulaires qui permettent de luxer un petit peu la mandibule inférieure vers l'avant et qui évitent qu'il y ait ce syndrome d'apnée du sommeil. Et on sait que d'appareiller le patient va réduire sa nicturie, améliore sa qualité de vie et derrière va améliorer, bien sûr, son espérance de vie. Les traitements médicaux de l'adénome de prostate, on les connaît tous, alpha-bloquants, phytothérapie, inhibiteurs de la 5-alpha réductable, ils ont un impact sur la nicturie, mais ce n'est pas dramatique, ce n'est pas impressionnant. Regardez ce qu'on a dans les différentes études. Lorsqu'on regarde la réduction du nombre d'épisodes de nicturie, dans le groupe placebo des études prospectives randomisées, on a une réduction de 0,25 à 0,7 levées nocturnes, alors qu'avec un traitement actif, on arrive à 1,1 de levée en moins lorsqu'on prend le traitement. Peut-être y a-t-il une petite supériorité pour les médicaments, les alpha-bloquants urosélectifs, mais vous voyez, c'est quand même assez mineur. Un point qui est un peu intéressant, c'est lorsque le patient a une polyurie nocturne, puisque à ce moment-là, on peut se retourner vers la desmopressine, que vous connaissez bien, qui a son AMM, mais qui, dans l'AMM, vous vous souvenez, sont marqués qu'au-delà de 70 ans, il ne faut pas trop utiliser ce genre de médicaments, alors que malheureusement, c'est exactement la cible qui nous intéresse pour ce traitement-là. Donc c'est un traitement qui fonctionne bien, c'est un médicament qui va réduire de façon significative la polyurie, mais il faut surveiller l'anatrémie et puis il faut être vigilant chez les patients fragiles ou les patients âgés parce qu'on est un petit peu, enfin on n'est pas un petit peu, on est complètement en dehors des recommandations et des autorisations de mise sur le marché. Revenons un petit peu sur les différents traitements de l'adénome de prostate. Donc, on a parlé des alpha-bloqueurs, on a parlé d'inhibiteurs de la 5-alpha réductase, les inhibiteurs des phosphodieestérases qui améliorent la sexualité mais qui ont aussi un impact sur les symptômes urinaires et ont aussi été rapportés comme pouvant réduire les épisodes de nicturie. Est-ce que c'est parce que le patient a une meilleure activité sexuelle, donc il est plus fatigué, donc il dort mieux? C'est une petite explication, mais il y a aussi peut-être un phénomène local qui peut expliquer la réduction des nicturies chez ces patients-là. Ce qui est intéressant, et on va parler quelques instants des phytothérapies, avec cette modification, vous le savez, des recommandations européennes en 2021, qui ont maintenant mis en place et vraiment validé le fait que l'extrait hexanique de Serrano repens, donc le fameux permixon, améliore le débit urinaire et réduit les épisodes de levée nocturne par rapport au placebo avec un level of evidence de 2 et qu'il n'a pas d'impact sur les effets secondaires, parce que vous savez qu'avec ces médicaments-là, les effets secondaires sont assez modestes. On avait conduit une étude en France de phase 4, une étude non interventionnelle, où on avait regardé un petit peu l'efficacité en monothérapie de la phytothérapie par rapport aux alpha-bloquants. On avait regardé sur une période de 6 mois ce qui se passait en termes de réduction du score IPSS, amélioration de la qualité de vie et satisfaction du patient par rapport à son traitement. On avait inclus 757 patients avec un âge moyen de 66 ans, un IPSS moyen de 18, donc c'est quand même des symptômes urinaires modérés à sévères, et le diagnostic initial moyen de l'adénome de prostate datait de 7 mois.
C'était assez équilibré entre les deux traitements, et ce qu'on observait, c'est qu'il y avait bien sûr une amélioration du score IPSS chez nos patients, aussi bien chez les patients traités par alpha-bloquant que les patients traités par le permixon. Vous voyez que le score IPSS passe de 18 à 8 dans le groupe alpha-bloquant et de 17,8 vers 8 chez les patients traités par permixon. Que la réduction des symptômes urinaires était équivalente dans les différents groupes, que ce soit des symptômes sévères ou des symptômes modestes. L'efficacité des médicaments, aussi bien alpha-bloquant que permixon, était observée. Si on regarde les symptômes urinaires sévères, donc avec des scores IPSS supérieurs à 20, vous voyez que ça représentait 34% des patients au moment de l'inclusion, et qu'à M6, ce groupe de patients avec des symptômes sévères ne représentait plus que 2%. Pareil pour le permixon, avec là aussi cette réduction importante des symptômes sévères. Si les patients sont moins gênés, forcément leur qualité de vie s'améliore derrière, et cette échelle vous montre exactement ce qu'on supposait, c'est-à-dire une amélioration de la qualité de vie chez les patients traités par alpha-bloquant ou par permixon. Si on regarde à ce moment-là, à cet instant-là, les effets secondaires, eh bien, on retrouve dans les effets secondaires des alpha-bloquants ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire des petites chutes de tension, une diminution du volume de l'éjaculat, alors que dans le groupe permixon, les effets secondaires sont assez modestes, vous voyez, entre 0,3 et 1,2% sur les effets secondaires sur les organes de reproduction, sur les troubles digestifs ou sur l'atteinte neurovégétative, en particulier les céphalées et les vertiges, qui étaient, vous voyez, très peu présents dans le groupe permission, contre un petit peu plus présents, 4% chez les patients qui étaient sous alpha-bloquant, mais ça c'était connu et c'est déjà bien documenté. Lorsqu'on interroge les patients sur la satisfaction globale à 6 mois, eh bien là encore, vous avez 96% de satisfaction avec le permixon, 94% de satisfaction chez les patients qui étaient traités par alpha-bloquant. Donc vraiment une équivalence entre ces deux traitements avec un petit peu moins d'effets secondaires chez les patients qui étaient traités par extrait de plante. Revenons à nocturie, donc on a vu qu'on peut les traiter par médicaments avec un impact peut-être un petit peu modeste, on peut espérer 1 à 2 levées en moins la nuit, mais pas tellement plus. Est-ce que le traitement chirurgical fait mieux? Est-ce que le fait de lever l'obstacle lié à cet homme de prostate va améliorer les levées nocturnes? Parce que c'est un petit peu ce qu'on voit aux patients quand on les envoie en préopératoire en disant « vous inquiétez pas, après ça, tout ira bien, vous avez un jet super fort, vous irez moins vous lever la nuit, etc. » Eh bien ça, c'est un petit peu, là encore, décevant, puisque vous avez sur ce tableau résumé les différentes approches chirurgicales, aussi bien résection qu'adénomectomie, que les urolifts, les OLEP, les vaporisations. Et quand on regarde l'efficacité de ces approches chirurgicales sur les levées nocturnes, eh bien on s'aperçoit que le patient va perdre 1,3 après l'intervention chirurgicale. Donc l'obstacle sous-vésical, avec cet homme de prostate qui est maintenant traité, n'est pas la seule cause des levées nocturnes la nuit. Et donc, il faudra absolument aller rechercher les autres causes de levées nocturnes. Et je dis, il ne faut peut-être pas les chercher après, il faut les chercher avant. Si on regarde dans cette étude l'analyse des symptômes persistants en post-opératoire, après une résection de la prostate, dans les 3 ans qui suivent, eh bien, vous voyez que les symptômes persistants majoritaires sont la nocturie. 70% des patients rapportant des symptômes persistants, donc ça représente que 15 à 20% de nos patients opérés quand même, mais la nocturie fait partie du symptôme le plus fréquent. En deuxième arrive l'urgenturie. Donc cette nocturie, cette mauvaise qualité de vie fait que certains patients se remettent à prendre des médicaments. Et on voit que la majorité des cas vont commencer à prendre finalement des anticholinergiques pour traiter les impériosités. Parfois, ils vont reprendre des traitements type alpha-bloquant. Alors, que faire quand on a une récidive après ou une persistance des symptômes après une intervention chirurgicale? Il faut revenir à la case départ, réévaluer le patient de façon complète, regarder le compte-rendu opératoire et le compte-rendu anatopathologique pour voir quel volume prostatique d'adénome on a enlevé par rapport à ce qui était présent sur l'échographie avant l'intervention chirurgicale. On réévalue son volume prostatique, on fait une fibroscopie pour regarder s'il n'y a pas une sténose, s'il n'y a pas une sclérose de la loge, si la loge de résection est bien ouverte. On fait un calendrier injectionnel et on va proposer de façon systématique aux patients un bilan urodynamique avec une étude pression-débit.
Les mécanismes, ils sont là, d'accord. Ça peut être une chirurgie incomplète, en effet. Ça peut être des complications post-opératoires avec des sténoses, des cléroses du loge, des adhérences dans la loge de l'adénome, des repousses adénomateuses, une hypocontractilité vésicale qui aurait été sous-évaluée en préopératoire, une hyperactivité détrusorienne préopératoire qui a été mal diagnostiquée, et puis toutes les autres causes finalement liées à ces symptômes du bas appareil urinaire que je vous ai remis ici, puisqu'on sait que l'obstacle sous-vésical, c'est une des causes de troubles mictionnels, mais que ce n'est pas la seule, et qu'il faut absolument revenir au basique, il faut revenir à l'essentiel, réévaluer son patient pour rechercher une polyurie, pour rechercher une hyperactivité détrusorienne, pour rechercher une hypotonie détrusorienne, des dysfonctionnements neurologiques de la vessie, des éventuels phénomènes inflammatoires ou d'affections, des sténoses de l'urètre, des tumeurs de vessie ou des calculs. En conclusion, on retient que la nicturie impacte clairement la qualité de vie des patients, est associée à une mortalité spécifique, que la première chose à rechercher quand même c'est le SAS, c'est le syndrome d'apnée du sommeil, parce que c'est facile à rechercher par l'interrogatoire. Ça se traite et ça améliore vraiment la qualité de vie et l'espérance de vie des patients. Les traitements médicaux ont une certaine efficacité, en clair, j'essaie de vous le montrer. La desmopressine est efficace, mais l'utilisation est quand même un petit peu difficile. Et lorsque la prostate est vraiment en cause, la chirurgie améliore mieux que les traitements médicaux la nicturie. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci professeur Delataille pour cet exposé assez complet. J'aimerais bien savoir s'il y a des questions dans la salle. Ça a été très clair ou bien les gens ont envie de dormir un peu? C'est très, très clair. On va rattraper le temps du déjeuner alors. Comment? On va rattraper le temps du déjeuner. Peut-être, oui. Ok, oui, d'accord. Oui, il y a une question. Non, un petit commentaire. Ouais. Excusez-moi, c'est juste pour savoir le lien entre le SAS et la nicturie, c'est-à-dire la physiopathologie. Pourquoi ceux qui ont un SAS se réveillent souvent? C'est souvent associé à un problème de hormonase, un problème d'ADH, c'est un problème... Oui, il y a probablement plusieurs mécanismes hormonaux derrière. Il y a associé souvent une polyurie. Et le fait de traiter ce SAS, en tout cas, réduit la production d'urine la nuit. Donc, ils se lèvent moins parce qu'ils produisent moins d'urine, parce qu'ils sont appareillés. Ouais. Oui. Oui, docteur Bontivo. Encore une question. Quelle est la place des anticholinergiques, justement, dans le traitement de cette nicturie, bien sûr associée au traitement alpha-bloqueur Oui, dans les études, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, les anticholinergiques ont été évalués dans la réduction de la nicturie. Ils font aussi bien ou de façon aussi modeste que les autres traitements médicaux dans la réduction de la nicturie. Ce n'est pas le traitement miracle, la pilule du soir à prendre qui va permettre aux patients de mieux dormir la nuit. Je pense qu'il y a vraiment une question, il y a vraiment l'interrogatoire qui doit être présent parce que beaucoup de patients avec l'âge ont une qualité de sommeil qui n'est pas bonne, qui se réveillent la nuit, qui ne savent pas quoi faire la nuit et qui vont se promener dans l'appartement ou dans la maison et donc passent aux toilettes. Donc il faut toujours bien demander, est-ce que c'est l'envie d'uriner, c'est la vessie pleine qui vous a réveillé, qui vous a tiré du sommeil et vous a emmené aux toilettes, ou est-ce que vous étiez réveillé pour autre chose et vous êtes allé à ce moment-là aux toilettes? Donc dans le traitement de la nicturie, doit aussi être intégré peut-être les somnifères pour que les patients soient plus détendus et dorment mieux, parce que ce n'est pas forcément la vessie et la prostate, cette fameuse prostate, qui est responsable de tout. Oui, madame. Oui, docteur. Une question, docteur Chalbich. Ah, c'est madame. Madame. Non, ladies first. Allez-y, madame. Bon, juste pour le traitement anticholinergique, moi je crois que le comportement mictionnel par le calendrier qui va nous montrer est-ce que c'est des mictions nocturnes à petit volume ou à grand volume. Si c'est des petites mictions à petit volume, donc on peut essayer le traitement anticholinergique puisqu'il s'agirait très probablement d'une hyperactivité détrusorienne qui peut se voir dans les hypertrophies bénignes de la prostate. Absolument, c'est un bon point. Voilà. Ma question, c'était par rapport dans la pratique courante, est-ce que vous avez la main facile pour prescrire de la desmopressine chez des patients âgés? Et si oui, est-ce qu'il y a une précaution par rapport au dosage?
Je l'ai eu et j'ai arrêté le jour où j'ai eu un patient qui est arrivé, pas en réanimation, mais presque, parce qu'il avait un petit peu pas surveillé sa natrémie au début et qu'il était passé du mauvais côté de la pente avec une hyponatrémie sévère. Donc j'avais arrêté. C'est vrai que j'ai plus tendance à rechercher les autres causes, tourner un petit peu autour du pot, mais pas forcément. Chez les patients de plus de 70 ans, en tout cas, j'ai arrêté de prescrire la démoxyproxéphine. Dr Shelby. Dr Shelby. Oui. Oui. Oui, monsieur. Oui. S'il vous plaît, restons sur l'ordre pratique. Parce que, qu'on le veut ou pas, on a affaire en tant qu'urologue à des patients qui sont d'un certain âge, qui sont polymédiqués, qui sont polymédiqués et qui sont, ils revendiquent qu'il y ait une amélioration de leur principale plainte, qui est essentiellement cette pollakiurie nocturne ou nicturie. Je me pose, moi, la question en tant qu'urologue, est-ce que je dois limiter mes indications opératoires pour ces patients-là, tout en sachant qu'il y a pas mal de patients qui sont opérés et qui vont, disons, arriver chez votre consultation 10, 11, 12 fois après la chirurgie en réclamant « Docteur, voilà, la principale plainte que j'ai eue ne s'est pas améliorée ». Absolument. Il faut être très, très prudent chez ces patients-là, surtout les patients qui sont polymédicamentés, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui interagissent à ce moment-là sur leur comportement mictionnel et sur le comportement de la vessie la nuit. Je pense par exemple aux patients diabétiques mal équilibrés, qui ont bien sûr plein de médicaments pour essayer d'équilibrer leur diabète, mais qui ont absolument une neuropathie au niveau du système vésico-sphinctérien et qui ont ces troubles. D'accord. Dr Shelby, oui. Et après, Dr Mekeme. Oui, pour insister sur l'importance de l'interrogatoire. Alors, avec l'âge, la durée du sommeil, elle est réduite. Alors, si on a un papy qui veut faire 12 heures et il ne veut pas se lever, c'est quasi impossible. Mais sur les 5 heures, s'il se lève une fois sur les 5 heures de sommeil, 5-6 heures, c'est physiologique, il va falloir respecter. Oui, absolument. Mais souvent, ils vous le disent. Il faut demander en effet combien d'heures le patient dort. Et s'il ne se lève qu'une fois la nuit, ça ne va pas être son problème majeur. Dr Mekeme Junior. Oui, merci pour ça. Déjà, nous savons que la prostate, l'HBP, entraîne déjà des problèmes au niveau du décrysor et aussi au niveau sphinctérien. Et ça peut être l'une des causes de cette nicturie. Même après, ça va lever l'obstacle. Alors, quelle est la place, selon vous, votre expérience, la kinésithérapie, pour essayer de résoudre ce genre de problème? Est-ce que vous avez utilisé? Oui, la place de la kinésithérapie pour replacer un petit peu, que le patient reprenne le contrôle de sa vessie, c'est quelque chose qui peut être proposé. Mais il faut quand même exclure avant les autres diagnostics et éventuellement lever ce problème d'obstacle sous-vésical lié à l'œdème de prostate. Et puis après, on peut discuter la rééducation si vraiment ça persiste. Mais j'ai peu d'expérience là-dessus. J'ai envoyé quelques patients, mais je n'ai pas suffisamment pour vraiment avoir une forte opinion. Il y a d'autres questions? De toutes les façons, à la séance qui... Oui, oui, il y a une autre. Oui, les conseils hygiéno-diététiques, c'est les règles, je dirais, assez classiques. C'est-à-dire que si le patient il prend le thé à 4 heures, le bouillon à 8 heures et que le soir il se prend une tisane avant d'aller au lit, c'est sûr qu'il va se lever la nuit et ça, on ne peut rien y faire. Donc il faut leur expliquer qu'il faut réduire les apports hydriques à partir de 17 heures, aller uriner avant de se coucher, éviter tous les aliments qui peuvent potentiellement irriter la vessie le soir. Et puis, voilà, avoir une hygiène de vie, activité physique, éviter le surpoids, tous les conseils qu'on donne aux patients tous les jours. Merci, professeur Delataille. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Merci. De toute façon, la séance qui va suivre, c'est sur l'HBP également. On aura d'autres possibilités de questions. Merci.
c'est bon. Alors, mes chers amis, bonjour tout le monde. On va enchaîner donc avec la session suivante qui s'occupe et qui reste un petit peu dans le même domaine. Donc, on va parler de symptômes du bas appareil urinaire relatifs à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et donc, on va inverser un petit peu l'ordre en attendant que Dr Khtari arrive. Et donc, je vais inviter Dr Wassim Chaben, s'il est là. C'est Wassim. D'accord. Bon, peut-être, mais je vais m'inviter moi-même pour vous parler donc de l'impact de l'HBP avant et après traitement sur la fonction sexuelle. Allez. Voici mes D'accord, merci. Bon, mes chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous pour vous parler donc, de l'impact de l'hypertrophie bénigne de la prostate avant et après traitement sur la fonction sexuelle. D'accord. Suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc voici le plan que je vais suivre au cours de ma présentation. Donc, comme vous le savez tous, les symptômes du bas appareil urinaire sont très fréquents chez l'homme adulte et l'homme âgé, et sa prévalence augmente d'autant plus avec l'âge. Le professeur de la taille en a déjà parlé. Donc, pour les symptômes du bas appareil urinaire, il n'y a pas que l'HBP, mais l'HBP représente la cause la primordiale, donc, surtout chez les hommes âgés de plus de 50 ans. Les dysfonctions sexuelles sont également très fréquentes chez l'homme âgé et également, comme les symptômes du bas appareil urinaire, sont âge dépendants. Il y a beaucoup d'études donc, qui ont été publiées et qui ont montré une association très forte entre les symptômes du bas appareil urinaire et les symptômes et les dysfonctions sexuelles, et ceci indépendamment de l'âge et des autres comorbidités. Et spécifiquement, donc, ce qui a été étudié et présenté dans les études, ce sont surtout les problèmes de l'érection et les problèmes d'éjaculation plus que les autres donc, domaines de la sexualité, et ceci donc, chez les hommes présentant des troubles mictionnels modérés à sévères. Il a été également démontré que la sévérité de la dysfonction sexuelle va de soi avec la sévérité des symptômes du bas appareil urinaire et que tous les traitements proposés, qu'ils soient chirurgicaux ou non, donc, ont un impact le plus souvent négatif sur les symptômes, donc sur la fonction sexuelle. Donc, je vais vous présenter un petit peu quelques études qui ont été publiées, que j'ai trouvées les plus intéressantes. Donc, tout d'abord, il y a cette étude qui a été publiée en 2005 et donc qui a démontré que les symptômes du bas appareil urinaire et les dysfonctions sexuelles sont donc très fréquentes chez l'homme présentant un HBP, et que les symptômes du bas appareil urinaire et l'âge sont les facteurs prédictifs les plus importants donc, relatifs à la dysfonction érectile et aux dysfonctions éjaculatoires, et que les symptômes du bas appareil urinaire représentent le facteur de risque le plus important pour la dysfonction érectile, avec un risque relatif qui va de 3 à 11. Et donc, la conclusion, c'est que l'association entre symptômes du bas appareil urinaire et dysfonctions sexuelles sont très fréquentes et sont indépendantes de l'âge et des comorbidités comme les pathologies cardiovasculaires, les diabètes ou autres. Donc, une autre étude publiée donc, par Frankel, donc, là une étude plus large qui a étudié l'association entre symptômes du bas appareil urinaire, dysfonction sexuelle en fonction des paramètres urodynamiques et la qualité de vie chez plus de 1200 hommes. Et donc, les conclusions de cette étude également, donc, ils ont trouvé une forte association entre ces troubles et surtout que surtout les symptômes de la phase de remplissage, c'est particulièrement l'incontinence qui avait donc un impact négatif sur la dysfonction sexuelle plus que les symptômes de la phase mictionnelle.
Donc la plus large étude qui a été publiée, c'est la SAM 7, donc, qui a étudié cette relation chez plus de 12 000 hommes âgés entre 50 et 80 ans dans les États-Unis et 6 pays de l'Europe. Et donc également, ils ont trouvé que les symptômes du bas appareil urinaire modérés à sévères sont très associés avec les dysfonctions sexuelles et que cette association se voit d'autant plus avec la sévérité donc des troubles mictionnels. Et ceci, c'est-à-dire qu'indépendamment de l'âge, donc dans les différentes tranches d'âge, comme vous le voyez donc, dans la figure en haut à droite, donc quelle que soit la tranche d'âge, on voit cette corrélation entre sévérité des troubles mictionnels et symptômes et dysfonctions sexuelles. Également, les problèmes d'éjaculation, donc c'est pareil, donc on trouve aussi cette association entre la sévérité des symptômes et la sévérité des troubles qu'on va voir. J'ai trouvé également cette analyse, cette revue systématique et méta-analyse de la littérature, donc elle est assez récente, publiée en 2001, qui est très intéressante et qui a donc étudié, qui a retenu 24 études avec près de 24 000 hommes qui ont été étudiés. Et donc, les conclusions de cette étude, c'est que les patients qui ont des symptômes du bas appareil urinaire les plus sévères ont une prévalence la plus élevée de dysfonction sexuelle. Et donc, il conclut que le risque de dysfonction sexuelle augmente de façon significative avec la sévérité des symptômes urinaires. Et ceci spécialement avec, donc, que ce soit avec les différents domaines de la sexualité, que ce soit la fonction érectile, le désir sexuel, la satisfaction donc, sexuelle et la satisfaction globale. Donc, on va s'arrêter un petit peu sur les mécanismes physiopathologiques. Donc, comment on explique cette association en fait entre les troubles du bas appareil urinaire et la dysfonction sexuelle. Et donc là, les études ont conclu que ces deux troubles partagent forcément donc, des mécanismes physiopathologiques communs, et donc que cette causalité elle est bidirectionnelle. Et donc les principales hypothèses qui ont été retenues, donc la plus plausible, c'est la diminution du taux d'oxyde nitrique, qui est la voie prépondérante, comme on le sait tous, de relaxation des cellules musculaires lisses. Donc au début, on a cru que c'était uniquement dans les corps caverneux, mais ces cellules musculaires lisses existent bien également dans le col vésical et dans l'urètre. Et donc la diminution de cette voie va forcément impacter négativement la relaxation des cellules musculaires lisses, qui est aussi bien importante pour l'érection que pour l'ouverture donc, du col vésical et de l'urètre pour permettre une bonne miction. Le deuxième mécanisme, c'est l'exacerbation du signal ROA-rokinase qui affecte également les deux. Il y a également l'hyperactivité autonome sympathique et enfin l'athérosclérose pelvienne qui joue un rôle négatif donc, dans la contraction des cellules musculaires lisses et qui peut impacter ces deux. Donc, plus récemment, on a également incriminé d'autres facteurs comme l'inflammation chronique et donc des facteurs hormonaux qui ont également un effet négatif sur les deux pathologies. Ça ne marche pas, ça, voilà. Donc maintenant, on va passer pour voir un petit peu l'impact des différentes thérapies également qui ont un effet négatif. Et donc, la plupart des options thérapeutiques qui sont utilisées impactent négativement la fonction sexuelle. Et donc, si on commence par les traitements médicaux, diapo suivante, s'il vous plaît, ça ne marche pas là. Suivante. Donc, concernant le traitement conservateur, on a vu que si on utilise le watchful waiting, donc pour les patients qui sont très peu symptomatiques, donc l'effet sur la fonction sexuelle est très variable. Donc, on peut voir soit une amélioration, soit une détérioration chez ces patients-là. Donc, dans la même étude, on a vu les deux. Par contre, voilà. C'est surtout que ces effets ont été étudiés avec les alpha-bloquants qui constituent actuellement le traitement de première ligne pour l'HBP.
Et donc, on a remarqué qu'il y a un impact négatif pour certains médicaments et surtout pour les médicaments donc les plus sélectifs comme la silodosine et, suivante s'il vous plaît, et la tamsulosine, donc cette affinité pour les récepteurs alpha-adrénergiques qui va augmenter donc cet impact négatif, surtout sur le domaine de l'éjaculation. Par contre, les autres produits qui sont moins sélectifs, à savoir la fusosine, la doxazosine, la térasosine, on n'a pas remarqué d'effets secondaires sur la sexualité, que ce soit sur l'érection ou sur l'éjaculation. Concernant les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, c'est la classe médicamenteuse la plus pourvoyeuse de dysfonction sexuelle et ça se voit sur tous les domaines de la sexualité, que ce soit une dysfonction érectile ou bien des troubles éjaculatoires. Donc, bien sûr, le traitement combiné qui associe alpha-bloquant plus 5-alpha-réductase donc va associer cette détérioration combinée donc, des deux médicaments et elle va avoir un impact négatif beaucoup plus important concernant la sexualité. Donc, la phosphodiesterase de type 5, le précédent s'il vous plaît, est un traitement qui a eu l'aval pour l'utilisation pour cette indication, même en l'absence de dysfonction érectile. Et bien évidemment, cette classe médicamenteuse a prouvé qu'elle est efficace et qu'elle n'est pas pourvoyeuse de troubles sexuels. C'est au contraire, elle améliore les troubles sexuels. Et c'est pour ça que ce traitement est intéressant pour le combiner à d'autres médicaments, que ce soit un alpha-bloquant ou un inhibiteur de la 5-alpha-réductase, surtout pour les patients jeunes qui ont une activité sexuelle, et ceci pour contrecarrer l'effet négatif des autres classes médicamenteuses. Donc, c'est une association qui est intéressante pour les malades qui sont très symptomatiques et chez qui donc, une association médicamenteuse est obligatoire. Donc, dans ces tableaux, il y a le résumé de l'ensemble des études. Et donc, en bleu, on voit les médicaments qui n'ont pas d'impact sur la fonction sexuelle, surtout éjaculatoire. Donc, les rouges, c'est les traitements qui ont un impact négatif, et en vert, les IPDE5 qui ont un effet positif sur la sexualité. À côté des traitements médicamenteux, donc, on va finir avec le dernier chapitre. Donc, c'est le traitement chirurgical et son impact sur la fonction sexuelle. Et donc, on va donc tout d'abord voir un petit peu les résultats de la résection transurétrale de la prostate, qui est la technique, qui reste la technique de référence et avec laquelle on a comparé les autres résultats. Donc, pour voir un petit peu les résultats, donc c'est un dernier article qui actuellement il n'a pas encore publié, donc il est en presse donc actuellement. Et donc c'est une étude qui est très intéressante, qui a colligé beaucoup d'études sérieuses. Et donc dans la plupart de ces études, donc malheureusement on n'a pas étudié tous les domaines de la sexualité. Par contre, on s'est plus intéressé aux problèmes érectiles et éjaculatoires. Et donc, la conclusion de cette étude, ils disent que la fonction érectile peut être affectée par tous les moyens chirurgicaux et surtout donc, par la résection. Donc, tout d'abord, pour la résection, donc, il y a donc un taux élevé d'éjaculation rétrograde après résection, et ceci de façon très significative, donc avec un risque relatif aux alentours de 13, et ceci que ce soit donc pour la mono ou la bipolaire. Concernant les procédures laser, donc, ça affecte moins la fonction sexuelle. Donc, on n'a pas relevé donc, de différences significatives avec l'état préopératoire. Et ceci se voit concernant les deux domaines, que ce soit la fonction érectile ou la fonction éjaculatoire. Donc, comme on le sait tous actuellement, il y a donc, beaucoup de techniques mini-invasives donc, qui sont de plus en plus utilisées.
Et donc, ce qui en sort de cette étude, c'est qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative concernant la fonction érectile en utilisant donc l'IUF5. Par contre, donc, ces techniques sont associées avec un faible risque comparativement à la résection concernant le domaine donc, de l'éjaculation rétrograde et surtout donc, avec les techniques d'urolift ou bien les techniques d'embolisation des artères prostatiques. Donc, en conclusion, on va dire que la sexualité donc, est un domaine très important pour les hommes. Donc, il doit être obligatoirement donc, entrer dans la discussion et dans l'évaluation des patients qui souffrent de symptômes du bas appareil urinaire. La dysfonction sexuelle et les troubles mictionnels donc, sont très associés l'un à l'autre. Et la sévérité des dysfonctions sexuelles est en relation très forte également avec, c'est-à-dire avec la sévérité croissante des troubles mictionnels. Et donc, actuellement, ce qui est recommandé, c'est qu'il faut toujours évoquer donc, ce versant. Donc, il ne faut pas se focaliser uniquement sur les troubles mictionnels pour les patients qui consultent pour HBP, mais il faut toujours et systématiquement aborder ce sujet, donc c'est-à-dire évaluer un petit peu l'état sexuel et la vie sexuelle pour le patient, et donc pour essayer de choisir le moyen thérapeutique le plus adapté pour ces patients. Et je vous remercie pour votre attention. Donc, j'ai mis pour nos collègues africains, un petit peu quelques images. Voilà, la dernière diapo. Voilà, voilà donc quelques images pour voir un petit peu les sites à visiter en Tunisie, si vous avez le temps. Donc, je vous invite à les voir. Et merci encore une fois. Merci, Dr Haslimen, pour cette belle présentation. Donc, avant de passer, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des remarques à faire? Merci pour ça, pour cette brillante présentation. Alors, la remarque que je me fais, c'est que les malades viennent avec des troubles urinaires qui les impactent tellement qu'ils oublient même souvent de nous parler parfois de leurs troubles érectiles. Et c'est maintenant que je me rends compte qu'il faut à tout prix insister dessus et voir. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir, ce n'est pas nous tous qui avons la possibilité d'avoir le laser, qui a moins d'impact sur, si on va dire, l'érection résiduelle. Alors, il faut arrêter de faire les résections endoscopiques et les adénomectomies. Alors, dans ce cas, si il faut faire un choix, après avoir résolu le problème des troubles mictionnels, et il y a l'érection qui devient un deuxième problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous n'avons pas toute la possibilité d'avoir accès au laser, qui est moins néfaste. Merci. Ce que j'ai présenté, ce sont donc les résultats des études qui ont été réalisées, mais ça ne va pas nous empêcher de réaliser donc, des interventions chirurgicales qui sont indiquées, donc, si on ne dispose pas de ces moyens thérapeutiques innovants. Donc, pour votre première remarque, je pense que même si le patient ne déclare pas par lui-même ces troubles érectiles, donc ça doit rentrer systématiquement dans l'évaluation. Actuellement, c'est presque obligatoire au médecin, à l'urologue, d'aborder ce sujet et de poser la question, comme les autres questions. Donc, comme l'évaluation, si on fait un catalogue mictionnaire, on va évaluer également le côté sexuel des choses. Par contre, donc, on va continuer à utiliser les moyens du bord. Donc, on ne va pas s'arrêter parce qu'il y aurait un effet secondaire sexuel éventuel qu'on ne va pas faire une chirurgie qui est indiquée parce que parfois, donc, c'est le seul issue pour le patient, le traitement chirurgical, que ce soit pour régler un petit peu les symptômes ou bien pour traiter une complication associée à ce geste-là. Donc, on ne va pas discuter de l'utilité ou pas de l'intervention chirurgicale parce qu'on veut éviter un effet sexuel autre. Par contre,
ça va être un sujet de discussion et avec un commun accord avec le patient qu'on va aboutir donc au choix thérapeutique et un petit peu discuter des résultats ultérieurs. D'autres questions dans la salle? Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à la prochaine communication qui va être faite par Dr Wassim Charben, qui porte sur la gestion des symptômes du bas para-urinaire de la phase de remplissage après chirurgie de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Thank you, Chairman. So I have the chance that the topic was introduced and well introduced by Dr. De La Taille. Thank you. So I will try to talk today about the management of storage lots after BPH surgery. And let's go to the first case. So I have no conflict of interest. It's a 68 years old. He have comorbidities like overweight, hypertension. He suffered from mixed lots since 3 or 4 years. He suffered from hesitancy, frequency, nocturia 3 or 4 times a night. And he have an IPSS of 24. So he take medications, alpha blockers, and amlodipine. He have a normal exam of the prostate and have a PSA normal of 3.2, and have a Qmax of 9.2, and a PVR of 50 ml. So the prostate was quite big, 83 ml. And he came to my office, and I tell him I have amazing technique, so I will do bipolar enucleation, and that we have. And 3 months later, he was satisfied about his urine flow, but he still wake up 2 or 3 times a night. And he's bothered with that. So how do you manage? Do you ask for urine analysis? Yeah, of course. IPSS, urodynamics, frequency volume chart. Do you prescribe directly antimuscarinic or desmopressin? So is it really IPSS relevant here? I didn't think so, because the global score is not very informative, but maybe the 2, 4, 7 questions are informative, and they talk about the storage symptoms, what we call the storage IPSS. Do you have to do aerodynamics? We can do it, but it's not a real recommendation. It's a weak recommendation like we see at the ATU guidelines, and it's not systematic. On the other hand, we can and we have to do FVC, and you can see here in this patient that he have something like 500 ml per night in the day 1, and 700 ml in the day 2, and 500 ml in the day 3. So it's a real recommendation in this trunk. And in this patient, you have a sort of nocturia and the polyurinocturia. So what is nocturia? Is defined by the ICS, either complaint that an individual has to wake up at night 1 or more times to void. It affects young people, but also it affects mostly aged men, 28 to 58% of men of 70 or 80 years old. So nocturia is have an insignificant negative impact on quality of life. You already see that with Dr. De La Taille earlier. He have a negative effect on the sleep, and the outcome appears to be stronger in patients over 65 years. He has an important cause of falls and falls-related fracture in the elderly population, and unfortunately, doctors, we, urologists, don't and rarely inquire about patients' ability to get back to sleep, because it's an important point. So TERP is sure superior to the tamsulosin for the management of bothersome of nocturia, but after 1 year, they still wake up. And here
we can see in this paper that they still wake up in mid of 1.4. So the nocturia is the less improved symptom after TURP. Does the enucleation do better on storage symptoms? Maybe. It seems to be in this systematic review. It's not very clear, but it seems to be a slight amelioration about nocturia. So what is the physiopathology of the nocturia? It can be a bladder storage problem with the capacity of the bladder, but also 24 hours polyuria, nocturnal polyuria like our patient, sleep disorders, or mixed etiology. What is important is that there is a potentially treatable non-neurological causes of nocturia like obstructive sleep apnea, like congestive cardiac failure, poorly controlled diabetes, and medication like diuretics. This is the diagram or algorithm of management proposed by the ATU guidelines. And we see clearly here in the left side of the slide that the FVC is mandatory and very important. So there is also a specific questionnaire for the nocturia, what we call Tango, like the dance. And here the short form one, and he asked for the well-being of the patient, the urinary tract, the sleep, and the cardio and metabolic conditions of the patient. So the treatment of nocturia should be tailored to the cause. And usually we have to ask for a modification of lifestyle, behavior modification. If the patient takes diuretics, maybe you have to take them in the mid-late afternoon, not in the night. And desmopressin is the treatment. It's a pharmacological treatment for the nocturnal polyuria. So this paper shows that there is a reduction with desmopressin of 38%, and they prolonged the first sleep period by 108 minutes, and it's important for the elderly patients. In this paper, we can see that if you add furosemide, maybe you have a better improvement, and we can have to do natremia at day 1, day 3, and day 7 to avoid the risk of hyponatremia. So in conclusion, it's like an iceberg, and we have to look for this etiology, and have to treatment should be tailored to the cause of the nocturia of each individual patient. Let's move to the second clinical scenario. It's a 74-year-old. He is overweight, obese, and he suffers from mixed LUTs since 8 years with hesitancy, but also frequency and urge and incontinence, and nocturia, and the IPSS with 28. He takes just alpha blockers, normal digital rectal examination, and the PSA normal, Qmax at 10, and the PVR of 30, and they have the mid-sized prostate on US of 55 ml. So I also propose bipolar enucleation, and the patient come back in the after 1 month. He's have frequency. I said it's irritability. It's the irritation of the intervention back in 3 months, and he back in the same symptoms. I add some antimuscarinic, but even at 6 months he's better, but he suffers from urgency and the frequency. How do you manage? So the main exam, and he costs nothing, it's FVC. And you can see clearly here the patient have an overactive bladder. He goes to void more than 10 times a day and 2 times a night. So that's why it's strongly recommended to do it. So overactive bladder is defined by ICSS like urgency with or without urinary incontinence, usually with increased daytime frequency and nocturia. The prevalence of UAB in men is 13%, but in men with LUTs, with benign prostate obstruction, it can be 50%. So the impact of BPO surgery on UAB, what is the impact? It can improve the frequency and the urgency, but there is always a residual frequency. Here in this paper, it's about 40% of residual frequency. And in this paper,
46 patients who have urodynamics before and after 1 year of TURP, and we can see clearly there is the persistence of overactivity, detrusor overactivity in 83%, but maybe without clinical symptoms. Urodynamic is not really recommended. It's a weak recommendation, but in our patient here, we can find that there is a detrusor overactivity, but it seems indicated in the case of urgency with incontinence and with extreme age over 8 or under 6 years, and when you suspect a potential underlying neurological disease. So here in this paper, HOLEP we can see that the symptoms and the questionnaire symptoms of OAB dropped by 50% after HOLEP. It's similar to the open prostatectomy. And the detrusor contraction can be dropped from 65 to 36. It might be explained by the irreversible damage of the bladder. So physiopathology, there is animal and human models, and it can be potassium channels, ischemic-induced variation, NO pathways. But what is interesting is the switch from the idea that is idiopathic OAB to the multifactorial OAB, and like in metabolic syndrome, affective disorders, sex hormone deficiency, urinary microbiota, gastrointestinal functional disorders, or subclinical autonomic nervous system dysfunction. It's like a prism, and you have to search all these conditions. So the therapeutic approach is usually behavioral, can be bladder training or lifestyle modification, but also with antimuscarinic beta-3 agonists. Maybe it's more suitable for the obese patients, like our patient, Botox or nerve tibial stimulation or neuromodulation. So we have to phenotype this OAB, personalize the treatment. In conclusion, even EIU, there is an evolution, we can see it, that we move from the management of BPH to the management of LATS, including BPH. So with LATS surgery, we aim to reduce bother and improve quality of life. Therefore, only patient decides if surgery was successful. It's usually multifactorial. Preoperative evaluation is very important, and I put a stress on the FVC, and the treatment approach have to switch from one-size-fits-all to tailored treatment. Thank you. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je crois que toutes les questions ont été posées à Dr. de la Taille tout à l'heure. Bien. S'il n'y a pas de questions, on enchaîne. Très bien. Donc on passe à la présentation suivante, qui sera présentée par Dr. Naufar. Donc, we invite you for presenting this lecture. Okay, merci. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. My topic is indicators of bladder dysfunction in BPH. I have no disclosures, and I'm going to use this outline. Okay. While normal bladder function is disrupted following aging and bladder outlet obstruction,
BPO, that's benign prostate obstruction, has two components, like we all know, the static and dynamic. Invariably, the overall effect is failure of storage of adequate volume of urine in the bladder and difficulty in voiding of urine. These changes are very important to urologists since patients' perception of outcome of treatment, especially surgery, depends solely on regaining normal urine control. This control depends again on the preservation of the bladder function or its recovery after surgery. So there's need to recognize its importance in the evaluation of a BPH patient, since bladder dysfunction is the most important responsible factor for poor outcome following prostatectomy. Now we look at the normal bladder function. Urine flows forms in the kidney and is transported via the ureters to the bladder for storage and discharged to the exterior via the urethra. Now, storage and voiding of urine are coordinated and controlled via an intricate neuronal and muscular activity. Bladder wall muscle, the detrusor, has special qualities of compliance and accommodation. So activity here is further modulated by neuronal influence from the autonomic plexuses and the cerebral cortex. Now the parasympathetic, the S2 to 4, is motor and modulates bladder filling and emptying, while the sympathetic hypogastric plexus, T11 and 12, is vasomotor, and is also inhibitory to the bladder contraction and maintains the urethral sphincter tone during the filling phase. These reflexes are further modulated by the influence of the cortical inhibitory centers. This is why you can postpone voiding of urine, or you can generate adequate pressure for full evacuation. Now, the bladder dysfunction is divided broadly into two types, the neurogenic and non-neurogenic. The neurogenic bladder dysfunction is lack of bladder control arising from lesions of the brain, spinal cord, nerves, leading to disruption of the neuromuscular junction activity. And this includes things we see in spina bifida, spinal cord injuries, DM, Parkinsonism, and so on. Now, for the non-neurogenic bladder dysfunction, which we are more concerned with today, usually associated with infravesical obstruction, that's the BPH. And it involves both storage and the voiding functions. Well, that's in the failure of urine storage of adequate volume and difficulty in voiding of urine without effort. This is just like the summary of the definition. And it depends on the compliance of the detrusor muscle, which makes it to hold reasonable volume of urine before the urge to void. Aging and BPH affect compliance of the detrusor. So the decline in autonomic nerve function comes with age, while BPH affects the detrusor function directly. Now, for the pathophysiology of this bladder dysfunction in BPO, you see that the outflow obstruction has the two components I already mentioned, the static and dynamic, and both of them contribute. And then there is initial increase in the detrusor contraction pressure to overcome the urethral pressure. So initially, one is able to void. Gradually, the detrusor hypertrophies, improves contractility. And then, but as it does that, there's a hypoperfusion due to the bulk, causing ischemia, followed by inflammation and fibrosis. And all this reduces the compliance of the detrusor. There are several cycles of it as it recovers and is insulted again. Now, the initial bulk increase improves voiding, but it becomes weak over time, leading to a functional failure of the detrusor. Then this is followed by formation of residual urine, urinary infection, and other complications that we said in. Now, the types of dysfunction that we have, we can divide them broadly into two. The first is the detrusor instability, or what we call overactive bladder.
or the detrusor underactivity, the underactive bladder. There is an initial instability due to the loss of coordinated detrusor action, the autonomic system, with the loss of the usual pacemaker kind of thing we have in the detrusor. And this effect results in uncoordinated contractions. So as it goes on, there's low detrusor compliance, which sets in, and later improved contractility following the hypertrophy, which becomes ineffective after a while, and it finally fails, and we now have underactivity. Now for the overactive bladder, which has been called, described in so many other terms, but the main issue is that there's an involuntary detrusor contraction during the filling phase of the bladder. This may be spontaneous or provoked, and is associated with early response to bladder outlet obstruction. It's usually characterized by frequency, urgency, and urge incontinence. Now, the detrusor underactivity, or underactive bladder. The detrusor underactivity is defined as detrusor contraction of reduced strength and or duration, resulting in prolonged bladder emptying and or failure to achieve complete bladder emptying within a normal time span. It can also be described as a cure max of equal to or less than 15 mL per second, or the detrusor pressure of cure max, which is less than 20 cm of water. So low bladder compliance results from fibrosis of the detrusor muscle due to the prolonged BOO that I described before. And this is also responsible for the upper tract obstruction when it stretches, when the compliance reduces. And it's also associated often with urinary retention episodes. Now, for the assessment for bladder dysfunction in BPO, it's very, very essential to take the detailed history, which may even include the bladder diary. The IPSS is usually very handy. Detailed examination, including the neurological exams, DRE, and then these other investigations like urinalysis with culture, ultrasonography, looking specifically for things like post-void residual, bladder wall thickness, prostate volume, intra-bladder projection of the prostate, and then the nature of the upper tract. The uroflowmeter for cure marks and voiding time, and then the urodynamic studies for the pressures, and then the filling cystometry. Now, for the indicators, how to identify them in the history, very high IPSS, especially the sorry symptoms, particularly the incontinence, nocturia, and if there's AUR or CUR. Now, for physical exam, urinary retention, especially the chronic type, could be identified. And with the ultrasound, you can identify the post-void residual of urine of greater than 50 mL, then bladder weight, bladder wall thickness of greater than 5 millimeters, and the intra-bladder prostate projection. Now, uroflowmetry, like I said before, the cure max of 15 or less per second, and then prolonged voiding time are characteristics of the detrusor underactivity. Then in the urodynamics, the maximum isometric contraction pressure of greater than 40 cm of water is characteristics of OAB, while the detrusor pressure at cure max of less than 40 cm of water is characteristics of detrusor underactivity. Now, for the management, it could be conservative, where you have to change habits and so on and so forth.
There's pharmacotherapy. There's also intravesical therapy, the neuromodulation and surgical therapy, which had already been described. Now, to conclude, the diagnosis of bladder dysfunction, especially the Drusa underactivity, is a nightmare for the urologists and the patients alike. And there's no simple or effective treatment. It's important to recognize its presence and the role in the causation of poor treatment outcome, especially after surgery, when planning treatment for the BPH patient. Thank you for listening. Hi there, Doctor. Thank you so much for a wonderful presentation. Just wondering, in your institution, what is the role of clean intermittent self-catheterization in these patients who then possibly will fail the conservative managements? Yes, I forgot to mention that, but I put it up there, the urinalysis on culture and sensitivity is very, very important because you may be dealing with UTI. And these are all the things you rule out before you can now incriminate the DU. Thank you very much. Nous allons passer au prochain présentateur, Dr Wadim Amdouhia, je m'excuse si je déforme, qui va nous faire une revue du guideline sur l'hypertrophie bénigne de la prostate. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Oui, merci. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir associé à cette session concernant le traitement chirurgical de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Code 9, les guidelines. Alors que les traitements chirurgicaux sont restés longtemps limités à la dénomectomie transvésicale ou la voie haute et la résection transurétrale, plusieurs techniques ont émergé au cours des 15 dernières années. Le traitement endoscopique des prostates, même de gros volume, tend à prendre la place aux dépens de la dénomectomie par voie haute. En fait, on tend à rechercher d'autres approches, la résection ou la vaporisation ou l'énucléation par exemple. Également, on tend à changer de source d'énergie utilisée comme le courant bipolaire, le laser green light, l'holmium, le thallium et les diodes. Donc, encore plus des nouveautés concernant les traitements non ablatifs, par exemple les implants intraprostatiques. Donc, on ouvre la prostate sans qu'on en enlève du tissu prostatique. Également, l'utilisation de vapeur d'eau, l'embolisation également des artères prostatiques. Ceci a permis en fait de diminuer la morbidité, les durées d'hospitalisation, ainsi que de permettre des prises en charge ambulatoires. Même sous anesthésie locale, on propose quelques traitements. La littérature elle est assez riche. Il y a les recommandations françaises 2021, également l'European Association of Urology 2021 et également les recommandations de l'AUA. Ici, un tableau qui montre d'une part la richesse de la littérature, également le fait que toutes les fois on compare ces nouvelles techniques au gold standard qui reste la résection transurétrale ou la dénomectomie par voie haute, qui gardent toute leur place
en dépit de l'avènement de toutes ces technologies. Première technique non ablative, l'incision cervico-prostatique. Selon les recommandations de l'AFU ou de l'EAU, elle est réservée aux symptômes modérés à sévères avec un volume prostatique qui est inférieur à 30 cm3 sans lobe médian. Ceci permet en fait d'augmenter les chances de conserver une éjaculation antérograde, mais il faut se rappeler du risque important de réintervention. C'est une recommandation de grade A, donc c'est une recommandation forte. Par la suite, le gold standard, la résection transurétrale qui peut être faite soit par un courant monopolaire ou bipolaire. En fait, celle bipolaire permet d'obtenir des résultats fonctionnels équivalents à ceux monopolaires. Et ceci bien à court terme ou à moyen et long terme. Le profil de tolérance est également excellent. Concernant les recommandations, on propose une résection transurétrale mono ou bipolaire pour traiter chirurgicalement les patients ayant des symptômes modérés à sévères avec un volume prostatique qui varie entre 30 et 80 cm3, une recommandation grade A. Autre méthode ablative, c'est la vaporisation bipolaire. En fait, on peut vaporiser du tissu prostatique jusqu'à 100 à 130 grammes, comme c'est rapporté dans la littérature, à l'aide du courant bipolaire, sauf que les séries sont encore monocentriques avec des durées de suivi insuffisantes. Donc, elle est pour autant non recommandée comme alternative à la résection transurétrale dans la pratique quotidienne. La plupart des études randomisées ont suggéré une meilleure efficacité hémostatique pour cette technique, sauf qu'on a mis en évidence une augmentation significative de risque de sténose de l'urètre en comparaison avec la méthode référence liée à la résection transurétrale bipolaire. Enfin, il ne semble pas exister de différence significative entre la vaporisation et la résection transurétrale concernant les complications à moyen terme. Cependant, les données sont insuffisantes pour consolider, conclure clairement. Par la suite, nouvelle technologie également, la Green Light. Elle a une qualité hémostatique et sécurité périopératoire qui sont ses atouts majeurs, proposés à des patients ayant des comorbidités significatives ou traités par anticoagulants et antiagrégants plaquettaires. Les résultats fonctionnels ont été, par exemple, rapportés par une étude assez forte, celle de Goliath, qui, durant 2 ans, a suivi les résultats et a trouvé que ce sont des résultats équivalents. Laser Green Light versus résection transurétrale de prostate, et ceci concernant aussi bien le score IPSS, le Qmax, le résidu, ainsi que la réduction du volume prostatique et la décroissance du PSA du score Quality of Life. Recommandation, cette vaporisation par laser Green Light ou bipolaire peuvent être proposées en alternative à la résection transurétrale pour traiter chirurgicalement les patients ayant des symptômes modérés à sévères avec un volume prostatique entre 30 et 80 cm3, recommandation grade A. Dans une recommandation, mais un grade B, c'est le fait de la proposer, la vaporisation laser Green Light, pour les patients à risque hémorragique, vu l'atout hémostatique qu'elle possède. Par la suite, l'énucléation endoscopique via laser holmium ou LOLEP. Les principes, c'est elle utilise l'hémostase et la section, la dénomme ensuite poussée dans la vessie où il est morcelé. Par la suite, il est extrait. La courbe d'apprentissage, elle est néanmoins jugée difficile. Elle est la mieux évaluée après les techniques conventionnelles. Les résultats fonctionnels, nombreuses études et méta-analyses ont comparé l'OLEP et la résection transurétrale. Les symptômes avaient une évolution comparable entre les deux. À 12 mois, néanmoins, l'OLEP a aussi été comparé à la dynomectomie voie haute,
sans qu'il y ait de différences significatives mises en évidence en termes d'amélioration de l'EPSS, du RPM et du Qmax. Pour la tolérance et les complications, il y a une diminution significative du saignement, du taux de transfusion. Les durées de sondage et d'hospitalisation sont écourtées. Le taux de réintervention pour incontinence urinaire persistante était inférieur à 1%. Concernant la fonction érectile et les éjaculations rétrogrades, il n'y avait pas de différence significative entre l'OLEP, l'adénomectomie voie haute et la résection transurétrale. Pour le laser Green Light, les principes et indications sont similaires à l'OLEP. À la différence, le laser utilise, à la différence que le laser utilisé et c'est le type de laser qui fait la différence. En fait, très peu de publications ont évalué et comparé le Green Light aux techniques références. La courbe d'apprentissage, elle est également aussi difficile. Les résultats fonctionnels de tolérance sont similaires à ceux de l'OLEP, avec un taux de complications plus faible, un temps de sondage plus court, une hospitalisation plus courte et un taux de transfusion inférieur pour le Green Light. Par la suite, il y a l'énucléation bipolaire. Les principes, elle utilise un courant bipolaire. L'énucléation se fait de façon similaire à l'OLEP et au Green Light, à la différence qu'une attache à la capsule prostatique est conservée, permettant de réséquer l'adénome directement dans la loge sans le libérer entièrement dans la vessie. Pour les résultats fonctionnels de tolérance, les études montrent, comparant le bipolaire en énucléation à la résection, il n'y a pas de différence Donc, il n'y a pas de différence significative concernant les PSS, le temps opératoire et la durée de sondage. 4 études, par la suite, ont comparé l'énucléation bipolaire à l'adénomectomie voie haute, n'ont trouvé aucune différence significative concernant les PSS, le score Quality of Life, le résidu et le Qmax. Pour les recommandations, il faut proposer en fait pour traiter chirurgicalement les patients par énucléation endoscopique, si les symptômes sont modérés et sévères, en alternative à la résection transurétrale et à l'adénomectomie par voie haute. C'est une recommandation grade A. L'OLEP en matière de laser reste la technique de référence pour l'énucléation endoscopique compte tenu des résultats comparatifs publiés à court, moyen et long terme. C'est une recommandation également de grade A. Pour l'adénomectomie par voie haute, la plus ancienne des techniques, elle est réservée si le volume dépasse 80 à 100, par exemple, millilitres. Elle permet en outre de réaliser dans le même temps opératoire la résection d'un diverticule ou l'extraction d'un calcul vésical. Les résultats fonctionnels, si on les compare au traitement endoscopique, à la nucléation endoscopique, pas de différence significative en termes de Qmax, TPSS, de résidus, à 12 et 24 mois. Le risque de réintervention pour récidive de l'obstruction sous-vésicale liée à l'HBP à 5 ans est quasi nul avec l'adénomectomie voie haute. Comparé à l'OLEP, maintenant, l'adénomectomie voie haute présente une morbidité périopératoire supérieure, les durées de sondage et d'hospitalisation plus longues et un taux de transfusion plus important. Les recommandations préconisent qu'une adénomectomie voie haute doit être proposée si les symptômes sont modérés à sévères avec un volume prostatique supérieur à 80 cm3 en cas d'indisponibilité d'une technique de nucléation endoscopique, recommandation grade A. Il y a par la suite l'adénomectomie mini-invasive, célioscopique ou robotique. 2 méta-analyses avaient comparé les AMI au AVH. Ils n'ont mis en évidence aucune différence significative quant à l'amélioration de l'EPSS ou du score Quality of Life, du Qmax ou du résidu. Il existait cependant un avantage significatif des AMI concernant le saignement, il est moindre, le temps de sondage, il est écourté, la durée d'hospitalisation également et le taux de transfusion qui était moindre.
Néanmoins, le temps opératoire des AMI était rallongé de 43 minutes. Recommandation donc, la dynamectomie mini-invasive est une alternative à la dynamectomie voie haute pouvant être proposée dans des centres ne disposant pas de technique de nucléation endoscopique. Recommandation faible de grade C. Autre moyen, l'embolisation des artères prostatiques qui peut être proposée en cas de contre-indication ou de refus d'intervention chirurgicale. Recommandation grade B. L'indication d'une telle technique exige la présence d'un urologue, d'un radiologue interventionnel formé à la technique. Recommandation grade B. L'efficacité est meilleure pour les prostates de gros volume. Selon l'AFU, les patients qui souhaitent une embolisation des artères prostatiques doivent être informés du taux de réintervention supérieur et de résultats fonctionnels inférieurs à ceux des techniques chirurgicales endoscopiques ainsi que du faible recul clinique actuellement disponible. Recommandation grade C. Autre technique non ablative, c'est le fait de mettre en place un implant intraprostatique. C'est une technique qui écarte les lobes prostatiques, donc à l'aide de 2 à 6 implants ancrés sur la capsule et dans la lumière urétrale, créant ainsi un chenal. L'intervention dure une dizaine de minutes et peut être réalisée sous anesthésie locale. La présence d'un lobe médian, tout comme un volume supérieur à 80 cm3, sont des facteurs limitants. Autre technique, également, suite à l'urolift dont on parlait, c'est l'implant intraprostatique. En fait, il y a une étude LIFT, étude randomisée contre placebo, publiée avec un recul de 5 ans, qui a montré une diminution de 36% de l'EPSS, aucun effet secondaire sexuel, c'est l'une des vertus de cette technique, aucun sondage urinaire n'est indispensable. Autre technique émergente, c'est la vaporisation par haute pression d'eau. Le résumé, c'est une technique endoscopique ayant pour principe de détruire les tissus adénomateux à l'aide de vapeur d'eau appliquée à l'aide d'une aiguille directement dans le lobe. Nécrose tissulaire secondaire, durée 22 minutes. Le sondage urinaire dure un minimum de 3 jours. Pour les résultats fonctionnels et la tolérance du résumé, une étude randomisée versus simulation à un suivi de 4 ans a rapporté une amélioration durable et significative de l'EPSS, du score de qualité de vie, de Qmax dans le groupe résumé. L'éjaculation antérograde était maintenue. Au terme de l'étude, 4,4% des patients ont été réopérés et 6,7% ont repris une médication. Les résultats cliniques de cette technique restent à confirmer sur le long terme et doivent être comparés aux autres techniques chirurgicales conventionnelles. Il y a également l'aquabim, l'aquaablation. C'est un système d'aquaablation utilisant le sérum physiologique projeté à haute pression détruisant le tissu. Cette procédure est réalisée au bloc opératoire sous anesthésie générale ou loco-régionale. Elle nécessite une hospitalisation d'au moins une nuit. Un temps d'évacuation des débris d'adénome, plus ou moins un temps d'hémostase sont nécessaires. Les résultats de l'aquabim versus la résection transurétrale sur un suivi de 2 ans, la durée opératoire totale était similaire. Il y avait une amélioration de l'EPSS non inférieure à celle de la résection transurétrale. Le taux d'événements indésirables était inférieur dans le groupe aquabim ainsi que le taux d'éjaculation. Recommandations, les implants intraprostatiques sont une alternative chirurgicale pour traiter les symptômes chez les patients souhaitant conserver leur fonction éjaculatoire et ayant un volume prostatique inférieur à 70 cm3, sans lésion, sans lobe médian. Recommandation grade A, l'aquaablation et les résumés ne peuvent être recommandés en pratique courante en raison d'un recul clinique insuffisant et de l'absence de comparaison aux techniques de référence. Recommandation grade C.
En conclusion, il faut proposer une incision cervico-prostatique pour les symptômes du bas appareil modéré à sévère avec un volume prostatique inférieur à 30 cm3 en l'absence de lobe médian. La résection transurétrale de prostate, mono ou bipolaire, est proposée si les symptômes sont modérés à sévères avec un volume prostatique variant de 30 à 80 cm3. La vaporisation par laser green light ou bipolaire est une alternative intéressante à la résection transurétrale, si elle est disponible, bien évidemment. Proposer une vaporisation laser green light aux patients à risque hémorragique vu la vertu hémostatique qu'elle possède. L'énucléation endoscopique, elle est réservée aux symptômes du bas appareil modéré à sévère, en alternative à la résection transurétrale et à la dynamectomie par voie haute. La dynamectomie mini-invasive, c'est une alternative à la dynamectomie voie haute pour les centres ne disposant pas de technique endoscopique adaptée. L'énucléation peut être proposée en cas de contre-indication ou de refus d'une intervention chirurgicale pour des prostates de volume refus d'une intervention chirurgicale pour des prostates de volume supérieur à 80 cm3. L'implant intraprostatique, c'est une alternative pour traiter les symptômes chez les patients souhaitant conserver leur fonction éjaculatoire, comme on l'a dit. La coablation et les résumes peuvent être recommandés en pratique courante en raison d'un recul clinique insuffisant. Donc, elles ne peuvent être recommandées en pratique courante en raison d'un recul clinique insuffisant et en l'absence de comparaison aux techniques de référence. Donc, l'évolution de ces techniques, en fait, vise à diminuer la morbidité ainsi que d'améliorer la qualité de vie. Le développement de l'énucléation endoscopique a permis d'obtenir des résultats fonctionnels proches à ceux de la dynamectomie voie haute, tout en s'affranchissant de sa morbidité. L'avènement des technologies laser a permis de développer la chirurgie ambulatoire et de diminuer le risque hémorragique. Le développement de nouvelles techniques non ablatives pose la question de la préservation de l'éjaculation antérétrograde. Merci. Merci, Dr Hamdouni, pour cette mise au point exhaustive. Par faute de temps, donc on ne va pas prendre de questions, on va les laisser à la fin. Et donc on va passer à la conférence suivante. I invite Professor Shuma to talk about anatomical endoscopic enucleation of the prostate. The floor is yours, Professor. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Mr. Chairman. Thank you again for the kind invitation, and I would like to congratulate you for a well-informative scientific content of the meeting. May I introduce myself? I'm Ahmed Shuma from the I'm Ahmed Shuma from Urology and Nephrology Center, Mansoura, Egypt. Mansoura is 120 kilometers to the north of Cairo, and about 50 years ago, my mentor, Professor Ghanim, moved from Cairo to the Mansoura, which is something was odd at that time, and with the assistance of 3 eminent professors, they succeeded to get this building, which is the Urology and Nephrology Center, with more than 120 beds dedicated for the urology. And this was the picture 10 years after he left or he moved to Mansoura. And if you can see in the far more back, this was my picture at that time, and this is my current picture. You can easily see that there is no changes apart from the gray hair. I lost my hair. I gained body weight, but I do. I'm sure that all of you see that there is no much difference. Later on, we have a satellite branch in the nearby territory, which is Maniat Samanud, that harbor another 40 beds of urology, and we have a dedicated
outpatient clinic. Open prostatectomy, of course, for the BBH means the removal of the adenoma via an open inoculation. And this was the advantage that I'm sure that all of you know about it. It entails complete removal with high success rate and lower incidence of the recurrence. Meanwhile, there is a significant disadvantage that is mainly related to the incision and its complication, to the pain, bleeding, and also the long hospital stay. The alternative for a very long time, and it was considered the gold standard, is the TURP, with these advantages: less invasive, high success rate, low morbidity, and it is widely available. Meanwhile, with shorter hospital stay. ما اعرفش هو ليه مش بيشتغل. Hello? I have a problem with him. ما اعرفش البطارية بتاعته ضعيفة ولا ايه. Meanwhile, there is still a drawback that it is a technique with prostate size limit, and the bleeding TUR syndrome represents from 0.5 to 6% in some literatures. لا كده صعب عليه قوي. It doesn't work. With long learning curve أنا مش عارف أشتغل بيه كده. سمحت وقف لي الكاونتر بس عشان ما نطولش في ما أنا تعالى جرب كده. تعالى بس. كده مش بيقلب خالص. شوف كده بيرجع. يعني اشتغل منه. Okay. So the drawbacks was large size prostate. Its limit is about 80 grams. Increasing incidence or possibility of having a bleeding TUR syndrome. You need the learning curve, and in some cases there will be a recurrence because of the inadequate removal. So there should be an alternative. And as mentioned by my colleague in the previous lecture, the alternative was the endoscopic inoculation of the prostate, where you can have the privilege of the complete inoculation as that of the open surgery, plus the privilege of having minimally invasive without an incision. And also, it will be of no size limit if you compare it to the TURP, at least for the prostate more than 10 grams, 100 grams. Meanwhile, still you will get a steep learning curve with an occasionally need an expensive equipment like the laser. In addition, it has of a limited experience in our locality. Endoscopic inoculation of the prostate could be performed by either the electrocautery in the form of the bipolar energy or by using the laser. يا عم تعال شوف البتاع ده الله يخليك. مش عارف اشتغل بيه. Bipolar energy. ساعد ده. ما هو ده مش بيشتغل. يعني شوف أنا بتك عليه أهو. صعب كده. أعتقد هو محتاج بطارية ولا حاجة. لا أنا مش هعرف أشتغل كده. It's not working. Go back, more back. That's fine. So the energy could be used in the form of the electrocautery, which is bipolar energy, or the laser.
where you can use the holmium or the thulium YAG laser. Next slide, please. What about the bipolar management of the for the use for the endoscopic inoculation? It relies mainly on the plasma formation, and this plasma will lead to vaporization of the tissue. What is the plasma? Plasma is the fourth state of the matter. The main components of the matters in our nature is the solid, liquid, and the gas state. And the plasma is the fourth state. These are the definitions of the commonly known nature, the nature's materials in the nature, the solid, liquid, and the gas. The plasma is an ionized gas. When you heat some gases by the heat for a high level, this leads to ionization of the atoms. So these atoms will be transformed from inert state, where the protons is equal to the electron, into an active stage with an ionized atom that lost some electrons, so it become an atoms with a positive charge. Next slide, please. And this plasma has characters that differ from the normal gas. Firstly, it is an electrically conductive. It can conduct the energy, not like it can conduct the electricity, unlike the gas. Meanwhile, it is like the gas, as it does not have a definite shape or definite volume unless enclosed in a container. Also, it is unlike the gas, that is, it is under influence of the magnetic field. It may have structures like a filament, as you see. What are the examples of the plasma in our nature? The sun and the stars, both of them are plasma. The fluorescent lamps, the new science, neon science, and also the plasma screen, all of these are examples of the plasma in our field. Next slide. How does the plasma works in the bipolar? Usually when the current went to the surrounding area, which are usually the ergant fluid, the saline will be vaporized to form a gas. And with more energy from the diathermy machine, this gas will be transformed into an active ionized form, which is a plasma. This plasma will coat the loop, as you can see. Then this plasma will be conductive for the electricity that will be transmitted to the tissue, where you can cut the tissue. Next slide. Meanwhile, with the monopolar diathermy, you can see that the tissue or the currents will flow directly from the loop down into the tissue that will be heated, and it will be cut. Next slide. Of course, the saline resection has many advantages. The most important one, that it reduces the risk of the hyponatremia. Also, the current will be just localized to the tip of your resectoscope rather than the passage within the tissue all through. Next slide. What about the other method of inoculation, which is a laser prostatectomy? The laser is a photon energy, or it is a light, and its works mainly relies on heating of the ergant fluid or the tissue itself to reach to the boiling point or above. And here, this is the chart. On the column, you can see the wavelengths, where in the bottom you can see, the wavelengths, while in the longitudinal column you can see how is the degree of absorption of different lasers by the water. And if you can see in the middle, you can see that the holmium YAG laser and the thulium YAG lasers present in the area where it is maximally absorbed by the water because of their wavelengths. Next slide. With the holip, once you fire the holip in the water, it will lead to boiling of the nearby water to make what's called a microbubble. And these microbubble
of vapor, of gas vapor, will expand gradually, then it will collapse. It will rupture and collapse. And this rupturing and collapse will leading to cutting and dissection of the tissue. Next slide. Meanwhile, with the thulium laser leading to heating of the tissue directly, reaching to the boiling point, then the tissue will vaporize exactly as you are cutting a piece of meat by a very sharp knife. But at the end, both of them relies on creation of high level of heat or very localized heat, either in the water or the tissue, to cut the tissue. Let's talk about how can you do or the steps of the inoculation. We will talk about the plasma kinetic inoculation for some reasons. I will talk about it rather than the laser. Next slide. You usually need irregular continuous irrigation bipolar resectoscope. Next slide. The first step is to do an incision at 5 and 7 o'clock, particularly if you have a large median loop. This large median loop will have a furrow to the right and to the left of the median loop at 5 and 7 o'clock. Please just make an incision or resection at 5 and 7 o'clock, as you will see in this video. شوف الفيديو سمح. لا ارجع من فضلك. شغل الفيديو لو سمحت. تك عليه كليك. This is a trilobar prostatic enlargement in a symptomatic patient where we will start to make a trough or a furrow at 5 and 7 o'clock. This is at 7 o'clock. It seems like the regular resection. You will just resect at the furrow till reaching to the capsule, or approximately toward the capsule. Then you will go for the 5 o'clock, where you are going to make the other trough down to the capsule. Next slide. The second step will be the inoculation of the median loop. As you can see on the diagram or on the left-hand side, you will have two troughs at 5 and 7 o'clock. What are we going to do? That we will connect both troughs together and start to inoculate such loop by the apex of your resectoscope. This is 5 and 7 o'clock at the vero, where you start to connect the two resection areas by each other. Then with the blunt dissection by your resectoscope edge, you can just pull out the loop towards the bladder neck. Again, the right side is your right-hand side will be the left loop, your left-hand side will be the right loop, and the middle is the median loop, as you can see. The more you push, the more you peel it out from the capsule. You can know the capsule by such arborization of the vessels at its wall as it's seen in this video film. And the still hard and attached parts, you can just incise it or even resect it by the regular loop you have. The advantage of doing an inoculation while you have a normal resection loop, that you can use it for resection whatever and whenever you need, like that. Once this attachment and the bladder neck will be resected, the median loop will be free within the cavity of the bladder. Next slide. The third step will start with inoculation of the left loop, as shown in the diagram, shown in your right-hand side. And the same that was present in the diagram will be shown in this clip.
Now we removed or we inoculate the medial loop, then we will make just a small resection below the left lobe. And exactly at the apex of the prostate and at the area of the verumontanum, you are going to do with the blunt dissection by the tip of your resectoscope to peel out the left lobe exactly with the same manner as that of the medial lobe. I'm sorry, we have to prolong just for 5 minutes because of the delay that we get to reach to the end. The loop is in your left-hand side, the capsule will be on your right-hand side. And it is clear that the capsule will have the arborization or the network of the vessels as you can see it on your right-hand side. Just pull it, and it is exactly like your finger when you are doing it by the open surgery. Can we have the next slide, please? Once you inoculate the left loop, the second step will be to separate the two loops at 12 o'clock. Now we inoculate the left loop. It is still attached at 12 o'clock to the right one. So we will go to resect the area between the two loops at 12 o'clock. This is between the two loops at 12 o'clock. And this is still the only attached part between the left and the right loop that has been divided. Then you push the left loop to fall inside the bladder. Something similar to what you are doing in open surgery. Next slide. We will repeat the same thing on the remaining right loop after the fossa has been freed from the middle and from the left loop. Please, tfaddal. Again, on the left side, just a simple resection at the base of the loop till the verumontanum. Then just inoculation by the tip of your resectoscope. Only the attachment, you use the cutting fire. You will fire the loop in the cutting mode or maybe sometimes in the coagulation mode just to cut the remaining attachment. At the end, you will free all of the left loop, the right loop, I'm sorry, and push it also into the bladder. Once the loop's in the bladder, you will morcellate it to remove it, or you may have a small incision to remove these loops, but with adequate hemostasis of the fossa. May I have next slide, please? Now you will have the three loops as seen in the diagram on your right-hand side that will be morcellated, and you will do the hemostasis for the fossa. But I hope that you can see that you will have an adequate morcellation with such inoculation technique that can overwhelm what you get by the open surgery, because with the open surgery sometimes you can't go deep within the fossa to make an adequate inoculation. May we have this line? This is just a morcellation that will remove the inoculated tissue, and this is the fossa at the end of the inoculation. Adequate space with good flow. Next slide, please. Next slide. Of course, I bring one of the most favorable videos of my case. This is not all the cases. Sometimes you will have some bleeding. Which type do you choose? You prefer the laser or you like the bipolar? The one that might recommend for me and maybe for you is the bipolar inoculation. It doesn't mean that the laser
is bad, not of course, but it is more economically wise to have the bipolar. Next. It has the advantage, it's a versatile technique. You can use it for resection, for vaporization, and even for the inoculation using the same machine. Next slide. Also, you will have a versatile machine that you can use it in the open surgery plus laparoscopy or endoinoculation. Next slide, please. Next slide. It has some limitations. It can make a big bubble with delayed plasma ignition, but the delaying in the plasma ignition is nowadays less with the new machines. Next slide. These are some data that has been published to compare the inoculation versus the open surgery. All of it were in the favor of the inoculation, or at least it had the same positive effect as that of the open surgery. Next slide, please. This study has the primary endpoint was the Qmax, next, where the bipolar inoculation have less perioperative hemoglobin decrease, shorter hospital stay, and comparable Qmax. Next slide. Next slide. This is our data when we compare the Holmium versus the bipolar technique in the inoculation. Next slide, please. And this was our consort chart in a prospective randomized trial. Next slide. And the IPSS score was comparable in both groups. The Qmax was also similar with the bipolar and the Holmium inoculation, and the residual urine was nearly comparable in both groups. Next slide, please. Some literatures compared the HOLIP or Holmium versus the thulium laser inoculation via a prospective randomized study. And the operative time was nearly similar with no statistical significance, but the inoculation in such a study was in favor of thulium laser inoculation rather than the Holmium inoculation. Meanwhile, the inoculation efficacy was nearly the same. Next slide, please. Another study to compare the HOLIP versus the THOLIP technique. Again, the hemoglobin drop was relatively less with the thulium laser inoculation. Next slide. If you went to the AUA guidelines, as my colleague said, we can say that it recommends to have an endoscopic inoculation if you have a prostate more than 80 grams, and it has two main tools, the HOLIP or the TUEB, and it is recently recommended the thulium ablation or thallium inoculation. So you question which one to choose. If you have the ability to have the Mercedes, please have the laser. It is a very good machine. It is durable. The blood loss is definitely less. But if you don't, your Corolla car will do the same job. Next slide. Next slide. Thank you very much. Thank you very for much. technical problems, Yanila. Thank you very much for that presentation. We can take just two questions. You? Thank you. Thank you, Dr. Shoma. I'm happy to hear from you what I am trying to convince since 2017 my friends and my colleagues to go to the endoscopic enucleation. So I start with the bipolar enucleation since 2017, and even we organize workshops, and even we organize many manifestations to convince urologists, local urologists. There is some resistance. So is there the resistance in Egypt, and how do you explain this? Maybe at least my experience in Egypt, that I can say no, it is more popular or it is more favorable for the Egyptian urologists
mainly because of the economic reasons. The bipolar machines are more widely available. You can use it either for resection, vaporization, inoculation. Plus, if you want to do a laparoscopy case, it will be your favorite machine, the same machine. For the open surgery, you can use it. Definitely, the laser, we can say, is more precious. It have a more hemostatic effect during the procedure. It yield a very good outcome, but we did a comparative study between the holmium, thulium, and bipolar, and that has been published recently in the Journal of Urology. We found no difference. So mainly from the economic point of view, it is gaining more popularity in Egypt rather than the laser ones. Thank you. But the outcome is nearly the same. If you are fortunate and have the laser, it will be something very good and marvelous to do it. It is the principle of the endoscopic inoculation that I would like to urge all of you to start with, either mentored or after attending some workshops, but it is really something interesting. Once you learn it, you will find yourself, or at least for myself, I'm so reluctant to do again such resection technique to cut piece by piece, piece and by piece, and then there will be a bleeder. Once you have the bleeding that obscure the field of vision, you will coagulate. Then once you coagulate the site and re-resect it again, it will bleed again. With the endoinoculation, this will not happen. You might injure or open the vessel once at the attachment between the adenoma and the capsule. And once the bleeder appears, you'll coagulate it. It will stop once and it will never bleed again, because you will never come to this area at the site of the capsule again. The main limitations is a steep learning curve, plus you need what's called the morcellator. Otherwise, you have, after inoculation, to open the patient or to make a resection. Definitely, it will be in a bloodless field for the inoculated adenoma, but at least for me, it is a tedious procedure to do it. So I do urge that you start it with the laser, or more commonly with the bipolar, and spend some money to get a good morcellator. Thank you, Dr. Noma, for that very good lecture. We've run out of time because we are going to give way for another group to come. So I thank all of you for your patience. Thank you. Donc on commence. On commence tout de suite le symposium Ibsen. J'appelle tout de suite le professeur Nezilé de l'hôpital Foch à Paris pour nous parler du cancer de la prostate oligométastatique. Donc, professeur. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à la Pausa et merci à l'Association tunisienne d'urologie et bien sûr merci au laboratoire Ibsen pour organiser ce symposium qui va nous permettre de discuter d'un sujet qui est de plus en plus d'actualité du fait des progrès qu'on fait dans le diagnostic.
c'est celui des cancers de prostate oligométastatiques. Je suis Yann Nezillet, je suis donc professeur d'urologie à l'hôpital Foch à Suresnes, juste à côté de Paris, et membre de l'Association française d'urologie, au nom de laquelle je tiens à vous dire le plaisir qu'on a à participer à votre congrès, à vos congrès qui ont lieu cette année en même temps. Il y a 3 façons d'arriver à la situation de cancer de la prostate oligométastatique. La première façon, c'est celle qui est la plus classique, c'est celle du patient qui va venir avec déjà un cancer avec un PSA élevé, un toucher rectal très suspect, et pour lequel, sans grande surprise, le bilan d'extension classique, avec une scintigraphie osseuse et un scanner, va mettre en évidence des métastases. Mais il y en aura peu. On va voir quelle est la définition du peu, mais globalement, 1, 2, 3 métastases. Et donc, on va s'interroger sur le meilleur traitement pour ce patient qui a finalement assez peu de métastases et une maladie locale. La deuxième façon d'arriver au cancer de prostate oligométastatique, qu'on l'on connaît également assez bien, c'est celui du patient que l'on traite pour un cancer localisé, généralement plutôt un cancer de mauvais pronostic, puisqu'il va récidiver, d'abord sur un mode biologique, puis ensuite sur un mode métastatique. Et comme on va le suivre, ce patient va avoir la chance, peu simplement, d'accéder au diagnostic précocement des métastases, et donc avec peu de métastases. Puis la troisième façon de diagnostiquer un cancer oligométastatique, qui est celle qui fait que c'est devenu d'actualité, c'est dans le cadre du bilan d'extension d'un cancer de prostate localisé à haut risque, pour lequel on va non seulement utiliser l'imagerie classique, celle dont on a tous l'habitude, le scanner, la scintigraphie osseuse, mais aussi des nouvelles modalités d'imagerie avec le PET scanner, alors PET scanner à la choline, PET scanner au PSMA, qui vont permettre de diagnostiquer davantage de métastases et vont nous faire le diagnostic de petites métastases qui ne sont pas forcément même visibles à la scintigraphie osseuse et le scanner, et donc rentrer le patient dans ce cadre des cancers de prostate oligométastatiques. Alors, vous le savez, pour parler de cancer de prostate métastatique d'une façon générale, on distingue 2 grands critères. D'une part, le caractère synchrone, diagnostic en même temps que celui du cancer primitif, ou métachrone, donc diagnostic à distance des métastases par rapport à celui du cancer primitif. Et puis, la notion de volume métastatique ou de risque métastatique qui est issue des définitions de 2 grandes études, d'une part Chartide et d'autre part Latitude, qui toutes les 2 ont fixé des critères pour définir des patients qui ont des cancers métastatiques à haut risque ou à haut volume, en fonction du nombre de métastases et de leur siège principalement, avec la subtilité pour l'attitude et donc pour les cancers de haut risque, du score de Gleason en plus. Là, on va parler donc de patients qui forcément sont de faible risque ou faible volume, puisqu'on parle de patients oligométastatiques, avec peu de métastases et des métastases généralement situées sur le squelette axial ou sur des ganglions. Et vous le savez là aussi, sur la base d'études de très haut niveau de preuve, on a aujourd'hui l'indication d'intensifier l'hormonothérapie, l'ADT. Cette hormonothérapie que l'on fait pour tous les patients, on va l'intensifier soit avec des hormonothérapies de nouvelle génération, enzalutamide, abiraterone, apalutamide, soit avec de la chimiothérapie qui, en 2022, à l'automne 2022, n'est plus jamais prescrite seule, mais soit avec de l'abiraterone, soit avec du darolutamide. Donc vous voyez qu'on a de multiples possibilités d'intensification, mais lorsque l'on se replace dans ce contexte à nouveau de petits nombres de métastases, d'oligométastatiques, eh bien il n'y a plus que 2 traitements que l'on peut associer à l'hormonothérapie dite de première génération, à l'agoniste ou à l'antagoniste, c'est l'apalutamide ou l'enzalutamide. Si on se base sur des diagnostics faits sur de la scintigraphie osseuse et du scanner. Et c'est là, encore une fois, toute la subtilité, parce que si vous regardez la sensibilité des imageries dites de nouvelle génération ou imagerie métabolique, comme le PET scanner à la choline ou le PET scanner au PSMA a fortiori, vous voyez que c'est beaucoup plus sensible. Et donc, on va diagnostiquer davantage de lésions, plus de métastases, et même des métastases qui ne sont visibles qu'avec cette modalité d'imagerie métabolique. Et donc, on va transformer des patients qui seraient qualifiés de non métastatiques en patients métastatiques, plutôt oligométastatiques, sur ces imageries métaboliques. Et c'est là tout le piège, toute la compréhension qu'il faut bien avoir de ce sujet, c'est qu'en migrant le stade grâce à une meilleure imagerie, il faut rediscuter les indications, parce que on ne traiterait pas un patient oligométastatique uniquement sur des métastases visibles par de l'imagerie métabolique, comme on traiterait un patient avec de très nombreuses métastases visibles en imagerie conventionnelle, en scintigraphie et en scanner. Et donc,
on va voir tour à tour, ensemble, quelles sont les indications en 2022 du traitement local du cancer de la prostate, des métastases et la place qu'a le traitement systémique. On va commencer par le traitement du primitif de la prostate, avec 2 études très importantes. La première s'appelle ORAD, et c'est une étude de phase 3, randomisée au niveau de preuve, qui, pour des patients donc MHSPC, donc des patients naïfs de traitement, avec un cancer de prostate métastatique diagnostiqué sur les moyens conventionnels, scintigraphie osseuse et scanner, se voyaient proposer, randomisés, soit sur un traitement conventionnel, donc ADT seul, hormonothérapie seule, soit sur hormonothérapie plus l'irradiation de la prostate. L'objectif était de juger l'amélioration de la survie globale, et vous le voyez, sur la survie globale, cette étude est négative. Il n'y a pas eu d'amélioration de la survie globale des patients. Il y a, en revanche, sur un objectif secondaire, la PFS, la Progression Free Survival, une amélioration, donc un délai pour l'apparition de nouvelles métastases et donc une progression de la maladie vers la résistance à la castration, mais on n'a pas atteint l'objectif principal, et ça avec des patients qui avaient pour la majorité beaucoup de métastases. Vous voyez que respectivement 41 et 33% des patients dans le groupe traité avaient moins de 5 métastases. Or, lorsqu'on regarde le forest plot de cette étude, on s'aperçoit que la seule patient qui semble avoir une tendance à profiter du traitement en termes de survie globale, ce sont justement ces patients avec peu de métastases, les patients qui avaient moins de 5 métastases, mais comme ils étaient assez peu nombreux, l'intervalle de confiance était trop large pour là aussi pouvoir dire que c'était significatif. En termes de toxicité, le fait d'irradier la prostate forcément s'associait à plus de toxicité vésicale et plus de toxicité digestive. Si on regarde maintenant la deuxième étude, qui est l'étude Stampede, un des bras de l'étude Stampede, cette étude Stampede, vous la connaissez certainement, c'est cette étude multi-bras, multicritères qui évolue au fur et à mesure du standard de soins, qui est basé sur le registre du NIH, le registre anglais. Eh bien, même principe, à part que là, les patients n'avaient pas forcément que des métastases osseuses, ils pouvaient aussi avoir des métastases ganglionnaires ou viscérales. Et le diagnostic a été aussi porté sur scanner et scintigraphie osseuse. Pareil, pas de différence en survie globale, bénéfice uniquement en survie sans progression, avec, vous le voyez, des patients qui étaient pour majorité, là encore, des patients de haut volume. Mais, dans le principe, ils avaient prévu une analyse a priori en fonction du volume et du stade, et du risque. Et vous voyez que pour les patients de bas volume ou bas risque, eh bien, il y avait un bénéfice en survie globale, ce qui déjà est intéressant. Et c'est conforté par une étude post-hoc, donc faite après obtention des résultats et donc a posteriori, où ils ont allé regarder le nombre de métastases. Et là, on voit que les patients qui ont moins de 3 métastases bénéficient en survie globale. Les patients qui ont plus de 3 métastases osseuses ne bénéficient pas en survie globale. Ce qui fait que la méta-analyse, l'analyse poolée de Stampede et de RAD, conclut au fait qu'il y a un bénéfice à traiter les patients localement, à irradier la prostate s'ils ont moins de 5 métastases osseuses. Et les recommandations, ici on prend celles qui sont publiées, celles de l'AFU vont être mises à jour et publiées en novembre lors de notre congrès, vous serez le bienvenu. Eh bien, la recommandation est maintenant d'irradier les patients à faible risque selon les critères Chartide, c'est-à-dire les patients avec peu de métastases, moins de 4 métastases. Alors, ça soulève encore des questions auxquelles on n'a pas toutes les réponses. Pourquoi se limiter à 4 ? Avec quel type d'imagerie? Parce que si on fait tous de l'imagerie métabolique, eh bien on va avoir davantage de métastases. Et puis, quelle est la place dans cette situation finalement de l'intensification dont on a parlé avec l'APA, avec l'enzalutamide? Eh bien, il y a des études en cours qui y répondront, notamment PIS-1, étude menée par Karim Fizazi, qui va répondre en partie à la question parce qu'un des bras contient l'association hormonothérapie plus hormonothérapie de nouvelle génération plus radiothérapie. Et puis, 3 autres études importantes pour nous, urologues, à connaître, parce qu'elles vont également évaluer la place de la chirurgie comme traitement local. Et probablement, possiblement, que pour des patients sélectionnés, il y aura une place aussi pour la chirurgie pour traiter localement le cancer de la prostate, même en présence de métastases, surtout chez des patients donc, oligométastatiques. Donc 3 études à suivre, celle du SWOG, la GRAMP et puis surtout trombone, parce que vraiment là, la chirurgie avec curage ganglionnaire est le traitement rajouté
au traitement standard. Donc, validation pour des patients oligométastatiques du traitement du primitif par radiothérapie, peut-être bientôt par chirurgie. Attendons ces études. Maintenant, passons aux métastases. Alors, métastases d'abord ganglionnaires pelviennes. Eh bien, il y a une étude qui est oligopelvis, qui a étudié dans une phase 2 la faisabilité de traiter par des boosts de radiothérapie ces métastases ganglionnaires pour améliorer le pronostic. Et vous voyez qu'on a bien sûr que dans une phase 2 une courbe de survie qui n'est pas comparée à un standard, mais on voit que les résultats sont prometteurs, et surtout on voit qu'en termes de toxicité, c'est tout à fait acceptable, donc c'est faisable. On peut donc poursuivre avec des études, et il y aura l'étude oligopelvis 2, qui va comparer pour des patients donc métastatiques ganglionnaires pelviens uniquement, eh bien, le traitement standard, l'ADT, versus le traitement par ADT plus l'irradiation avec un boost sur les ganglions vu en TEP scanner à la colline. Donc on s'améliore un peu dans la qualité du diagnostic. Deuxième étude avec à peu près la même chose, mais un objectif de jugement, un critère de jugement qui change, c'est l'étude de Storm Peace 5, qui, elle, va étudier la métastase-free survival à 2 ans, donc la survenue de métastases à 2 ans du traitement, qui, là encore, comparera l'irradiation des ganglions versus l'ADT seul. Pour les métastases, maintenant, 3 études très importantes à connaître. La première est une étude pan-cancer. Il n'y avait pas que des cancers de la prostate, il n'y avait même que 16 patients atteints de cancer de la prostate parmi les 99 patients atteints dans l'étude SARB-COMET. Et c'était une étude qui voulait évaluer le gain en survie globale de l'irradiation des métastases chez des patients qui ont donc un cancer avec une récidive du cancer. Autrement dit, le primitif a été traité. Donc là, on s'adresse à nos patients qu'on a opérés, qui feraient une récidive du cancer de la prostate et pour lesquels on s'interrogerait quant au bénéfice de traiter ces métastases, traitement soit chirurgical, soit par irradiation. Le traitement palliatif a été autorisé, donc le traitement des métastases uniquement à visée palliative a été autorisé comme le traitement standard. Et donc, cette étude qui a inclus, donc, je vous disais que 16 patients avec des cancers de la prostate, démontre un bénéfice en survie globale pour l'ensemble des patients, donc tout cancer confondu, et conduit donc à réfléchir à l'intérêt de ce traitement des métastases systématique chez les patients ayant un cancer. Mais on n'a que 16 patients avec un cancer de prostate, impossible de conclure spécifiquement pour la prostate. Il y a 2 autres études donc qui vont permettre d'avancer sur la réponse. STOMP, où la question posée n'est pas la survie globale, mais simplement est-ce que ça permet de décaler le traitement systémique. Et donc, on prend des patients qui ont une récidive métastatique. C'est une récidive, encore une fois, ils ont le traitement primitif qui a été fait. Et donc, la récidive de ces métastases, ces récidives métastatiques, soit on la traite par de l'irradiation, soit on surveille. Et on voit si ça permet de traiter par irradiation, de reporter le début du traitement systémique. Des patients qui étaient très sélectionnés, dans cette étude STOMP, ils étaient quand même de mauvais pronostics, puisque vous voyez, pas mal de patients avaient un temps de doublement, presque 30% des patients avaient un temps de doublement du PSA inférieur à 3 mois, c'est une maladie qui évolue très vite, mais globalement des patients qui avaient un intervalle long entre le diagnostic du primitif et le diagnostic des métastases, un PSA quand même plutôt bas, et puis essentiellement des métastases osseuses et ganglionnaires. Résultat, on maîtrise le PSA chez à peu près un tiers des patients en irradiant les métastases. Et par contre, on ne délaie pas suffisamment, il n'y a pas de différence significative dans le début du traitement systémique par rapport à la simple surveillance. Donc, étude négative, mais qui conduit à démontrer que c'est un petit effet biologique et que sur la toxicité, elle est très faible. Deuxième étude, Oriole. Oriole, même schéma, même principe, des récidives, diagnostiquées par scanner, scintille ou IRM, enfin ça ne change pas grand-chose sur la définition des images que l'on traite. Et pareil, soit on traite les métastases, soit on ne fait que surveiller, et on regarde si on va différer le traitement systémique par hormonothérapie. Mais, intelligent, dans cette étude, ils ont fait un TEP scanner systématique au PSMA à tous les patients, et ils ont étudié, dans une étude ancillaire, pour voir si vraiment, grâce au PSMA, ils avaient une meilleure idée du vrai nombre de métastases et voir si les patients avaient vraiment eu un traitement de toutes les métastases ou si en fait on n'avait traité que très partiellement les patients en ne traitant que les métastases visibles en scintillose et scanner.
Là encore, des patients très sélectionnés, de meilleurs pronostics globalement que dans l'étude STOMP que l'on vient de voir avant, puisque des patients qui étaient tous avec un temps de doublement du PSA supérieur à 3 mois, des PSA toujours très bas, des temps entre le traitement du primitif et la survenue de métastases longs, et puis encore une fois, des patients qui avaient globalement des métastases uniquement osseuses ou ganglionnaires, pas de métastases viscérales. En PFS, bénéfice, donc bénéfice avant la survenue d'une progression qui indiquait le début de l'hormonothérapie, progression donc soit radiologique, soit biochimique. Sur la survie, en revanche, pas de données. Et en termes de toxicité, eh bien, encore une fois, des données qui montraient que c'est acceptable d'irradier les métastases. Dans l'étude ancillaire, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que les patients qui ont eu un traitement sur toutes leurs métastases, parce que en fait, les métastases traitées par scintigraphie osseuse et scanner, c'était les mêmes que celles que l'on voyait sur le PSMA, donc on n'a pas sous-évalué la charge métastatique et on a bien traité toutes les métastases, et bien eux, ils bénéficient en survie globale. Par contre, si on a fait un ciblage des métastases que par scintigraphie osseuse et scanner, on sous-estime, on ne traite que très partiellement, et vous voyez que on ne change pas le pronostic des patients ou très peu. Donc, si on veut faire du traitement stéréotaxique des métastases osseuses, il faut les cibler avec la meilleure imagerie possible, et en 2022, c'est le TEP scanner au PSMA. La combinaison de ces deux études, STOMP et Oriole, eh bien, aboutit à dire, l'analyse poolée aboutit à dire que l'on améliore la survie sans progression biologique. Par contre, on n'améliore pas la survie sans progression radiologique, ce qui a plus de sens cliniquement. On ne change pas la survie globale, on ne change pas le délai de survenue de la résistance à la castration. Bref, pour l'instant, et les recommandations européennes et celles de la FUS-CICALC disent qu'on ne fait pas de traitement des métastases, sauf dans le cadre d'un essai clinique ou d'un registre bien conduit avec vraiment un recueil exhaustif des données pour les patients. Donc, si on résume pour l'instant, on traite chez les patients oligométastatiques, on traite le primitif, mais on ne traite pas les métastases. Alors, quid maintenant du traitement systémique, de l'hormonothérapie? Et il faut encore une fois bien se rappeler, si le patient a une scintigraphie osseuse et un scanner où il n'y a pas de métastases, et qu'on ne voit les métastases que sur de l'imagerie métabolique, donc TEP scanner, alors les recommandations sont de ne pas traiter ces patients par hormonothérapie. A l'inverse, pour les patients qui ont des métastases visibles en scanner et en scintigraphie osseuse, les recommandations sont non seulement de traiter d'emblée ces métastases, mais aussi de proposer désormais une hormonothérapie intensifiée, adaptée au volume, au risque tumoral, et donc dans le cas qui nous intéresse des oligométastatiques, eh bien par apalutamide ou par enzalutamide. Pourquoi? Parce qu'on a 3 études qui démontrent pour l'apalutamide avec l'étude Titan, pour l'enzalutamide avec l'étude Enzamet et l'étude Archies, un bénéfice en survie globale à intensifier ces patients, et pas uniquement les patients les plus graves, mais vous le voyez pour tous les groupes de patients, qu'ils soient synchrones ou métachrones, et qu'ils soient de bas volume ou de haut volume. Donc, aujourd'hui, en 2022, on ne traite plus par une hormonothérapie seule, triptoréline, leuproréline, goséréline, un patient pour un cancer de la prostate, mais on associe systématiquement une hormonothérapie de nouvelle génération. Est-ce qu'il y a de la place chez ces oligométastatiques pour la chimiothérapie par docétaxel? La réponse est non. La chimiothérapie par docétaxel améliore le pronostic des patients métastatiques de novo, d'emblée métastatiques, et surtout de haut volume. Il faut vraiment avoir beaucoup de métastases pour que la chimiothérapie modifie le pronostic des patients. Si vous avez peu de métastases, donc le cas qui nous intéresse des patients oligométastatiques, inutile de faire de la chimiothérapie, ça ne modifiera pas le pronostic des patients. Est-ce qu'il y a une place pour l'abiraterone? L'abiraterone a été étudiée dans l'attitude, l'étude la plus propre, pour démontrer le bénéfice de l'abiraterone chez les cancers de prostate métastatiques. C'était que des patients de novo métastatiques, il n'y avait pas de patients récidivants, et c'était que des patients de haut volume. Donc l'attitude ne permet pas de parler des patients oligométastatiques. En revanche, dans STAMPED, l'étude anglaise, il y avait un bras avec de l'abiraterone et un bras qui pouvait inclure des patients de faible volume. Et on voit que le bénéfice qui a été démontré avec les patients dans l'attitude de haut volume de novo, eh bien, il se retrouve aussi à l'identique
chez les patients de faible volume. Donc l'intensification par une HTNG, en dehors de son AMM, puisque l'AMM a été obtenu sur la base d'études de latitude, permettrait d'améliorer le pronostic. Et on était un peu coincé. La place du triplet, dont vous avez certainement entendu parler, PIS-1, cette étude qui démontre le bénéfice en survie globale pour les patients qui ont des tumeurs de haut volume de novo, exactement comme on vient de dire précédemment avec la chimiothérapie, eh bien c'est la même chose avec l'ajout d'abiraterone. En fait, ce qui change, c'est la chimiothérapie, et encore une fois, on ne bénéficie à faire un triplet que pour les patients qui ont des tumeurs de haut volume de novo. Donc, pas pour les patients oligométastatiques. Alors revenons maintenant sur la place de l'abiraterone, qu'on va pouvoir quand même intégrer, vous allez le voir, grâce aux résultats de l'étude Stampede, et qui rentre dans les recommandations désormais. Il y a le fameux patient qui a un bilan d'extension qui va montrer des ganglions, et pour lequel on a d'autres critères de mauvais pronostic tels que définis dans cette fameuse étude Stampede où, dans Stampede, il y avait deux types de patients, les nouveaux diagnostics et les récidivants. Et les nouveaux diagnostics qui étaient incluables dans Stampede, c'était les patients qui avaient des ganglions métastatiques. Et deux critères de mauvais pronostic parmi ceux qui sont dans la case verte, un stade T3 ou T4, un PSA supérieur ou égal à 40, ou un score de Gleason supérieur ou égal à 8, donc ISUP 3, 4 ou 5, donc Gleason 8, 9 ou 10. Pour ces patients, ainsi que pour ceux qui étaient dans la case orange, c'est-à-dire ceux qui avaient une récidive avec des ganglions positifs, un PSA supérieur à 4 et un temps de doublement inférieur à 3 mois ou un PSA supérieur à 20, eh bien, il y avait une randomisation entre recevoir uniquement le standard de soins, et le standard de soins pour ces patients avec des métastases de novo, c'est quoi? C'est le fameux BOLA, c'est une radio-hormonothérapie de 3 ans, versus une radio-hormonothérapie de 3 ans, plus 2 ans d'abiraterone. Donc on rajoute pendant 2 ans de l'acétate d'abiraterone, et le résultat, c'est qu'on améliore la survie globale des patients. On leur fait gagner de la quantité de vie sans altérer leur qualité de vie, et donc ça devient le standard pour ces patients qui ont au diagnostic des métastases ganglionnaires, plus des critères de mauvais pronostic. Donc, il ne s'agit pas de traiter par abiraterone tous les patients qui ont des métastases ganglionnaires, en plus de la radiothérapie et de l'ADT, mais ceux qui ont une tumeur localisée T3 ou T4 et un score de Gleason 8, 9 ou 10, ceux-là, alors, ou un PSA supérieur à 40, et bien ceux-là, ils sont bénéficiaires de l'ajout d'un traitement par abiraterone, en plus de l'ADT, de l'hormonothérapie et de l'irradiation. Et donc, il en va de même pour les patients qui vont récidiver après traitement local, donc après prostatectomie radicale, et qui auront les critères de mauvais pronostic de l'étude Stampede. Pour ces patients qui avaient des critères de mauvais pronostic, le traitement de référence, vous savez, c'est la radiothérapie de rattrapage ou radio-hormonothérapie, avec une hormonothérapie généralement de longue durée. Et bien là, s'ils ont en plus de ça un PSA supérieur à 4 au moment du diagnostic de récidive avec un temps de doublement court ou un PSA d'emblée très élevé supérieur à 20 ou des ganglions visibles, eh bien, vous pouvez ajouter de l'abiraterone. Donc voilà quel est le point en 2022, à l'automne 2022, à l'orée de la publication des recommandations de l'AFU des traitements chez le patient oligométastatique. Bien sûr, l'hormonothérapie, ça reste le standard de première génération, plus le traitement du primitif, l'irradiation prostatique, pas de traitement pour les métastases hors protocole d'essai clinique, et pour le traitement systémique, eh bien, si le patient a des critères de mauvais pronostic, qu'on a vu, le score Gleason, le niveau de PSA et sa vitesse de doublement, eh bien, plus ou moins rajouter de l'abiraterone. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cet excellent exposé, professeur Douzéi. Je vais commencer par vous poser quelques questions concernant, dans cette forme, on a vu que durant ces dernières années, elle a émergé, vu les études cliniques, vu aussi les nouvelles imageries moléculaires. Et donc, j'aurais 3 petites questions. La première concernant le traitement local. Et vous avez parlé tout à l'heure de la chirurgie.
On sait très bien qu'en situation métastatique, le fait de manipuler la prostate, ça la stimule. Et certaines études parlent d'une hormonothérapie préopératoire. Deuxième question, c'est concernant le traitement cible de la métastase, la stéréotaxie. Devant ces données nouvelles d'imagerie, est-ce qu'on se limite aux données de la scintigraphie osseuse, où il faut un TEP PSMA et aussi une preuve histologique pour indiquer véritablement le traitement de la cible stéréotaxie? Et ma troisième question, c'est concernant... Pardon. Ma troisième question va concerner une situation particulière où on a un seul site de métastase traité. On est sûr du traitement de la métastase. Et à ce moment-là, théoriquement, on se retrouve en situation M0. Maintenant, faut-il arrêter l'hormonothérapie ou la continuer? Alors, ce sont d'excellentes questions, merci. La première, la possibilité de mobiliser la prostate et du coup d'ensemencer fait qu'effectivement, on intégrera, et les protocoles que je vous ai montrés intègrent la prostatectomie un peu comme la radiothérapie actuellement, c'est-à-dire d'abord on met en place l'hormonothérapie et ensuite on fait le traitement local. On se laisse un peu de temps à l'hormonothérapie d'agir avant de traiter le cancer localement, ce qui permet aussi de voir la réponse biologique. Et il est clair qu'un patient qui aura une très mauvaise réponse biologique au traitement d'hormonothérapie ne sera peut-être pas un bon candidat au traitement local. Et du coup, de faire la prostatectomie dans des conditions de sécurité meilleures, puisqu'effectivement, on aura déjà commencé à mettre le cancer en sommeil, en rémission. Pour ce qui est du traitement stéréotaxique et de quelle modalité d'imagerie utiliser pour viser, clairement, on le voit bien à partir des données que je vous ai présentées, la scintigraphie osseuse et le scanner, ça permet de faire un diagnostic de maladie métastatique, mais ça ne permet absolument pas de cibler des métastases si on veut les traiter. Et donc, si on doit traiter des métastases, ça sera avec de l'imagerie la plus fine, la plus sensible possible, et ce sera avec le PSMA. On le voit d'ailleurs, il y a le lutécium PSMA qui arrive comme moyen thérapeutique, et le lutécium PSMA, pour avoir l'indication et le traitement à base des données, par exemple, de l'étude Vision, qui a été présentée à l'ASCO-GU, eh bien, il faut avoir un TEP au PSMA qui permettent de savoir si les lésions fixent le PSMA. Donc, le PSMA, un traitement au PSMA justifie l'imagerie au PSMA. Le traitement de métastase par radiothérapie justifiera aussi le PSMA. Actuellement, c'est le gold standard pour voir les métastases. Et enfin, la troisième question qui était, rappelez-moi... Concernant métastase unique. Oui, métastase unique, merci. Alors là, c'est typiquement une situation qui arrive en pratique lorsque un neurochirurgien a été amené à traiter une métastase et on se retrouve après avec le patient qui a une scintigraphie qui est blanchie et on va pousser effectivement les investigations d'imagerie dans ces cas-là pour se permettre de dire si vraiment on l'a mis en rémission complète, essayons d'interrompre l'hormonothérapie et pour cela, on va aller jusqu'à l'imagerie là aussi par TEP au PSMA, avec des difficultés d'accès, parce que malheureusement, le remboursement de ce genre d'examen limite l'accès à cette imagerie. Mais si le patient a normalisé son PSMA, alors pourquoi pas effectivement arrêter l'hormonothérapie et faire une surveillance armée, voir si le PSA remonte, et dans ces cas-là, refaire une évaluation par imagerie pour voir si on reprend l'hormonothérapie. Mais évidemment que vu les effets indésirables de l'hormonothérapie, quand on peut la suspendre, c'est toujours intéressant pour le patient. Merci. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Merci. Donc, il y a une situation qui n'est pas rare, c'est celle que la sous-stadification initiale avant de proposer un traitement radical. Faut-il faire impérativement un PET scan si on doute de l'existence de micrométastases, d'une part, et faut-il faire le curage ganglionnaire systématiquement? Est-ce que ça a un but ou bien de prévenir la survenue de l'adénopathie par la suite, ou bien de détecter des ganglions positifs déjà non visualisés à l'exploration initiale? Excellente question, encore une fois, merci beaucoup.
l'étude pro-PSMA, publiée dans le Lancet, a clairement démontré que le meilleur examen pour évaluer un cancer de prostate à haut risque, c'est le TEP au PSMA. Je n'ai aucun lien d'intérêt avec le PSMA, je tiens à le dire. Et le PSMA permet du coup d'aller directement à la stadification correcte. Ça évite de multiplier les examens. Au final, c'est moins irradiant et au final, c'est moins coûteux. Donc, on gagne du temps, on est plus efficient et on fait un meilleur traitement in fine. Il va de soi que si on pouvait avoir tous accès au PSMA, ce serait ce qu'il faudrait faire pour un patient qui a un cancer de prostate à haut risque, donc un T3B, un PSA élevé, un doute quant à une imagerie anormale déjà sur l'IRM, sur des ganglions. Ce serait l'idéal. Malheureusement, l'accès à cette imagerie est assez restreint. En France, c'est très compliqué. On n'y a pas accès pour cette indication-là. Malheureusement, donc chaque pays a ses règles et dans l'idéal, on le ferait. Après, la question que vous me posiez du curage ganglionnaire, on sait qu'il n'y a pas de vertu thérapeutique au curage ganglionnaire. Ça a encore été rapporté récemment par une étude randomisée qui démontre que le fait de faire le curage ne va pas changer le pronostic du patient. Ça change la stadification, puisque forcément, plus on fait un curage ganglionnaire étendu, plus on va augmenter le nombre de ganglions analysés, donc plus on va diagnostiquer de maladies micrométastatiques ganglionnaires, mais en soi, ces patients ont globalement un bon pronostic. Et donc, il n'y a pas de changement du pronostic de manière radicale au fait d'étendre les curages de façon très étendue versus ne pas faire un curage ou de faire un curage à minima. Il faut rester donc dans les indications du curage de stadification à partir du moment où on sait que derrière, ça va pouvoir changer la prise en charge et notamment mettre en place une hormonothérapie dans le cadre d'un traitement multimodal. Donc un patient pour lequel on a un PSA élevé, un glisone élevé, une imagerie avec un cancer localement avancé, on va effectivement faire le curage ganglionnaire conformément aux recommandations parce que la chirurgie, dans ces cas-là, s'intègre dans un traitement multimodal, très généralement, où il y aura probablement une place pour de la radiothérapie, de rattrapage, ou en tout cas précoce, et pour l'hormonothérapie. Une dernière question, et après en clôture. Est-ce que c'est surtout quand on voit le fait d'intensifier avec l'hormonothérapie de nouvelle génération, est-ce qu'il faut les indiquer surtout à des patients véritablement sélectionnés? Alors, tout à fait, ouais. Parce qu'en fait, c'est un peu la crainte qu'on a tous, surtout avec ces hormonothérapies de nouvelle génération, les antagonistes du récepteur androgène, dont on connaît la fatigue qu'elle induit chez les patients. Et chez des patients âgés notamment, on peut être un peu réfractaire au fait de se dire d'emblée, je vais intensifier l'hormonothérapie. De fait, dans les 3 études que je vous ai montrées, Titan, Archies et Enzamet, il n'y avait pas d'impératif de mettre l'hormonothérapie en place d'emblée, l'intensification d'emblée. Ce qui veut dire que vous pouvez tout à fait commencer votre hormonothérapie de façon habituelle, avec soit un antagoniste, soit directement de la triptoréline ou de la leuproréline ou que sais-je. Et ensuite, au bout d'un mois, revoir le patient, voir comment il se porte, et si la fatigue induite par l'hormonothérapie de première génération la rend acceptable, alors à ce moment-là, intensifier. Et vous avez jusqu'à 3 mois pour le faire. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas d'urgence. Mais on sait qu'en bénéfice en survie globale, ça bénéficie vraiment à tous les patients. Donc, il faut se donner la peine d'essayer d'intensifier. Tant que le patient peut le supporter, et il est évident que le patient qui est déjà épuisé par une hormonothérapie de première génération, eh ben, à l'impossible nul n'est tenu, on ne va pas pouvoir l'intensifier. Mais c'est des patients qui restent quand même assez rares, heureusement. C'était très passionnant. Merci, professeur. J'en prie, merci à vous. À la session.
Songi bandekoi, ngai na makamboi. Ona makamboi, unu para kileba chuliba lutua, lutua, lutua unu wenue, lutua unu wenue. Ona makamboi, ngai na makamboi. Songi songi bandekoi, likambo na motema. Ngai na motema, unu para kileba chulilo lutua. Monongelet tewat nasimakot iyot oninawanika.
just a quick announcement for the Pausa AGM. It's going to be upstairs after this last session here. And I think maybe you can present the first guy, or yeah, go ahead. Thank you, sir. Thank you. We begin this session with Dr. Bibi from Tunisia, and he presents local control of high risk and locally advanced prostate cancer. Merci, je vous remercie. Alors, je me présente, Dr Bibi Mourtad, je suis assistant d'urologie au service d'urologie de la RAPTA de Tunis, et on m'a confié de présenter le contrôle local du cancer de la prostate haut risque et localement avancé. C'est un sujet qui est assez difficile, puisqu'il y a des multiples définitions, comme vous voyez, des séries rétrospectives qui sont historiques, avec faible niveau de preuve, et des résultats contradictoires. Donc, on va essayer de voir tout ça. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs définitions, le DAMICO, le AU, l'AUA, le NCCN, de ces groupes-là, et même des normogrammes. Alors, quoi choisir? Quelle classification? On va donc voir ça avec cette étude de Briganti en 2012, et qui a étudié 1300 patients, c'est un nombre conséquent, de cancer de la prostate de haut risque. Et donc l'objectif était de rechercher les meilleurs candidats pour la prostatectomie dans ce groupe-là. Et les résultats, il avait à peu près de 40% de patients avec un T2 ou T3A N0R0, qui est le meilleur résultat oncologique, puisqu'on a une survie sans récidive biologique à 66% à 10 ans et une survie spécifique à 98%. Il a fondé un normogramme basé sur le PSA, l'âge, le stade clinique et le glisone avec une précision de 72%. Ce normogramme, on le trouve dans toutes les définitions, mais on n'a pas l'IRM ici. Et comme vous savez, actuellement, l'IRM est fondamentale pour la classification du cancer de la prostate, puisqu'elle montre les lésions extracapsulaires, les lésions de la vésicule séminale, et aussi le pirate, s'il est fortement corrélé au glisone. Alors, on a vu cette étude-là. Donc, l'auteur voulait comparer le toucher rectal avec l'IRM dans la détection du T3. Et comme vous voyez, donc l'IRM, bien sûr, elle est meilleure, avec 51% versus 13%. Et quand on voit la première courbe, elle était classée selon le toucher rectal. Après une meilleure discrimination par l'IRM, la survie sans récidive biologique, elle est meilleure. Et aussi, l'IRM, elle est importante dans la classification, puisqu'elle cherche le volume tumoral. Et selon cette étude-là, publiée en 2021, elle a montré que le volume tumoral, il est un facteur indépendant des résultats oncologiques, avec un cutoff de 2,5 cm. On va terminer la stratification par le TEP à la PSMA. Donc, cette étude récente, donc, publiée en Lancet, a montré qu'elle donne de très bons résultats sur la sensibilité et spécificité pour l'atteinte ganglionnaire, meilleur que le bilan standard. Et même une étude de 2021 européenne les a associés au normogramme de Briganti 2017 et 2019, et vous voyez que l'air sous la courbe, il est meilleur avec le PET à la PSMA. Maintenant, on va se focaliser sur le résultat carcinologique de la prostatectomie radicale dans le groupe haut risque. Je vais présenter cette étude-là. C'est, selon la littérature, le plus gros centre qui a fait des prostatectomies radicales en Europe. Plus de 22 000 patients opérés au bout de 20 ans, avec 3 200 patients haut risque et 900 patients très haut risque selon la NCCN classification, avec un suivi de 20 ans. Comme vous voyez, pour le haut risque, la survie sans récidive biologique, elle est à 34%, et pour le très haut risque, qu'on peut considérer comme localement avancé, elle est à 30% à 15 ans. La survie sans métastase à 20 ans, elle est de 64% pour les deux groupes, et la survie spécifique, près de 70% pour le haut risque et 60% pour le très haut risque. Donc, comme vous voyez, c'est des bons résultats de la prostatectomie radicale dans ce groupe-là. Mais lorsqu'il y a une atteinte ganglionnaire, on voit une chute significative des résultats, avec 27% de survie sans récidive biologique à 10 ans. Donc, l'auteur conclut que s'il y a une atteinte ganglionnaire, s'il y a des marches positives, s'il y a le glisone 4 ou 5
Et s'il y a un envahissement de la vésicule séminale, ces facteurs-là influencent de façon significative la survie. Ces données-là, on les retrouve dans la série américaine qui a choisi donc une sous-population de patients Gleason 8 et la survie sans récidive biologique la plus basse était associée à la marge positive, le T3B et l'atteinte ganglionnaire. La troisième étude va s'intéresser pour les patients âgés de moins de 59 ans qui ont un cancer de la prostate de haut risque et c'est un nombre conséquent, 600 patients ont eu une prostatectomie radicale et ça montre de très bons résultats puisque la survie la mortalité spécifique à 20 ans, elle est inférieure à 20%. Et l'auteur conclut aussi que les facteurs de mortalité significatifs sont le stade clinique, le Gleason, les marges positives et l'atteinte ganglionnaire, et enfin la date où a eu lieu la prostatectomie. Alors maintenant, on va se focaliser pour les résultats de la prostatectomie pour le localement avancé. Donc j'ai choisi cette étude qui a colligé 842 patients avec un T3 avec un suivi de 10 ans. Et vous voyez aussi, c'est d'excellents résultats carcinologiques avec une survie à 15 ans, de survie sans récidive biologique à 15 ans à 67% et une survie spécifique à presque 80%. Peu de morbidité, mais quand même une dysfonction érectile à 75%. Pour les résultats fonctionnels, quand on voit d'excellents résultats oncologiques, mais pour les résultats fonctionnels, pour la continence, elle est de 80% pour ces 1400 patients opérés. Et la dysfonction érectile, un patient qui a une fonction érectile normale ne récupère que dans 40% des cas, même avec la conservation des bandelettes. Maintenant, on va s'intéresser pour les cancers de la prostate avec atteinte ganglionnaire. Donc, cette étude-là, publiée en 2018, elle a colligé presque 3000 patients qui ont un cancer de la prostate avec atteinte ganglionnaire. Il a comparé l'hormonothérapie seule versus traitement local plus hormonothérapie. Quand on dit traitement local, soit radiothérapie ou prostatectomie radicale. Donc, il a montré à 5 ans qu'une survie globale, elle était à 78% versus hormonothérapie seule. Et je termine avec ce chapitre très intéressant, puisque on va comparer la prostatectomie radicale avec la radiothérapie dans le haut risque et le localement avancé. Donc, cette méta-analyse qui a récupéré 30 études qui ont comparé la prostatectomie avec la radio-hormono. Bon, je vais défendre un peu la radiothérapie, puisqu'il y avait 11 études qui ont utilisé sur les 30 radiothérapies seules, sans hormonaux. Et 4 études ont utilisé des doses faibles. Mais malgré cela, on montre bien qu'il y a un bénéfice de la prostatectomie avec curage ganglionnaire meilleur que la radio-hormonothérapie. Ce bénéfice-là, il est de 10 à 28% pour la survie globale et il est de 4 à 8% pour la survie spécifique. Cette deuxième étude aussi, elle a comparé la prostatectomie radicale dans le cadre d'un traitement multimodal versus la radio-hormonothérapie. Et vous voyez très bien que les résultats oncologiques sont en faveur du traitement multimodal avec une survie spécifique à 10 ans et une survie globale meilleure. Mais à quel prix? Puisque le traitement multimodal donne une incontinence urinaire jusqu'à 50% et une dysfonction érectile importante. Quelle modalité choisir? Ça reste une question. On n'a pas jusqu'à maintenant une étude prospective randomisée. On a seulement cette étude-là qui est en cours de recrutement qui pourrait nous donner une réponse ultérieurement. Alors que faire? Alors cet auteur montre un algorithme qui est très intéressant. Si vous avez un patient de haut risque non métastatique, premièrement, il faut évaluer l'âge du patient, les comorbidités. S'il a une espérance de vie inférieure à 10 ans, plusieurs comorbidités, on l'adresse en radio-hormono. S'il a une espérance de vie supérieure à 10 ans avec un patient qui est jeune, on va voir avec le patient et discuter est-ce qu'il y aura une récidive après le traitement primitif. S'il y aura une récidive, il y aura un traitement adjuvant, donc il y aura une atteinte, une altération des résultats fonctionnels. Donc il faut discuter au cas par cas avec le patient. S'il y a plusieurs facteurs de risque de récidive, on peut proposer une prostatectomie radicale dans un plan d'un traitement multimodal ou radio-hormonaux. Donc en fin de compte,
c'est une discussion avec le patient pour trouver la solution. Je termine avec les recommandations de l'EAU qui recommande fortement la prostatectomie radicale dans un plan multimodal et avec curage ganglionnaire ilio-obturateur extensif bilatéral pour le haut risque localement avancé. Juste dernière plaque, pour la récidive biologique, ne pas donner l'hormonothérapie s'il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire, et on peut donner la radiothérapie en adjuvant s'il y a donc une atteinte T3 ou Gleason 8-9 ou marche positif. Et voilà, je vous remercie. Thank you so much. I think in the interest of time, we're going to just get all the lectures in, and then we're going to have a panel discussion at the end of this, if you don't mind. Okay. Okay. So we're going on to active surveillance next. I think we... Hold on. Dr. Nwini, I invite Dr. Nwini or Dr. Kushbati. Dr. Kushbati to speak about radiotherapy. Bon, déjà, ça commence avec une certaine hostilité. Là, hein. On a oublié la radiothérapie, pourtant elle est dans le programme. Et là, puisque vous annoncez de l'hostilité, je vais essayer de répondre. Donc, je vais donner le point de vue du radiothérapeute. J'ai mis les plaques en anglais, mais je vais parler en français, puisque je vois que la majorité parle en français. Et ça me permet aussi de m'exprimer un peu plus facilement. Comment ça marche? Bien. Où est-ce qu'on est? Est-ce que je suis en train d'avancer ou de... Voilà, merci. Okay. Alors, pour commencer, je dois dire qu'on croit fermement à la multidisciplinarité et plusieurs collègues sont témoins. Depuis 2009, on a créé ensemble, Dr Sferxi, Dr Nwira, des radiologues, des anapathes. On a créé un staff multidisciplinaire d'oncologie urologique et on essaye de le continuer de façon plus ou moins régulière. Donc c'est une habitude pour essayer d'optimiser le traitement, éventuellement multimodal comme ça a été présenté tout à l'heure. Alors après cette brillante présentation de mon ami Dr Bibi sur la place de la chirurgie dans les formes localement avancées, est-ce que réellement il y a une différence significative en faveur de la chirurgie? Est-ce que la chirurgie fait mieux que la radiothérapie? Il faut savoir qu'il n'y a pas d'essais randomisés qui vont comparer les deux traitements. Et même l'essai dont il a évoqué, il va répondre probablement de façon partielle puisqu'il s'adresse à T3, N0, M0. Ce sont les critères d'inclusion de cette étude. Et donc, il va y avoir une réponse partielle, on ne le saura pas, par rapport aux autres formes plus avancées et les formes avec atteinte ganglionnaire. Le Protect Trial s'est adressé aux formes finalement localisées et il ne répond pas à la question. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'essai randomisé. Alors, est-ce que les deux traitements et les deux modalités mènent à Rome? On va essayer de voir. Et je vais essayer de taquiner, on va dire, la chirurgie dans ses formes optimales. Mon ami l'urologue a cédé la main pour la radiothérapie pour les formes T4 et N+, mais est-ce que, aussi dans les T3, est-ce que réellement la chirurgie est mieux que la radiothérapie? On va voir cette plaque où des T3 qui ont été considérés, donc ces T3 qui ont été opérés, et vous voyez que 30 à 66% de ces patients-là avaient finalement une chirurgie incomplète. 50 à 76% dans la série DOIR sur 842 patients, 76% avaient besoin d'un traitement adjuvant. Donc c'est bien de les opérer, mais si on arrive à une chirurgie incomplète et qu'on va aller vers un traitement adjuvant, c'est vrai que ça peut entrer dans un cadre multimodal, mais à quel prix, comme ça a été annoncé tout à l'heure. Mais est-ce que la radiothérapie peut mieux faire dans des formes réellement à haut risque, localement avancées? Là, on a cette étude qui a été publiée il y a quelques années, enfin 4 ans maintenant, dans le JAMA, et qui posait la question sur le traitement, quel est le meilleur traitement, quels sont les résultats des différents traitements pour des patients qui sont à haut risque de métastase avec des scores de Gleason 9 à 10. Oui, 1800 patients, là, le tiers avait une chirurgie, un peu plus que le tiers avait une hormonothérapie et une radiothérapie, et un groupe très intéressant, 436 patients, avait une radiothérapie externe
et un boost, un complément de radiothérapie par curithérapie pour augmenter la dose. On sait très bien qu'il y a un effet dose dans le cancer de la prostate. Si on augmente la dose, on augmente le contrôle local et probablement aussi la survie. Donc finalement, sur cette série-là où il y avait une augmentation de dose, mais des niveaux de dose qui sont autour de 150 degrés ou plus, sur le plan équivalent de dose par rapport à la radiothérapie externe, les meilleurs résultats ont été obtenus dans le groupe de patients qui avaient la radiothérapie et la curithérapie. La mortalité spécifique à 5 ans était de 3%, et on peut constater que les résultats de la chirurgie et de la radiothérapie, on va dire classique sans boost, étaient exactement les mêmes choses, 12%, 13%. La même chose sur le plan métastase et survie et la mortalité globale à 7 ans et demi. Là aussi, le groupe qui a eu la radiothérapie et la curithérapie fait mieux que le groupe de radiothérapie ou de chirurgie qui sont exactement identiques. Et vous voyez sur ces courbes-là, la courbe des résultats du groupe traité par curithérapie et radiothérapie, elle est au-dessus, c'est celle qui est en bleu. Sur le plan prostate cancer specific survival ou distant metastasis free survival, il n'y a pas de différence sur la survie globale. Alors la conclusion des auteurs, c'est que parmi les patients qui ont un glisone 9 à 10, la radiothérapie externe plus un complément de curithérapie pour augmenter des doses, le niveau des doses à un niveau très important, fait mieux que la radiothérapie plus en mono et fait mieux que la chirurgie. Donc finalement, on est au moins équivalent entre radiothérapie et chirurgie, mais la question, si on veut proposer ces patients, il y a des mots-clés qui doivent être donc évoqués. Quel prix? Ça a été bien dit par le Dr Bibi. À quel prix? Quels sont les effets secondaires des traitements contemporains? Les résultats présentés tout à l'heure et surtout la série allemande, Dr Bibi a été honnête, il a parlé de niveau de dose qui n'est pas optimal de radiothérapie, moins de 70 degrés. Actuellement, on sait que c'est une dose obsolète qui ne va pas guérir un cancer de la prostate. Alors, il y a le côté effet secondaire, et puis qu'est-ce que le malade rapporte? Quel est le vécu de ce malade qui a été traité? Et dans son suivi, qu'est-ce qu'il rapporte par rapport aux modalités des traitements qu'il a reçus? Et là, ce papier, donc, publié il y a quelques années, sur qu'est-ce que le malade rapporte, le feedback du patient après 5 ans. Et c'est des séries de malades qui sont soit soumis à une surveillance, soit une chirurgie, soit une radiothérapie externe ou curithérapie. 2000 patients, dont 1300 malades de forme favorable et 600 de forme infavorable et donc à haut risque. Il y avait un traitement par chirurgie et la chirurgie était conservatrice pour les groupes à faible risque. Sinon, la radiothérapie externe plus hormonaux, la curithérapie, et les malades ont été évalués sur un score bien validé sur leur qualité de vie et sur leur feedback. Et on voit que les courbes sont différentes. Les malades avaient plus de problèmes de continence urinaire chez ceux qui sont traités par chirurgie, la courbe en bleu, et sur le plan sexuel aussi, la fonction sexuelle, même si au départ, je ne sais pas si le laser c'est ce point-là, au départ, les malades qui sont opérés et qui sont en rouge avaient un meilleur score sur le plan sexuel, mais après, du fait de l'impact de la chirurgie, ça baisse aussi avec la radiothérapie, mais la récupération était meilleure chez les malades qui avaient de la radiothérapie. Par contre, pour le plan continence, vous voyez que pratiquement il n'y a pas de modification du score par rapport au point de départ et donc baseline. Et finalement, ces malades, la conclusion en tout cas des auteurs, c'est que les malades qui avaient de la chirurgie avaient plus de problèmes de façon significative, plus de problèmes de continence et plus de troubles sexuels que les malades traités par radiothérapie et hormonothérapie. Un autre point très important, comment le malade vit l'après-traitement. Et cette étude intéressante, publiée en 2021, sur le niveau de regret en fonction des modalités du traitement après guérison d'un cancer de la prostate. Très intéressant, 16% sur 2000 patients traités soit par chirurgie, soit par radiothérapie, soit par surveillance, ils ont été donc les 3 groupes de traitement, le regret était significatif, mais était plus important chez les malades traités par chirurgie.
16% parmi les malades traités par chirurgie ont exprimé un regret de la modalité de traitement qu'ils ont reçu. 11% pour les malades traités par radiothérapie, et quand même 7% des malades qui n'ont pas eu de traitement. Il y a eu des regrets, peut-être parce qu'ils étaient amenés à recevoir un traitement, il y a eu le stress. Et donc, les malades qui ont eu de la chirurgie regrettaient plus ce traitement que les autres qui ont été traités par d'autres modalités, entre autres par la radiothérapie. Et donc, le mot-clé, en tout cas pour l'étude, c'est que c'est très important de communiquer avec le patient, de lui expliquer et de l'impliquer dans la décision. Comme ça, il va savoir à quoi il peut s'attendre pour ne pas regretter le traitement auquel on l'a soumis. Mais finalement, pourquoi il regrette? Là aussi, c'est une belle série de revues systématiques de la littérature. 28 articles ont été analysés et 8000 patients ont été donc évalués. Et les causes le traitement, c'était la chirurgie, la radiothérapie ou la curithérapie. Et les facteurs qui s'associent au regret, c'était le traitement, la toxicité du traitement. Et les deux composantes les plus importantes sont la fonction sexuelle qui revient et les troubles urinaires. Aussi, d'autres facteurs comme l'âge. Donc, les personnes âgées avaient plus de regrets et les malades qui l'ont survivant. Donc, plus on s'éloigne de la date du début du traitement, plus on peut exprimer des regrets, probablement parce que c'est des malades qui commencent à oublier qu'ils avaient quand même un cancer et ils se concentrent sur leur qualité de vie avec un recul plus important. Et là aussi, le regret était plus important dans le groupe de prostatectomie par rapport à ceux qui sont traités par radiothérapie. Donc voilà, donc si on propose un traitement, il ne faut pas le regretter, mais au moins l'expliquer au départ dans un esprit de décision partagée. Mais comme on croit toujours à l'esprit de multidisciplinarité, si ces malades sont, entre guillemets, j'ai utilisé le mot un petit peu agressif, condamnés à recevoir une chirurgie, je pense qu'il faut penser à proposer une radiothérapie de rattrapage précoce, early salvage radiothérapie, plus ou moins hormonothérapie, parce que le débat persiste, il est ancien et il persiste, mais en tout cas, avec la méta-analyse artistique qui a regroupé les études de Raves, GTUC 17 et Urologicals, on arrive à dire que finalement, un early salvage, donc un rattrapage précoce, est équivalent à une radiothérapie adjuvante, et donc ce n'est pas la peine de la faire de façon systématique adjuvante quand on a des facteurs de risque, mais la proposer de façon précoce. Et la façon précoce, je pense que c'est très important. Vous voyez les niveaux de PSA qui étaient utilisés pour proposer la radiothérapie, ça tourne autour de 0,2 et même 0,1. Donc c'est bien de ne pas proposer une radiothérapie adjuvante, c'est bien de la proposer de façon précoce, mais pas avec un PSA de 2 ou 3 ou 5. On voit parfois des situations où le malade ne revoit pas son urologue, ne fait pas le suivi, il est suivi chez un biologiste, et on a vu beaucoup de cas où il voit un PSA inférieur à 4, il lui dit non, c'est bon, puisque votre PSA est faible. Donc le mot-clé, là, je le répète, c'est Early Salvage Radiothérapie. Alors, comment on peut améliorer les scores de la radiothérapie? Vous avez vu le recours au boost de curithérapie, mais aussi il y a l'hypofractionnement. Et l'hypofractionnement, c'est le fait de réduire le nombre de séances de radiothérapie pour raccourcir le traitement. Maintenant, un traitement qui se fait sur 8 semaines, il peut se faire en 3 semaines, c'est validé. Et je dois mettre donc cette présentation dans son contexte. En Afrique, 30 pays sur les 53 ne disposent pas du tout de radiothérapie. Donc, si on a de la radiothérapie, il faut l'utiliser de façon optimale. On peut proposer, c'est validé, le traitement hypofractionné, et ça permet aussi de réduire ce que j'appelle la toxicité financière pour réduire les déplacements et le coût de la radiothérapie. En plus, bien sûr, du traitement systémique et les progrès dans les techniques, les VMAT, la SBRT, ce n'est pas le sujet. Voilà, donc pour finir, je proposerai, je ne sais pas si le Dr Bibi serait d'accord sur un petit consensus, les sélections des patients, pas pour la radiothérapie, les malades qui ont des problèmes urinaires très importants, ceux qui ont des facteurs de risque digestif avec des histoires de chirurgie pelvienne antérieure, et pas de chirurgie pour les malades T3B, T4, les atteintes ganglionnaires, les malades qui ont les problèmes cardiovasculaires, toujours dans un esprit multidisciplinaire, avec un patient informé pour partager la décision, et je vous remercie.
think this is getting very exciting. Dr. Kokpati and Dr. Bibi have given their parts of the discussion, but I think we're going to have to talk a little bit about active surveillance. So I think Dr. Nouini will come in and just have a discussion, then we'll start talking about that. Dr. Karmouni, donc, Merci. Qui va présenter. Donc, il ne faut pas croire que je n'opère pas, puisque ce matin, je vous ai présenté la surveillance active dans la tumeur de vessie. Là, cet après-midi, je vous présente la surveillance active dans le cancer de prostate. Il m'arrive aussi d'opérer, mais bon, là, aujourd'hui, je suis obligé de parler de surveillance active. Pas trop le choix. Donc, pour commencer, pourquoi faire cette surveillance active? Certains patients ne vont pas bénéficier d'un traitement radical. Je vous dirais même, la plupart des patients ne vont pas bénéficier d'un traitement radical. Seuls quelques patients vont réellement bénéficier de ce traitement qui a une certaine toxicité. Donc il faudra réserver ce traitement qui a une toxicité, que ce soit la chirurgie ou la radiothérapie, comme vous l'avez si bien dit, ont une toxicité. Donc il faudra bien choisir les patients qu'on va aller agresser avec ces traitements-là. Donc pour commencer, je vais parler de la première étude, la Proctec 2016, qui a comparé donc, sur une série de 1643 patients qui ont été randomisés en 3 groupes, prostatectomie radicale, radiothérapie et surveillance active. Donc cette série a démontré qu'il n'y avait pas de différence significative en termes de survie spécifique. La seconde étude, l'étude Pivot en 2017, qui a comparé donc, la prostatectomie radicale à l'observation de ces patients, elle n'a également pas trouvé de différence significative en termes de mortalité spécifique. Alors ici, une personne importante quand on parle de surveillance active, c'est Laurence Klotz, c'est le père de la surveillance active, puisqu'il a commencé déjà en 2004 à peu près. Donc, a randomisé 993 patients, à peu près 1000 patients, sur une durée de 15 ans, et donc des patients à risque favorable. Il a démontré qu'à 15 ans, la mortalité par cancer n'était que de 1,5%, ce qui est relativement faible. Ensuite sont venus l'équipe du Johns Hopkins Hospital sur une série 2 fois plus importante de patients, avec un risque de décès par cancer de prostate ou de métastase qui est inférieur à 1%, ce qui démontre que le risque de décéder par ce cancer, quand le cancer est de faible risque, éventuellement de risque intermédiaire, ce risque est extrêmement faible. Il convient donc de sélectionner ces patients à qui on va proposer une surveillance active. Les meilleurs patients pour cette surveillance active sont les patients à faible risque, c'est-à-dire un Gleason à 3+3, un PSA inférieur à 10 nanogrammes par millilitre et un T2. Il faut éviter de mettre dans ces patients-là les patients qui présentent un cancer intraductal ou une forme cribriforme. Ceux-là doivent être formellement exclus de cette cohorte-là parce qu'il y a un risque important de progression. Les critères de sélection, selon les équipes, sont variables. Donc, vous avez ici le AU qui choisit de faire cette surveillance active chez les patients qui ont un Gleason à 3+3, un PS inférieur à 10 et un stade inférieur à T2. Les Canadiens de Toronto, donc l'équipe de Laurence Klotz, choisit le cutoff donc à 3+4, un cutoff de PSA à 15 et toujours un T2. Donc, la majorité des équipes, si vous voyez ici, donc, choisit des Gleason à 3+3. Pourquoi choisit-on des Gleason à 3+3 ? Eh bien, parce qu'il a été démontré que le Gleason à 3+3 ne donnait pas de métastase. La cellule du pattern 3 était quasiment similaire à une cellule normale. Comment cela a pu-t-il être démontré ? Sur 12 000 prostatectomies qui avaient des Gleason à 6, donc on a une mortalité à 0,2%. Okay ? Et lorsqu'on a revu les lames de ces patients qui étaient morts de leur cancer, on a constaté que la lecture des premières lames était quelque peu erronée et qu'on avait plutôt un 3+4 ou plus. Même chose au niveau d'une série de 14 000 patients à peu près, Gleason 6, 22 patients avaient des ganglions positifs et lorsqu'on a relu les lames de ces 22 patients, ils avaient des grades plus élevés. D'accord ? Alors, si ce Gleason 3 ne métastasie pas, pourquoi ? D'accord ? Les gros volumes tumoraux peuvent poser problème. Ben parce que ces gros volumes tumoraux peuvent cacher, comme on dit, un train peut en cacher un autre, donc un gros volume tumoral, Gleason 3+3, peut cacher un autre pattern qui n'a pas été vu, et c'est ce qui peut expliquer donc, ces récidives, ces apparitions de métastases chez certains patients.
Alors, chez les patients à 3+4, est-ce qu'il s'agit d'un mouton déguisé en loup ou d'un loup déguisé en mouton, donc qui risquerait de vous surprendre? Donc on va voir comment bien choisir et éviter de se faire avoir par un loup qui serait parmi ces patients-là. Donc, premièrement, une étude américaine qui a porté sur 993 patients, qui a démontré que le pattern 5 était corrélé au risque de métastase. Donc, quand on voit le groupe Gleason 6 avec des PSA allant jusqu'à 20, il existe une différence significative en apparition de métastase avec les groupes 3+4 ou 4+3. Et cette différence est significative. Pour aller plus loin, donc on a, si vous voulez, stratifié ces Gleason 3+4 en pourcentage de pattern 4. Soit, vous avez ici, donc vous avez en haut le Gleason 6, puis juste en dessous, Gleason 3+4 avec moins de 5% de pattern 4. Puis ensuite, du pattern 4 à 6, entre 6 et 10%, puis ensuite du pattern 4 à jusqu'à 80%. Et on constate, plus ce contingent de Gleason à 4 augmente, plus le risque de récidive biologique augmente. D'accord? Donc vous imaginez très bien quelles conséquences cela peut avoir sur nos choix de patients. Et puis, il y a aussi un problème de pathologiste, et ça, c'est un problème qu'on connaît bien en Afrique. Donc, des uropathologistes, on n'en a pas beaucoup, et quelqu'un qui lit bien une biopsie de prostate, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc, il y a le problème de section tangentielle des glandes, qui peut poser problème quand on n'a pas l'expérience en anapathe, qui peut passer pour un Gleason 4, où on peut avoir des glandes qui sont irrégulières, et quand on n'a pas l'habitude, on peut les classer Gleason 4. Et ce classement peut changer drastiquement la prise en charge de nos patients. Donc, comment régler ce problème? Soit en ayant des centres d'uropathologie qui sont confirmés, soit aujourd'hui, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. En Europe et aux États-Unis, il y a un groupe qu'on appelle le groupe Panda qui centralise les lames. À Rabat et dans certains pays africains, il y a une étude qui est en cours avec les Coréens, parce qu'il y a les Coréens, les Américains, les Européens qui sont sur ce créneau-là, d'intelligence artificielle dans la lecture de biopsie de prostate. Et avec notre anatomopathologiste, j'ai été invité chez lui récemment pour voir, donc il a reçu une machine qui permet de scanner les lames. Il scanne les lames avec une très haute définition, c'est un microscope dans la machine qui permet de scanner les lames. Ces lames sont envoyées directement sur son écran, donc il permet déjà une lecture plus simple. Et il y a une aide au diagnostic, c'est-à-dire qu'il appuie sur un bouton et il a l'apparition des différents Gleason. Et on se rend compte que des petits foyers qui étaient quasiment invisibles pour l'anatomopathologiste apparaissent à la machine. C'est encore en train d'être validé, mais ça sera probablement l'avenir. Donc je crois en l'intelligence artificielle, en tout ce qui est imagerie. L'IRM, la radiologie vont bénéficier de l'intelligence artificielle et l'anapathe va bénéficier de l'intelligence artificielle. Donc ces machines-là vont sûrement dans l'avenir pouvoir faire mieux que l'anatomopathologiste, ou tout aussi bien au moins. Comment doit-on surveiller ces patients? Donc, il y a l'IRM. Est-ce que l'IRM est un examen qui est fiable? Est-ce qu'il est fiable? C'est la question à laquelle on doit répondre. Moi, je vous répondrai qu'il n'est pas fiable à 100%. Pourquoi? Parce qu'avec des IRM qui sont stables ou qui ont montré même une régression, quand on fait des biopsies, on trouve que dans 21%, on a un grade plus élevé, ce qui n'est pas négligeable. Sur une autre étude, donc avec des IRM stables, ce pourcentage monte à 30%, ce qui n'est encore une fois pas négligeable. Est-ce que l'IRM est fiable? Non, puisqu'elle n'a une sensibilité et une spécificité que d'environ 58% et 75% respectivement. Est-ce que l'IRM doit être fait durant le suivi? Oui, mais elle ne peut pas remplacer la biopsie. L'IRM, par contre, peut, si vous voulez, un petit peu aider au meilleur choix des patients qui ont un risque intermédiaire. Donc, il a été démontré que lorsqu'on a une IRM positive, d'accord, que cela augmentait les chances d'avoir un stade plus important après la prostatectomie, la présence de ganglions ou une récidive. Donc, si vous voulez bien choisir vos patients à risque intermédiaire, prenez des patients à faible volume, Gleason 4, pattern 4 faible, et avec une IRM négative. La biopsie qu'on refait, si elle est négative, ça ne veut pas dire que le patient est guéri.
Parce que certains de nos patients ont vu une IRM négative, une biopsie négative, ils sont contents, ouf, on n'a rien. Non, on a peut-être raté le cancer, ça veut juste dire que la tumeur n'a peut-être pas grandi. La croissance de cette tumeur n'a pas grandi, mais ça ne veut surtout pas dire qu'il n'y a pas un grade plus élevé et qu'il faudra refaire une biopsie ultérieurement. Quand vous faites des biopsies, il faut faire des biopsies ciblées et des biopsies standardisées. Le protocole, donc j'ai choisi le protocole du mémorial, donc je vous laisse le voir, donc une IRM à 18 mois et à 36 mois. Quand faut-il arrêter cette surveillance active? Lorsqu'on a un grade qui change sur l'IRM, lorsqu'on a sur la biopsie, lorsqu'on a une IRM qui montre des lésions qui sont en croissance, à l'endroit où on a fait des biopsies positives, lorsqu'on a un PSA qui a une cinétique qui augmente, et surtout lorsque le patient le demande, lorsque l'anxiété du patient ne lui permet plus de supporter cette surveillance active. Dans notre pays, donc, les patients ont l'impression d'avoir une bombe dans le ventre et que le premier qui leur dira « on va vous l'enlever », ils vont peut-être le suivre. D'accord ? Donc il faut rassurer le patient quand on veut lui proposer une surveillance active par des mots simples. Je leur dis « je suis chirurgien, ça me ferait plaisir, mon métier est de vous opérer. Et pourtant, je vous propose une surveillance active, c'est que je pense vraiment que c'est ce qui va vous rendre le plus service. Et de toute manière, on vous surveille et si jamais vous avez besoin d'une chirurgie, on est là pour la faire. Donc il faut vraiment rassurer les patients parce que dans notre contexte, il y a la famille qui est inquiète. Des fois, on reçoit des coups de fil de l'enfant, du fils qui est à New York, qui considère qu'il n'y a pas de décalage horaire, qui vous appelle à minuit ou à 2 h du matin en vous disant « Papa, est-ce que papa va mourir? Il a un PSA à 6. Il a un PSA élevé. » Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, et au fur et à mesure que le patient vit, son anxiété diminue et ça arrange un peu les choses. En conclusion, je dirais que la surveillance active est le traitement recommandé pour les cancers à faible risque. Certains cancers à glyzone 3+4 peuvent être inclus dans cette cohorte de surveillance active. Il y a des cas particuliers, c'est les patients jeunes. Cette surveillance active permet de retarder, si vous voulez, le traitement. Surtout si on a un glyzone 3+4, il faut vraiment faire très attention à ces patients-là. Les patients afro-américains, les hauts volumes de glyzone 6, et quand on a une histoire familiale de cancer. Alors, Scardino avait dit « The right operation for the right cancer in the right man at the right moment, with the right surgeon ». Si vous voulez, je rajoute ça. Donc, je vous remercie. On va appeler la prochaine présentation sur la prise en charge des cancers de la prostate en Afrique subsaharienne. Noël Koulibaly. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, après ces excellentes présentations, il me revient l'honneur de parler un peu de la prise en charge du cancer de la prostate en Afrique subsaharienne en me basant sur le cas de la Côte d'Ivoire, mais qui est, je pense, similaire à ce qu'on vit un peu dans nos différents pays au vu des discussions que j'ai eues avec les différents confrères. Alors, on sait très bien que le cancer de prostate actuellement bénéficie d'une multitude de moyens thérapeutiques qui ne sont pas toujours disponibles dans notre contexte. Et puis, le bénéfice de la radiothérapie donc, permet de modifier les différents traitements qu'on peut proposer, en tout cas en Côte d'Ivoire, où la radiothérapie est disponible depuis peu. Donc, à un stade avancé, le traitement curatif est impossible et le traitement qu'on peut proposer a un certain coût qui n'est pas toujours supportable par nos patients. Donc, nous nous concentrons sur le diagnostic précoce, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, nous allons rapporter, comme je le disais tantôt, notre expérience dans cette prise en charge. Alors, on va commencer par un peu d'épidémiologie, parce que sur la base d'un travail qui a été fait au laboratoire d'anatomopathologie en 2014, donc on s'était rendu compte que le cancer de prostate représentait environ 8% des cancers, et il représentait environ 27% des cancers urogénitaux et occupait le deuxième rang des cancers masculins. L'âge moyen était d'environ 68 ans, et puis la tranche d'âge de 65 à 74 ans était la plus atteinte. Il y a une étude qui a été menée environ 7 ans plus tard au CHU de Cocody,
les chiffres étaient sensiblement les mêmes en ce qui concerne la tranche d'âge qui n'avait pas varié, et il s'agissait quasi exclusivement d'adénocarcinome. Dans la même période, il nous est arrivé d'observer un cas de léomyosarcome en 2018 au CHU de Treichville. Et le Programme national de cancer de la prostate en 2021 a fait sortir ces statistiques où on avait 80% de formes métastatiques avec une mortalité qui atteignait les 30 pour 100 000 hommes. Donc, pour ce qui concerne donc, la prise en charge, donc, tous nos cancers avaient bénéficié d'un bilan d'extension avant le traitement. Et la stratégie thérapeutique a été discutée au cours d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, et nous allons parler également des difficultés que nous rencontrons dans cette prise en charge. Alors, le diagnostic précoce reste exceptionnel. La plupart du temps, c'est devant des troubles urinaires du bas appareil. Dans environ 22% des cas, il s'agit de patients qui viennent pour des tubas à type de dysurie, de pollakiurie, ou bien parfois même, c'est devant une localisation secondaire à type de douleur osseuse ou de compression médulaire, parfois d'hématurie, dont l'exploration va nous amener à poser le diagnostic de ce cancer-là. Dans 71% des cas, le PSA est au-delà de 50 nanogrammes par millilitre. Je dirais même que parfois on atteint des records que vous ne pouvez pas imaginer. Pour la démarche diagnostique, la biopsie éco-guidée, qui est le gold standard, n'est pas toujours disponible dans les hôpitaux publics parce qu'aucun des services d'urologie publique, en tout cas, ne dispose du matériel pour faire des biopsies éco-guidées. Donc tout ça doit se faire au privé, ce qui ne fait que alourdir et ralentir la prise en charge. Et puis, avant la biopsie, donc, on fait une recherche des lésions cibles à l'IRM multiparamétrique de la prostate, qui a été l'objet également de débats houleux avec les médecins conseils d'assurance, parce qu'ils n'y comprenaient rien. Bon, on en parlera certainement dans la discussion. Dans 70% des cas, nos patients avaient donc un score de glycone qui était supérieur à 7. Et puis donc, de façon consensuelle, on a décidé qu'au-delà de 100 nanogrammes par millilitre de PSA, on irait directement à la biopsie sans avoir à faire d'IRM multiparamétrique de la prostate, parce que nous sommes dans un contexte où il n'y a pas d'assurance maladie qui supporte. Donc, les difficultés, c'était la non-disponibilité d'un dispositif de biopsie éco-guidée, et puis les coûts additionnels que cela ajoute. Et puis, en ce qui concerne le bilan d'extension, nous n'avons pas de scintigraphie osseuse. Disons qu'il y a un dispositif de scintigraphie osseuse, mais la gamma caméra n'est pas fonctionnelle. Donc, on a à adapter nos attitudes, ce qui ne répond pas toujours aux recommandations internationales. Et donc, par exemple, nous faisons une IRM pelvienne quand c'est possible, mais la plupart du temps, c'est un scanner thoraco-abdominopelvien avec fenêtre osseuse qu'on demande aux patients. Lorsqu'il est possible, financièrement et techniquement, on fait une IRM corps entier. La scintille osseuse donc n'est pas disponible, comme je vous disais. Donc on se retrouve avec 5% de formes localisées, des formes localement avancées dans 57% des cas, et puis des formes métastatiques d'environ 38%. Les localisations secondaires étant la plupart du temps situées au niveau osseux. Au plan de la stratégie thérapeutique, comme je le disais à certains collègues tout à l'heure, nous opérons moins de 2% des quelques cas qui pourraient répondre à la chirurgie. Suit la chirurgie avec la radiothérapie dans 4,5% des cas, la radiothérapie dans 5% des cas, chirurgie suivie d'une hormonothérapie dans 15% des cas, et puis hormonothérapie qui occupe la première place. Alors, en ce qui concerne le suivi, donc 54% des patients donc, que nous avons eu à opérer avec pas prostatectomie, pardon, les patients qui ont eu une prostatectomie étaient des patients à bas risque avec des marges chirurgicales qui étaient négatives.
Et puis, lorsqu'on avait une récidive biochimique, on pensait à une radio-hormonothérapie. Chez les patients à haut risque, avec résistance, la résistance à la castration survenait dans un délai moyen de 9 mois. En tout cas, la plupart de nos patients n'atteignent pas les 18 mois pour avoir une résistance à la castration. Donc, en pratique, nous avons des patients qui consultent tardivement. Les options thérapeutiques sont relativement limitées à ce stade-là. On essaie de faire la prostatectomie radicale autant que faire se peut, mais peu de chirurgiens sont rompus à cette technique-là. Et puis, la radiothérapie nous a apporté un plus dans la prise en charge de ces patients. Alors, que dire pour conclure, c'est que le cancer de prostate, on le sait, est basé sur des recommandations internationales qui sont appliquées la plupart du temps. Mais dans notre contexte, nous sommes obligés d'adapter ces recommandations-là à nos réalités en tenant compte du contexte économique, mais surtout du stade au moment du diagnostic. L'insuffisance des moyens permettant de faire une stratification précise nous oblige également à nous adapter. Cependant, nous pensons que la pratique de la prostatectomie radicale, surtout dans un cadre multimodal, pourrait permettre de traiter un nombre de plus en plus élevé de patients, quoique ils ont du mal à accepter cette possibilité. Et puis surtout, l'existence, la disponibilité de la radiothérapie actuellement nous permet d'élargir dans nos champs d'investigation, nos champs de pratique, pardon, avec la possibilité de prise en charge dans un cadre multimodal. Je vous remercie pour votre aimable attention. So I invite Dr. Delataille to present the last presentation, pre-treatment evaluation in high-risk prostate cancer. Bien, chers amis, chers collègues, merci infiniment de me redonner la parole pour parler à nouveau du cancer de la prostate, mais dans le but maintenant d'évaluer le patient à haut risque avant un traitement thérapeutique. Alors voici mes liens d'intérêt. Donc je pars à partir d'un patient qui est malheureusement un cas réel, un patient de 50 ans qui avait dans sa famille un patient qui était son père qui était décédé d'un cancer de la prostate à l'âge de 80 ans. Et il demandait à son médecin généraliste d'avoir un PSA depuis 3 ans et le médecin généraliste disait ben non, c'est pas dans les recommandations, donc pas de PSA. Et puis il y a 50 ans, enfin le médecin accepte, son PSA était à 19, le toucher rectal était un T3 et les biopsies étaient un Gleason 8 sur 5 des 12 prélèvements. Donc ce patient est en face de vous avec le résultat de ses biopsies et vous êtes face à cette question, quel type de traitement, quel type d'examen morphologique vous allez lui demander. J'ai cru comprendre qu'en Côte d'Ivoire, c'était un petit peu difficile d'avoir la scintigraphie osseuse. Donc j'ai cru comprendre que vous faisiez un scanner complet. Donc les possibilités, c'est soit un scanner complet, thorax, abdomen, pelvis, avec les fenêtres osseuses, soit une scintigraphie osseuse, soit les deux, soit éventuellement d'aller vers l'imagerie métabolique avec le PET-choline ou le PET-PSMA, dont on va un petit peu discuter dans les diapositives suivantes. Dans ce cas de ce patient, il a eu un bilan d'extension par l'imagerie conventionnelle négative et il était donc considéré comme un cancer localement avancé. Et cette définition, je voulais la reprendre avec vous pour bien savoir de quoi on allait parler, c'est-à-dire qu'on s'intéresse quand même aux patients qui ont, d'après la classification d'Amico, un cancer de la prostate à haut risque ou à très haut risque, avec un stade clinique T3, un Gleason 8, 9, 10 ou un PSA supérieur à 20, ou pour les patients à très haut risque, les CT3B, les T4, les N0 ou les N1 au niveau du pelvis. On n'oublie pas qu'une ou deux adénopathies au niveau du pelvis, c'est encore considéré comme un cancer localement avancé et pas comme un cancer métastatique qui devrait être traité de façon différente. On sait que ces patients à haut risque ont un haut risque de décéder de leur maladie, ça c'est clair, quel que soit leur âge. Vous voyez, c'est les courbes en rouge. Dès qu'on commence à arriver sur des scores de Gleason à 8, 9, 10, eh bien, on est sur un risque de décès d'un cancer de la prostate de 50 à 80% des cas. Donc clairement, ces patients doivent être traités.
L'évaluation par l'imagerie, si on reprend les recommandations de l'Association française d'urologie, eh bien vous voyez que bien sûr, ils doivent avoir une IRM, et l'IRM est souvent faite avant les biopsies de façon systématique, et d'avoir un scanner thoraco-abdominalien et une scintigraphie osseuse. C'est une recommandation de grade le plus élevé. Après, et parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir des difficultés à obtenir l'imagerie, en France aussi, on a des difficultés à obtenir l'imagerie métabolique, eh bien on voit que l'imagerie métabolique peut être proposée en plus d'un traitement standard. On sait par ces recommandations et par les différentes études qu'on va voir que le PET-PSMA est supérieur à la scintigraphie osseuse et au scanner pour détecter des adénopathies métastatiques ou des métastases. Et qu'en l'absence de PET-PSMA, un PET-choline peut être considéré comme un élément pour aider à la stadification de ces cancers à haut risque sans qu'il y ait aucune preuve de supériorité par rapport à de l'imagerie conventionnelle. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le PET-PSMA? Si on peut avoir le PET-PSMA pour le staging des cancers de prostate à haut risque, c'est intéressant. En France, on n'a pas le droit. Le PET-PSMA en France n'est réservé que pour les personnes, que pour les patients qui ont une récidive biologique après un traitement local. Donc même dans cette indication-là, d'un cancer de jeune avec un cancer agressif, je n'ai pas la possibilité d'utiliser le PET-PSMA en France. On sait dans la littérature que ce PET-PSMA est quand même bien supérieur aux imageries conventionnelles. Avec l'imagerie conventionnelle, vous voyez qu'on arrive à 65% de diagnostic précis, on arriverait à 92% avec le PET-PSMA. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à utiliser ce PET-PSMA, eh bien, on va pouvoir changer la stratégie thérapeutique. Dans quelle proportion des cas on change cette stratégie thérapeutique? Eh bien, vous voyez que c'est à peu près dans 28% des cas, quasiment un tiers des cas, lorsqu'on a utilisé le PET-PSMA. Alors que quand on a fait un bilan d'imagerie métabolique pour un cancer qui est considéré comme localisé, on va changer notre stratégie thérapeutique parce qu'on va mettre en évidence une métastase dans seulement 15% des cas. Alors voilà un cas d'un patient qui avait un cancer à haut risque et qui était vu au niveau du scanner et la scintigraphie osseuse comme localisé. Et lorsqu'on lui avait fait le PET-PSMA, on a retrouvé une adénopathie qui était bien sûr visible sur le scanner, mais qui n'était pas vraiment individualisée par le radiologue, mais qui fixait de façon prépondérante avec le PET-PSMA, ce qui a permis de faire à ce moment-là un traitement par radiothérapie sur la glande prostatique, les aires ganglionnaires classiques, iliopturatrice et iliaque, mais aussi sur ce ganglion qui est latéro-rectal. Lorsqu'on regarde un petit peu les publications concernant l'utilisation du PET-PSMA chez les patients à haut risque, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Eh bien, si on regarde cette analyse qui avait fait de façon systématique l'imagerie conventionnelle et l'imagerie par PET-PSMA chez les patients qui avaient un risque intermédiaire ou un risque élevé, eh bien, le PET scanner permettait, dans le risque intermédiaire, de diagnostiquer, dans 6% des cas, des métastases ganglionnaires ou des métastases osseuses. Et si on regardait chez les patients à haut risque, c'est sur votre droite, vous voyez que cette imagerie moléculaire permettait de rectifier le diagnostic dans 28% des cas avec des métastases ganglionnaires ou des métastases osseuses. Si on regarde un petit peu plus en détail, on voit que c'est à peu près la moitié de métastases ganglionnaires et l'autre moitié des métastases osseuses qui n'avaient pas été vues sur l'imagerie conventionnelle. Alors, et là c'est peut-être pour nous rassurer, si on revient sur les recommandations de l'Association européenne d'urologie, eh bien vous voyez que bien sûr le PET-PSMA est supérieur à l'imagerie classique pour détecter des métastases dans ces cancers à haut risque, mais que pour l'instant il n'y a pas de recommandation forte, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation ou une forte recommandation d'utiliser cet outil moléculaire au moment du diagnostic pour nos patients. Et ça nous rassure parce que ce PET-PSMA rajoute des catégories de patients pour lesquels on ne sait pas le traitement idéal, le traitement recommandé. Regardons cette diapositive avec les imageries classiques. Donc finalement, on a les patients qui sont N0 ou M0 en imagerie conventionnelle et les patients qui sont N1 ou M1 en imagerie conventionnelle. Si on rajoute le PET, eh bien, on crée une catégorie supplémentaire qui est le patient qui est négatif en imagerie conventionnelle, mais qui devient positif en imagerie métabolique. Les autres, c'est assez facile.
Le patient qui était négatif en conventionnel, négatif en PET-PSMA, eh bien là, on va continuer le traitement classique et recommandé et qu'on trouve dans les recommandations de l'EAU ou de l'AUA et de l'AFU. S'il est métastatique, ben, ça ne change pas grand-chose parce qu'on peut trouver 2 métastases ou 15 métastases. Finalement, il va aller vers un traitement un petit peu systémique. Mais la question vraiment qui se pose, c'est pour cette catégorie intermédiaire qui était négatif en imagerie conventionnelle et qui devient positif en imagerie métabolique. Il y a eu récemment une conférence de consensus avec des experts mondiaux sur ce sujet en disant ben, qu'est-ce que vous faites pour un patient qui était négatif en conventionnel qui devient positif en imagerie métabolique. Eh bien, les experts ont dit qu'il y avait finalement 2 catégories. Les M0, N0 conventionnels qui devenaient N1 ou M1 en imagerie métabolique, mais avec 1 ou 2 spots pour lesquels il fallait alors appliquer le protocole classique, et les patients qui étaient à découverte de multiples métastases, malgré un bilan conventionnel négatif, pour lequel il fallait alors les assimiler à un cancer métastatique, donc ils changeaient de catégorie. Le point aussi, c'est que c'est bien de faire changer les patients de catégorie, mais est-ce que toutes ces imageries ont un impact sur la survie ? Regardons cette étude qui a regardé là encore des patients qui étaient nouvellement diagnostiqués de grade intermédiaire ou à risque élevé de cancer de la prostate, pour lequel avait été fait systématiquement un bilan d'imagerie conventionnelle et de l'imagerie moléculaire et qui permettait d'identifier dans 32%, donc on vient un petit peu sur la même étude que ce qui avait été fait précédemment, des adénopathies ganglionnaires. Dans 20% des cas avaient été retrouvées des adénopathies au-dessus du pelvis, dans 16% étaient retrouvées des métastases osseuses. Il y avait un point intéressant, c'est que l'intensité de fixation était corrélée à l'agressivité du cancer, et probablement ça sera associé le risque de progression de la maladie, mais pour l'instant, nous n'avons pas d'étude qui vous dit que cette intensité et cette modification de traitement qu'on va avoir a un impact sur la survie des patients. Deuxième point, là encore, sur est-ce que le changement de traitement va aboutir là aussi à une amélioration de la survie ? Eh bien, c'est encore en point d'interrogation. On n'a pas d'études qui permettent de répondre à cette question pour l'instant. Est-ce que, encore plus intéressant pour les patients qui avaient eu un cancer localement avancé pour lequel on décide un traitement chirurgical avec un curage étendu, est-ce qu'on peut ne pas faire de curage étendu si le PET-PSMA est négatif ? Eh bien, la réponse est non. Vous voyez ces 2 études prospectives multicentriques, chacune, qui avaient inclus des patients à haut risque, qui avaient eu un bilan d'imagerie métabolique avant l'intervention chirurgicale. On observait dans ces 2 études la même chose, c'est-à-dire une spécificité du spot positif comme étant une métastase d'un cancer de la prostate dans 94% et 97% pour ces 2 études, mais en termes de sensibilité, eh bien c'était faible, c'était seulement 40%. Donc, on ne peut pas exclure un curage étendu chez un patient qui a une imagerie métabolique négative et qui a un cancer à haut risque. Un argument de plus pour ne pas forcément aller vers ces imageries pour l'instant. En termes de coût, c'est un gros point d'interrogation. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours pour essayer de voir si le fait d'utiliser cette imagerie qui a quand même un coût supplémentaire dans le parcours du patient, est-ce que ça va avoir finalement un coût global moins important parce qu'on va rectifier les traitements, donner des traitements plus appropriés? C'est encore une grande question et pour l'instant, on ne peut pas répondre. Et puis le plus important, pour vous comme pour moi, c'est la disponibilité de ces imageries moléculaires qui ne sont pas aisées. Je vous disais que dans tous les pays d'Europe, on n'a pas forcément accès au PET-PSMA et que même en France, on a un accès très limité au PET-PSMA que pour les patients qui sont en récidive biologique après un traitement local. Donc en conclusion, pour le patient à haut risque, bien sûr l'imagerie classique reste le standard of care. Et si c'est accessible, bien sûr, il permet de définir la stratégie thérapeutique. Demain, si les imageries moléculaires sont largement utilisées, il faudra redéfinir les recommandations pour savoir que faire en fonction de telle et telle situation. Et donc encore beaucoup de questions en suspens. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, on va lancer la discussion, la session des questions-réponses, en commençant par les 2 premières présentations. Si vous avez des questions sur la radiothérapie et le contrôle local des cancers de la prostate à haut risque. Moi, j'avais plus un commentaire à faire par rapport à la présentation sur la chirurgie.
Oui. Puisque actuellement, il y a beaucoup de protocoles qui évaluent maintenant l'hormonothérapie en situation néoadjuvante. Et j'ai eu la chance d'avoir au sein de mon établissement la possibilité d'inclure les patients dans le protocole Proteus, qui incluait 6 mois d'hormonothérapie classique par agoniste, plus de la palutamide, chirurgie, et 6 mois ensuite de cette même hormonothérapie. Et ce qu'on observait, c'est ce qui était connu dans les littératures, c'est qu'il y a quand même une réduction du volume tumoral, une réduction de l'agressivité, une diminution de l'incidence des métastases ganglionnaires. On ne sait pas encore si ça a un impact sur la récidive biologique et sur la survie des patients, ça c'est l'étude qui le dira, mais en tout cas en termes chirurgicaux pour des patients jeunes qui ont des cancers localement avancés, je pense que cette stratégie doit être évoquée avec le patient, doit être discutée, tout comme on doit discuter pour ces patients, là encore à haut risque, le fait de faire de la radiothérapie plus de la curithérapie en boost, plus de l'hormonothérapie, plus probablement des nouvelles hormonothérapies à associer, pas simplement l'agoniste de l'AHH, mais ces nouvelles hormonothérapies, parce qu'il y aura probablement un impact positif sur leur survie. Merci. D'autres commentaires, questions? Oui. Bonsoir. Une question pour professeur Kouchbati. Bon, voilà, juste une question aussi. Dans les T3, les localement avancés, quand on hésite entre radiothérapie et prostatectomie radicale, est-ce que le fait de proposer immédiatement une prostatectomie radicale, même s'il n'y a pas actuellement d'études qui confirment la supériorité des études randomisées en double aveugle avec un recul suffisant, est-ce qu'on ne peut pas proposer une prostatectomie radicale systématiquement parce qu'en fait, même si on peut se rattraper par la radiothérapie, c'est toujours bénéfique puisqu'on a réduit le volume tumoral et la radiothérapie adjuvante peut, dans ce cas, donner de meilleurs résultats que la radiothérapie seule d'emblée. Est-ce que ce n'est pas une attitude rationnelle et logique? Alors, tout se discute, et d'où l'intérêt de la multidisciplinarité et la participation du malade à la décision. Effectivement, on peut proposer une chirurgie en expliquant aux patients qu'il y a un risque que ce soit un R1, parce qu'on a vu dans les études, ça peut aller jusqu'à 60% de chirurgie R1, et qu'on va être amené à ce moment-là, très probablement, parce que bon, R1, ce n'est pas à lui seul l'indication d'une radiothérapie adjuvante. On a vu, maintenant, c'est peut-être 10% qui peuvent ne pas avoir besoin, même si c'était R1. Mais dans un esprit multimodal, mais en pensant aussi au risque de toxicité ajoutée des deux traitements. C'est ça que le malade doit être averti, et s'il l'accepte, pourquoi pas. Maintenant, est-ce que le fait de faire une chirurgie plus radiothérapie de rattrapage fait mieux qu'une radiothérapie et une hormonothérapie? Ça, je ne peux pas le savoir, je ne peux pas le dire. Il faudra peut-être poser des questions de façon randomisée, ce qui est difficile quand même. Mais si un malade d'un T3 N0, moi je dirais, on peut proposer, si le malade préfère la chirurgie, on y va, sinon lui proposer une radio et hormonaux, c'est tout à fait valable et au moins équivalent à la chirurgie, sans courir l'association des deux toxicités, des deux traitements. Pas de systématique, mais au cas par cas, et le malade prendra la décision une fois qu'il est éclairé. Professeur Kouchbati, merci. Donc, 3 petites questions. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les nouvelles techniques de radiothérapie pour la prostate? Il y a des avances extraordinaires dans tout ce qui est sur le plan technologique pour les nouveaux traitements, d'une part, pour améliorer les résultats et diminuer les effets secondaires. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une différence entre les protocoles classiques par les mêmes doses, les protocoles lents sur 7 semaines généralement et les protocoles condensés qu'on commence à utiliser? J'ai appris ça d'un ami radiothérapeute. Et troisièmement, quel est le devenir de la glande prostatique par ces différentes techniques sur le plan histologique? Est-ce qu'on a des études là-dessus?
Merci pour ces 3 questions pertinentes. La première, par rapport, je ne sais pas si vous parlez de la Tunisie, l'état actuel des avancées technologiques en Tunisie. Alors, actuellement, on dispose d'une radiothérapie optimale en Tunisie dans tous les centres publics et privés. Le parc va être renforcé d'ici 2-3 mois dans le secteur public parce qu'on était un petit peu à la traîne. On a à disposition la radiothérapie IMRT VMAT ou Rapidar, qui est une radiothérapie de très haute technicité. Le projet de curithérapie traîne. On n'a pas encore de curithérapie pour la prostate, mais il y a des équipes qui travaillent dessus. J'espère que ça ne va pas tarder. La radiothérapie stéréotaxique n'est pas encore à la pratique. Elle est pratiquée pour d'autres localisations, cérébrales, pulmonaires notamment. Mais elle viendra très probablement parce que, comme je vous ai dit, le parc de radiothérapie s'élargit et de façon rapide. Donc voilà, on a un niveau de technique, la VMAT IMRT, qui permet de traiter correctement et d'aller à des niveaux de dose très importants. La deuxième question concernant le protocole, vous voulez dire l'hypofractionnement. Effectivement, l'hypofractionnement, ça a été validé dans les bas risques, dans les risques intermédiaires, et tend à l'être dans les hauts risques aussi. Il y a une très belle étude qui a été faite en Inde, qui a été publiée cette année, et qui est peut-être la meilleure étude du point de vue question de l'apport de l'irradiation dans les formes localement avancées, le haut risque, parce tous les malades ont été basés sur la stratification sur le PSMA, et ils ont fait quand même une étude où ils ont fait une radiothérapie pelvienne et prostatique avec un protocole hypofractionné. Et il montre des résultats très importants. Donc l'hypofractionnement, qui est le fait de raccourcir le nombre de séances en augmentant la dose par fraction, à titre d'exemple, un traitement classique prostate 38 ou 39 séances et même 40 séances parfois, à titre de degrés par fraction. Maintenant, on peut le faire soit en 20 séances de 3 grés, donc 3 semaines, soit 55 grés en 20 séances. Donc on peut le faire en 20 séances au lieu de 40 séances, on va dire. C'est validé. C'est une question d'habitude. Parfois, il y a des équipes qui hésitent parce qu'ils sont remboursés à l'acte, mais au nombre de séances, mais c'est un autre débat. La troisième question, c'est par rapport au devenir de la prostate une fois qu'elle a été irradiée. Bon, il y a des récidives locales, bien entendu, et il peut y avoir donc de l'ordre de 25% sur l'ensemble des séries, de 25% de biopsies positives après une radiothérapie, mais ça veut dire que 75% sont contrôlés. Merci. Donc, s'il y a des questions pour Dr Tarek Rakmouni à propos de la surveillance active, s'il y a des questions à propos de la surveillance active. Une question, puisque j'ai le micro. Est-ce que l'âge, vous le considérez, est-ce que ça vous pousse à ne pas proposer de surveillance active quand le patient est jeune? Non, ça va pousser juste à retarder peut-être le traitement, mais il faut que j'ai la certitude que ce soit vraiment un Gleason à 3+4 avec un tout petit contingent, 1 mm. Je vais prendre un certain temps parce qu'il n'y a jamais d'urgence à traiter un patient. Le cancer du prostate n'est pas une appendicite, c'est un cancer de prostate, l'évolution est lente. Donc il n'y a aucune urgence à le faire, il suffit que le patient adhère au traitement. Donc il faut toujours faire adhérer le patient au traitement. Donc l'âge n'est pas un problème, ça va lui permettre peut-être de gagner 2, 3 ou 4 ans avec une sexualité normale et après, probablement, il faudra le traiter. Une remarque juste en ce qui concerne la radiothérapie, dans le centre où je travaille, donc ils font de la SBRT et on fait donc la radiothérapie en 5 séances en mettant des grains dans la prostate pour que les rayons s'arrêtent au moment où la prostate bouge, parce que la prostate bouge avec les mouvements du côlon. Donc pour éviter l'irradiation du rectum, donc on met des grains dans la prostate. Et par contre, il ne faut pas oublier, donc ça souvent on nommé, c'est que la radiothérapie a quand même une toxicité, surtout quand on fait de l'hypofractionné, qu'on est à 5 séances sur le rectum. Et il y a des équipes qui mettent des spacers, donc un hydrogel entre le rectum et la prostate pour éloigner le rectum, pour éviter ces effets secondaires. Parce que quand on fait le contourage
Parce que je ne sais pas si vous avez déjà été dans un centre de radiothérapie. Moi, j'ai été pour savoir ce que font les radiothérapeutes. Vous savez ce qu'on fait, mais on ne sait pas ce que vous faites. Donc, on veut le savoir. Donc, je suis allé voir. Donc, c'est des enfants qui jouent, qui colorient des zones, qui choisissent des zones avec une certaine marge de sécurité, donc qui est de 1 mm ou de 3 mm en fonction de ce qu'ils veulent, des appareils qu'ils ont. Et puis, donc, ça, dans ces zones-là, ça inclut le rectum et la vessie, dont des effets secondaires. Et c'est pour ça qu'ils nous appellent des fois pour mettre des spacers, le gel, l'hydrogel entre le rectum et la prostate pour essayer d'éviter ces effets secondaires. Droit de réponse? On joue, mais on travaille correctement, parce que justement, quand on fait le contourage, on prend des marges pour tenir compte de ces incertitudes qui sont liées à l'imagerie, au mouvement, et on arrive justement avec l'effet du ciel pour cibler et traquer la tumeur. Nos appareils actuellement sont dotés de scanners. Donc l'accélérateur moderne, il a un scanner embarqué. Et avant chaque séance, on fait un scanner pour être sûr du positionnement. C'est la radiothérapie guidée par l'imagerie. Exactement, l'IGRT. Voilà. Oui, l'IGRT. Alors, une autre question qui est un petit peu en dehors du sujet. J'aurais dû ne pas poser de questions, alors. Oui, vous n'auriez pas dû, peut-être. Donc, la place de l'intelligence artificielle, quelle place va-t-elle prendre dans votre pratique? Parce que là, on voit avec la radiothérapie adaptative comment ça se passe, et on se projette dans l'avenir, puisque l'œil humain a ses limites, l'imagerie, donc l'intelligence artificielle a moins de limites que votre œil. Donc, pour le contourage, est-ce qu'elle ne va pas faire mieux que vous? Et qu'en est-il de ça dans l'avenir? Merci. Oui, c'est une très bonne question, et l'intelligence artificielle va nous aider sûrement. Et dans le service où je travaille, nous participons avec l'Agence internationale de l'énergie atomique à une étude internationale où il y a 60 pays, 60 équipes, et on fait des exercices justement pour comparer le contourage que nous on fait et que l'intelligence artificielle va être faite. Les travaux vont être présentés dans le prochain Estro. Mais c'est un avenir certain, ça va aider à être plus précis et à soulager, justement, on va avoir un peu plus de temps pour s'amuser puisque l'intelligence artificielle va remplacer notre travail. Bon, il y a des questions au docteur Coulibaly? Oui. À la suite, nous avons un PSA inférieur à 20 nanogrammes avec une IRM négative et une biopsie négative. Quelle est l'attitude alors? Parce que c'est courant dans notre pratique au Cameroun. Ouais. C'est vous qui nous faites la surveillance active. Alors, on ne peut pas parler de surveillance active parce qu'on n'a pas de cancer. Tant qu'on n'a pas de cancer, on ne parle pas de surveillance active. On peut parler juste là, vous n'avez pas encore trouvé le cancer. Soit il y en a, soit c'est une inflammation chronique de votre prostate. Et c'est ce qu'on voit assez fréquemment chez nous. Les patients font des prostatites à répétition, mais il faut sur ce patient refaire des biopsies et s'acharner à voir s'il n'y a pas un cancer quelque part caché. Donc on ne peut pas parler de surveillance active là. La surveillance active, c'est quand on a un cancer. Il faut un Gleason. Donc, merci. Est-ce qu'il y a des questions au docteur Coulibaly pour l'actualité du cancer de prostate en Afrique subsaharienne? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y a des questions à docteur de la taille pour le PET à la PSMA? Non. D'accord. Donc là, je pense qu'on va profiter qu'on est pratiquement à l'heure. Peut-être un appel pour dire pour les comités d'uro-oncologie qui se mettent ensemble en Afrique, puisqu'on est, c'est l'occasion, pour préparer, par exemple, pour la surveillance active ou pour tout autre sujet, pour qu'on puisse vraiment parler sur des chiffres et qu'on puisse parler sur notre réalité africaine, c'est-à-dire que ce soit l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. Donc, moi, je pense que les comités d'oncologie, les sociétés ont intérêt à travailler ensemble. Et là, c'est l'occasion, puisqu'on est ensemble, qu'on se mette, qu'on s'échange les coordonnées, qu'on commence à travailler et qu'on ne travaille pas sur des chiffres d'Europe et de l'OAU et qu'on travaille la prochaine fois sur des chiffres africains. Merci et on va se reposer quelques minutes et passer directement au SIMPO. Merci.
niveau du pelvis, comme si on a plusieurs ganglions au niveau du rétropéritoine. Donc ça, c'est un groupe hétérogène, et donc on ne peut pas appliquer le même traitement pour tous ces patients. Donc le PET scan, l'avènement du PET scan a permis un diagnostic précoce et un volume tumoral qui est faible, ce qui fait qu'on a une population qu'on peut prendre en charge différemment. Donc le PET scan à la colline a permis quand même d'isoler une population qu'on estime traiter de façon curative. Le PET scan à la colline, dans la détection des récidives ganglionnaires, il a une sensibilité, comme on a vu tout à l'heure, il n'a pas une grande sensibilité, c'est une sensibilité autour de 40-60%, mais une grande spécificité. Pour la démarche diagnostique, pour les malades qui ont une récidive ganglionnaire, il y a 2 étapes. La première étape, déjà, c'est de faire le diagnostic de la récidive biologique. C'est-à-dire, c'est une augmentation du PSA après prostatectomie radicale qui est supérieure à 0,2, pour des malades, bien sûr, qui ont négativé, qui ont un PSA indétectable après chirurgie, ou bien c'est un ADIR plus 2 après radiothérapie. Donc, déjà, la première étape, c'est de dire que le malade a fait une récidive biologique. Après, ces malades-là, avant, on les traitait directement par une hormonothérapie, alors que maintenant, la prise en charge, elle a changé. Ces malades-là sont explorés. Comment explorer? Par un PET à la colline qui va objectiver la récidive, préciser le nombre des ganglions et leur site. Aussi, éliminer les autres métastases. Donc, il faut compléter ce bilan, cette exploration, par une scintigraphie osseuse qui va éliminer les métastases osseuses et un scanner TAP qui va éliminer une métastase viscérale. Donc, la première étape diagnostique, cette approche diagnostique consiste à confirmer la récidive ganglionnaire et à éliminer les métastases à distance. Pour ces patients chez qui on va poser le diagnostic de récidive ganglionnaire après traitement radical, donc c'est le sujet de ce sympo, il y a des facteurs pronostiques qui sont le délai de récidive entre la chirurgie et l'apparition de ces ganglions, le taux de PSA qui est un élément pronostique important, le glisone, la présence ou non d'hormonothérapie au moment du diagnostic, le nombre de ganglions positifs et leur siège. Donc ça aussi, c'est des éléments pronostiques qui sont très importants. Une fois le diagnostic est posé et le pronostic donc plus ou moins précisé, quel traitement proposer à ces patients? Comme on a dit dans l'introduction, ces malades étaient au départ traités par l'hormonothérapie, donc quelque part ils étaient condamnés parce qu'on sait que l'hormonothérapie, il y a un échappement au bout d'un certain temps. Donc en plus, cette hormonothérapie, elle va avoir ses effets secondaires, alors qu'on peut isoler un groupe de patients chez qui on peut proposer un traitement autre que cette hormonothérapie. Donc, cet autre traitement, c'est la chirurgie de rattrapage qui peut être plus ou moins associée à l'hormono, ou bien à la radiothérapie, ou bien une radiothérapie seule. Donc, l'hormono, je vais laisser le Dr Ayed en parler. Pour la chirurgie chez les malades qui ont une récidive ganglionnaire après traitement radical, c'est un curage ganglionnaire, donc de rattrapage, qui sera guidé par les résultats du PET à la colline. Ce curage, il peut être régional au niveau du bassin, donc c'est au niveau du pelvis, ou bien au niveau du rétropéritoine. Et c'est un curage qui est élargi. Donc c'est une chirurgie qui est difficile parce qu'elle survient après déjà une chirurgie première et parfois après radiothérapie. Le but de cette chirurgie de rattrapage, de ce curage, ce n'est pas forcément de guérir le patient, mais surtout de retarder la récidive et de retarder le recours au traitement hormonal. Les différentes études ont montré qu'après le traitement chirurgical, 70% des patients n'ont pas de récidive jusqu'à 5 ans. Donc, cette chirurgie de rattrapage, quand même, permet le contrôle de la maladie, permet un contrôle local de la maladie, alors qu'avant, je disais que ces malades-là, dès qu'on voit le PSA s'élever, on est un peu devant un constat d'échec et d'emblée, on prescrit l'hormonothérapie et ces malades qui sont condamnés
à une évolution métastatique viscérale dans les années qui suivent. Alors que chez certains patients chez qui on va faire de la chirurgie, on va faire un curage, on va pouvoir maîtriser cette maladie. Les techniques de la chirurgie guidées par le PET scan, le curage, donc comme on a dit, c'est un curage pelvien. Les limites, c'est la bifurcation aortique en haut et le canal fémoral en bas. Le curage rétropéritonéal, c'est latéralement les uretères, le pédicule rénal en haut et la bifurcation aortique en bas. Donc, c'est des curages qui sont assez étendus et qui peuvent avoir quand même des complications qu'on va voir tout à l'heure. L'anapathe est très importante. Dommage, là, je n'en vois pas d'anatomopathologiste dans la salle, comme les radiologues, parce que ça, c'est une prise en charge, normalement, qui est pluridisciplinaire, et les anapathes, vraiment, sont très importants. Et la qualité de la lecture est très importante, et surtout, la lecture à plusieurs. Et préciser l'atteinte micrométastatique. Les résultats de la chirurgie de rattrapage dans le traitement des récidives ganglionnaires après traitement radical, donc il faut que ce curage soit de qualité. Donc il doit ramener en moyenne 20 ganglions. Les sites positifs sont surtout au niveau du pelvis, rarement au niveau du rétropéritoine. Et la survie sans récidive biochimique à 8 ans, elle est à 22%. Sans récidive clinique, elle est pratiquement à 40%. Sachant que les malades qui font une récidive biochimique, seulement 25% vont récidiver cliniquement. Donc un malade sur 4 va récidiver cliniquement. Pour les malades qui ont un curage donc, ganglionnaire dans les récidives, s'il n'y a pas de réponse biochimique, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'effondrement du PSA après chirurgie, il faut mettre une hormonothérapie en cours pendant au moins 2 ans, et ça sera peut-être plus précisé par Dr Haïd tout à l'heure. Les facteurs pronostiques, c'est toujours le taux de PSA, le nombre de ganglions. Donc, le taux de PSA en études multivariées, c'est un élément pronostique qui est très important. Bon. Les complications de ce curage ganglionnaire, c'est la lymphorie, lymphocytes, des lésions des vaisseaux, donc des artères. La chirurgie de rattrapage peut être dans certains cas associée à une radiothérapie qui permet un meilleur contrôle local, mais n'apporte pas le plus pour le contrôle de la maladie à distance. Donc la radiothérapie adjuvante à la chirurgie permet un meilleur contrôle local. Donc elle peut être indiquée dans certains cas. Donc ça c'est... voilà. Donc, c'est pour montrer les deux courbes. Là, il y a un meilleur contrôle. Sur la courbe de gauche, on voit les courbes qui sont vraiment à distance pour la récidive. Donc, au niveau du pelvis, chez les malades qui ont une radiothérapie plus chirurgie, ils ont donc le temps de récidive est beaucoup plus lent que les malades qui ont une chirurgie seule. Donc, la chirurgie seule ne permet pas un meilleur contrôle. Ce traitement, donc, par chirurgie avec radiothérapie adjuvante, il a une toxicité, mais qui est acceptable, et pratiquement pas de grade 3 et 4, et pas d'altération du score de qualité de vie. Pour l'autre moyen de traitement, c'est la radiothérapie. La radiothérapie peut être proposée chez les malades qui sont en récidive ganglionnaire après traitement radical. Cette radiothérapie, elle est indiquée, mais les facteurs prédictifs d'échec sont surtout un taux de PSA supérieur à 3 nanogrammes, un nombre de ganglions positifs supérieur à 3 et une récidive dans un délai inférieur à 3 ans. La radiothérapie stéréotaxique est surtout indiquée dans les volumes tumoraux peu importants. Donc, la radiothérapie sera indiquée donc, pour les autres patients, c'est-à-dire PSA inférieur à 3, si le nombre de ganglions est inférieur à 1 à 2, ou bien si le délai de récidive est supérieur à 3 ans. Donc la radiothérapie peut être associée à une hormonothérapie. Cette hormonothérapie, c'est une hormonothérapie courte.
de 6 mois, il n'y a pas vraiment de consensus pour une hormonothérapie longue dans la radiothérapie de rattrapage dans les récidives ganglionnaires. Les modalités de radiothérapie vont dépendre si le malade a été irradié au préalable ou pas. Vont dépendre aussi, le champ d'irradiation va dépendre du résultat du PET scan, si c'est une récidive locale ou à distance, donc le champ sera fixé en fonction des résultats du PET scan, et il y aura toujours un boost sur les ganglions positifs. La toxicité, elle est acceptable, donc la radiothérapie de rattrapage dans les récidives ganglionnaires a une toxicité qui est acceptable, et il n'y a pratiquement pas de changement significatif dans le score qualité de vie. Par contre, la dégradation de l'activité sexuelle se voit à 6 mois et elle est imputée, entre guillemets, à la castration chimique. Pour conclure, le groupe de patients qui va bénéficier de la chirurgie de rattrapage dans les récidives ganglionnaires, c'est les patients qui ont un nombre de ganglions positifs au PET scan qui est inférieur ou égal à 2. Au niveau du pelvis, donc les ganglions à distance ont de mauvais pronostics, les ganglions au niveau du rétropéritoine, un glisone inférieur ou égal à 7, un PSA au moment du diagnostic de la récidive, 0,2 si prostatectomie radicale et inférieur à 3 après radiothérapie. Le traitement local, c'est-à-dire la chirurgie ou la radiothérapie, semble être prometteur dans le traitement des récidives ganglionnaires après traitement radical de cancer de prostate pour certains malades, avec des éléments de bon pronostic et une toxicité qui est acceptable. Ces décisions doivent être prises dans le cadre d'RCP et des études prospectives avec 2 bras, c'est-à-dire radiothérapie seule et chirurgie, donc, permettront de mieux préciser la place de chaque traitement. Je vous remercie et je laisse la place à Dr Haït. Merci, Dr Sferzi. Donc, je remercie les présents qui sont courageux pour rester jusqu'à la fin. Je remercie les laboratoires d'AstraZeneca d'avoir organisé ce symposium. Donc, je vais peut-être décevoir Dr Sferzi parce que je n'ai pas de réponse à tout. Ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une situation très nouvelle. C'est une situation très rare, les récidives ganglionnaires uniques après traitement loco-régional d'un cancer de la prostate, parce que jusque maintenant, en fait, quand on a une récidive biologique, quand on a une élévation des PSA, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un scanner, on va faire une scintigraphie osseuse, et très souvent, c'est négatif, et donc on va dire tout compte fait, c'est ce qu'on appelle maintenant des cancers de la prostate ou hormonosensibles encore ou hormonorésistants M0. Donc, mais peut-être avec l'avènement des nouvelles imageries telles que PET-choline, PET-PSMA, les choses vont changer. On va de plus en plus détecter ces récidives ganglionnaires et ce serait un vrai challenge de les diagnostiquer et de les traiter puisqu'on va voir en fait que le pronostic n'est pas le même. En fait, il faut savoir que cette atteinte ganglionnaire est de loin moins fréquente que l'atteinte osseuse dans les cancers de la prostate, certes, et ce qu'on voit clairement, c'est que le pronostic est de loin meilleur par rapport aux atteintes osseuses, par rapport aux atteintes viscérales et par rapport aux autres atteintes. Vous voyez la courbe jaune en haut, c'est les patients avec les atteintes ganglionnaires. Et ce qui ressort un peu du laisser stampede dans les 2 bras, donc taxotere versus standard of care, ils ont repris un peu tous les patients métastatiques entre 2005 et 2013 dans le bras A, donc standard of care hormonothérapie versus le bras B hormonotaxotère. Ils ont repris un peu les patients avec les nodules, avec les ganglions métastatiques parmi tous ces patients métastatiques. Et la conclusion est très intéressante, c'est que, en fait, c'est un facteur pronostic indépendant, cette atteinte ganglionnaire, surtout quand on a plus de 5 ganglions. Et ce que conclut l'auteur, c'est que ces patients-là, avec plus de 5 ganglions positifs, devraient plutôt être inclus avec les CC dans les groupes cancer de la prostate avec gros volume métastatique. Donc ça, c'est un fait. Quand on regarde un peu, donc on pioche un peu dans la littérature pour voir qu'est-ce qu'on doit faire devant ces métastases ganglionnaires qu'on découvre de plus en plus après un traitement local du cancer de la prostate, en fait, on ne sait pas trop ce qu'on fait. J'ai trouvé quelques études, mais vraiment monobras, pas d'études randomisées. Donc, cet essai, j'ai étudié P07, donc ça date de 2021, c'est assez récent.
Donc un design très compliqué et assez bizarre, je vais dire. Donc ils ont inclus des patients qui vont bien, avec un PS01, qui ont eu un traitement radical, soit prostatectomie, soit radiothérapie, qui avaient au moins 5 ganglions positifs sur le PET, que ce soit PET choline ou PET PSMA, selon les disponibilités. C'était des ganglions en dessous de la bifurcation, donc avec tous les respects de la dosimétrie et du coloriage de nos amis radiothérapeutes. Et en fait, il fallait qu'il y ait un washout de 6 mois depuis la fin de l'hormonothérapie. Et les patients, en fait, devaient recevoir, donc ces patients-là, de l'hormonothérapie 6 mois et de la radiothérapie, donc des techniques, peut-être le docteur Kouchbat nous expliquera tout à l'heure, en fonction des dosimétries antérieures qu'ils ont reçues. L'hypothèse, c'était donc ils avaient hypothésé que cette radiothérapie de rattrapage avec l'hormonothérapie devait donc aboutir à un relapse-free survival de 70% à 2 ans. Et les objectifs, évidemment, étaient donc pas de récidive biologique, pas de progression clinique, pas de progression radiologique. Donc au final, en fait, ils ont inclus que 67 patients qu'ils ont divisés en 4 groupes, donc ça ne fait pas beaucoup dans chaque groupe. Donc en gros, pour vous expliquer, donc groupe A et B, c'était les patients qui n'ont pas eu de radiothérapie avant, et le groupe C et D, c'était les patients qui ont eu de la radiothérapie. Donc prostatectomie seule, prostatectomie plus radiothérapie. Donc ces patients avaient des récidives ganglionnaires. Donc à la baseline, donc à l'inclusion, ils avaient à peu près des PSA aux alentours de 4 dans tous les sous-groupes. Et la conclusion, c'était que, en fait, ils avaient ces patients qui ont été donc rattrapés par l'hormonothérapie et par la radiothérapie en fonction de la dosimétrie, avaient une PFS de 45,3 mois dans cette étude. Et surtout, un délai par rapport au début de l'hormonothérapie palliative de 51,9 mois, ce qui est déjà assez important et assez conséquent. Vous imaginez tout ce qu'on peut éviter à ces patients-là comme toxicité de la radiothérapie. Donc la toxicité était très acceptable avec ce traitement-là, très peu de grade 3-4, donc c'est faisable. Et la conclusion, évidemment, était que ce traitement est faisable pour ces patients-là, que ça a augmenté la PFS, que ça a augmenté le temps jusqu'au début de l'hormonothérapie palliative, mais que surtout, ça devrait être confirmé par des études prospectives randomisées à double bras. Alors, deuxième essai qui est publié en 2020, mais cette fois hormonothérapie associée à la chirurgie, toujours un essai monobras malheureusement. Donc ils ont inclus 189 patients qui avaient des rechutes ganglionnaires exclusives, donc traités auparavant par prostatectomie radicale. Il y avait quelques patients qui étaient irradiés quand même. Donc diagnostic de la rechute évidemment par PET, PSMA ou choline. Donc patients ayant reçu chirurgie et hormonothérapie tous les 3 mois. Alors la durée de l'hormonothérapie par contre n'était pas précisée. Et je suis désolée pour cette capture écran pas très claire. Donc tous les patients avaient des ganglions positifs dans la plupart, et il y avait quelques patients, comme je vous disais, qui ont été irradiés après la prostatectomie radicale. Donc comme vous voyez, dans 61% des cas quand même qui ont reçu de la radiothérapie, et qu'il y avait des patients qui ont reçu de l'hormonothérapie aussi après traitement radical. Donc la survie globale à 8 ans était de 72% et à 10 ans était de 66%. Et quand on voyait les facteurs prédictifs, en fait, prédictifs de bonne survie après cette chirurgie de rattrapage et hormonothérapie, on trouve évidemment les PSA à la baseline, on trouve le nombre de ganglions, on trouve un peu le délai par rapport à l'hormonothérapie initiale et on trouve la radiothérapie avant, surtout au départ après la prostatectomie initiale. Et la conclusion des auteurs était que seul l'ajout de l'hormonothérapie à cette chirurgie de rattrapage de ces ganglions améliorait significativement la survie globale des patients avec un P très significatif, mais encore faut-il évidemment attendre des essais randomisés dans ce sens prospectif. Alors, qu'en est-il de l'hormonothérapie nouvelle génération? Ça aussi, pas beaucoup de réponses dans la littérature. Le seul essai où j'ai trouvé
une ébauche de réponse, c'est l'essai Stampede, parce que c'est multibras. Quand on voit un peu les critères d'inclusion des essais Stampede, quand on les revoit un à un, on trouve qu'en fin de compte, ils ont inclus quand même des patients qui ont été traités initialement par prostatectomie et ou radiothérapie et qui étaient en récidive ganglionnaire, donc après traitement loco-régional. Et donc, quand on regarde les résultats de cet essai-là, il y a bien, donc quand vous voyez, je ne sais pas s'il y a le pointeur, non. Donc, il y a bien rechute ganglionnaire après prostatectomie ou radiothérapie dans cet essai-là, même s'ils sont que de 7%, mais quand même, c'est des patients qui ont été inclus. Et vous connaissez tous le résultat de ces essais-là, qu'il y a bien le bénéfice de l'hormonothérapie, en l'occurrence, nouvelle génération, l'abiraterone, dans tous les sous-groupes, et notamment dans ce sous-groupe de patients qui étaient en rechute ganglionnaire après traitement loco-régional. Donc là, par contre, on sait qu'ils ont fait 2 ans d'hormonothérapie nouvelle génération dans ce groupe-là. Et quand on regarde un peu les recommandations, les recommandations américaines recommandent de faire l'hormonothérapie en plus de la radiothérapie stéréotaxique dans ces récidives-là, plus ou moins abiraterone, donc hormonothérapie nouvelle génération. Les recommandations européennes, c'est pas très clair. Autant après prostatectomie radicale, ils recommandent bien l'association d'une hormonothérapie entre 6 et 24 mois associée à la radiothérapie. Autant après la radiothérapie, la question de l'hormonothérapie reste ouverte. Et je vous invite surtout à discuter vos patients en RCP pour savoir un peu ce qu'on fait. Chaque patient est un cas à part et je pense que ça mériterait discussion très sérieusement pour les rattraper parce que ça n'a pas le même pronostic et on peut très bien améliorer leur survie. Et je vous remercie. Thank you, Professor Sfaxi and Professor Ayadi, for this presentation. Many debates and big discussion we can talk about now because there are many interrogations and questions that remain. So I open the discussion. If you want to go topic progressively with every subject, and we'll discuss it further. Okay? Have you got questions for the first presentation? We can begin with, if you want, with the definition of the recurrence of lymph nodes after radical treatment of the prostate. The definition itself is not precise. Can we precise this point? Donc, pour la définition de la récidive ganglionnaire après prostatectomie radicale, donc, comme j'ai présenté, il y a 2 étapes. Il y a la récidive biochimique, c'est-à-dire après prostatectomie radicale, la première chose qui déclenche l'exploration, c'est l'augmentation, c'est le rise PSA, c'est-à-dire c'est l'augmentation du PSA, supérieur à 0,2 et nadir plus 2 en cas de radiothérapie. Et une fois, on a sur 2 prélèvements successifs. Donc, il faut faire 2 prélèvements successifs pour confirmer la récidive biochimique. Et après, on fait les explorations radiologiques qui consistent à faire le scanner, le scanner pour éliminer une métastase viscérale, une scintigraphie osseuse pour éliminer une métastase osseuse et le PET à la colline. Parfois, l'accès en Tunisie, c'est vrai que ce n'est pas très facile, mais on peut l'avoir pour confirmer la récidive ganglionnaire. Donc, c'est 2 étapes, récidive biochimique et après exploration, éliminer une métastase à distance, parce qu'on parle vraiment des récidives ganglionnaires, point comme a dit Dr Ahed, et c'est très rare parce que souvent c'est associé, comme j'ai vu sur les séries, c'est associé à une récidive locale. D'ailleurs, la radiothérapie, c'est une radiothérapie sur le lit de la prostatectomie plus une radiothérapie sur la chaîne ganglionnaire. Donc, la définition de la récidive, c'est ça.
Oui, plus un commentaire que de questions. En fait, il y a généralement dans la pratique, et on l'a vu plusieurs cas dans la pratique, il y a deux situations. Une récidive qui survient ganglionnaire isolée dans le pelvis ou en dehors du pelvis. Si la question autour des récidives pelviennes est à peu près résolue par l'étude, même si c'était une étude de phase 2 de Supio que tu as présentée, et où il semble évident qu'une irradiation pelvienne avec un complément sur le ganglion atteint est supérieure qu'une irradiation spécifique pour le ganglion lui seul. Et probablement aussi le même esprit, c'est-à-dire que si on fait une chirurgie du ganglion, ce n'est pas suffisant. Il faudra donc considérer tout le pelvis. Et la radiothérapie, avec cette possibilité d'irradier l'ensemble du pelvis et un complément, et donc apporte de meilleurs résultats. La deuxième situation, c'est une irradiation, c'est des récidives ganglionnaires, mais en dehors du pelvis. Et là, la radiothérapie étendue n'est pas possible parce que sinon ça va être toxique. La stéréotaxie joue un rôle important, associé à l'hormonothérapie, effectivement. Et donc, quand il s'agit d'une récidive ganglionnaire en dehors du pelvis, c'est une irradiation localisée et une hormonothérapie. C'est les grandes lignes à peu près. Et dans la pratique, on a quelques patients qui, suite à une chirurgie, ils récidivent en ganglionnaire isolé, s'ils n'ont pas eu de radiothérapie avant, comme l'a dit tout à l'heure le Dr Sfer, c'est effectivement une irradiation de la loge et des ganglions. Mais s'ils ont été irradiés sans irradiation pelvienne, parce que des bas risques ou des risques intermédiaires souvent, où l'irradiation se focalise sur la prostate et les vésicules séminales sans les ganglions, 4 ou 5 ans après, ils peuvent faire une récidive ganglionnaire pelvienne et les techniques actuelles permettent donc de les rattraper. On a quelques malades en commun et avec des reculs de 2 ou 3 ans et qui sont contrôlés. La grande question, quelle est la durée de l'hormonothérapie? Mona, je ne sais pas si tu as une réponse. Ben en fait, on ne sait pas trop parce que c'est une situation très très particulière. En fait, on est entre deux situations. On est en situation de patient non métastatique sur un bilan standard où on peut faire de l'hormonothérapie intermittente et entre des patients qui seraient métastatiques sur une nouvelle imagerie, sur de nouvelles techniques, où théoriquement on devrait faire de l'hormonothérapie longue. Donc franchement, la question, on n'en sait, personne n'en trouvera la réponse nulle part. Je pense que les choses vont changer dorénavant, que c'est une situation qui ne va pas devenir une situation particulière ou une situation très rare, parce qu'on va découvrir de plus en plus grâce au PET, PSMA, et pète à la colline. Ce serait, maintenant, je pense que c'est la récidive biologique qui n'aura plus lieu d'être, parce que forcément, on va tomber sur une fixation quelque part. Donc, je pense que dorénavant, d'ailleurs, toutes les recommandations incitent les gens à inclure leurs patients dans des essais cliniques pour savoir un peu ce qu'on fait dans ce genre de situation. C'est pour ça que je dirais, pour l'instant, il faut les discuter en RCP au cas par cas, en fonction du traitement antérieur, des doses qu'ils ont reçues, et puis en fonction de l'évolution, de l'âge aussi, de la toxicité de l'hormonothérapie. Donc tout ça, c'est un faisceau d'arguments pour décider. Mais il n'y a pas de consensus pour dire 6 mois, 1 an, 2 ans ou autre. Et après aussi, il ne faut pas oublier les nouvelles hormonothérapies, l'hormonothérapie nouvelle génération. Autant dans le Stampede, on a peut-être une petite ébauche de réponse. Il ne faut pas oublier les autres, tout ce qui est les cancers de la prostate résistants à la castration M0, qui ont été diagnostiqués sur un bilan standard, donc scintigraphie, scanner TAP seulement. Donc peut-être que dans ces patients-là, il y aurait des patients avec une atteinte ganglionnaire qui, eux, profiteraient d'une hormonothérapie nouvelle génération. Donc le débat reste ouvert. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je pense que le message, s'il y a un message à faire passer, c'est que avant, on était un peu agressif avec les cancers gentils et gentils avec les cancers agressifs. Et là, il faut inverser, c'est-à-dire on a vu avec la présentation sur la surveillance active, il faut élargir un peu plus la surveillance active, c'est-à-dire lever un peu le pied sur ces cancers-là qui n'ont pas vraiment un potentiel agressif. Et par contre, être agressif avec ces cancers qui sont en récidive ganglionnaire, ne pas hésiter déjà à les détecter, à les dénicher par les explorations dont on dispose actuellement, à les traiter par les moyens dont on dispose, la chirurgie éventuellement, la radiothérapie associée à l'hormonothérapie. Et donc, j'invite tous nos collègues, parce qu'on voit encore des malades qui sont en récidive biologique et qui ne sont pas explorés, qui ne sont pas traités, alors qu'on rate peut-être l'occasion de les traiter. Oui, mais aussi, je sais pas, si vous avez un patient avec plus de 5 ganglions, vous l'opérez quand même? Non.
Non, Ouais, non, voilà, c'est parce j'ai dit la chirurgie, d'ailleurs, l'avant-dernière diapo sur la conclusion, c'était clair, les malades qui vont bénéficier de la chirurgie, c'est des malades qui ont moins de 3 ganglions, c'est des malades qui ont des facteurs de pronostic, de bons facteurs de pronostic, parce que cette chirurgie, c'est une chirurgie qui est difficile, c'est une chirurgie qui a ses complications, sa morbidité, donc il faut vraiment peser, et c'est l'RCP, là, l'RCP est important. Les études donc avec deux bras est importante pour vraiment préciser la place de chaque moyen thérapeutique. Ça, l'affaire n'est pas encore entendue, donc il y a encore du travail. Ok, donc merci Dr Sfersi, merci Dr Ayedi, merci pour la présence qui sont restés jusqu'à la fin de cette journée et j'estime qu'on peut la terminer. Il reste l'Assemblée générale de la Pausa et donc la séance est levée. Merci beaucoup.